Bienvenue dans l'iceberg du black metal. Il y aura 6 parties. Préparez votre chocolat chaud, on est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'iceberg, c'est une manière de classer un sujet du plus accessible au plus extrême. J'ai pris le parti de le faire musicalement et aussi en termes d'affaires judiciaires ou encore de réputation. Cradle of Filth. Je sais ce que vous allez me dire, Cradle of Filth, ce n'est pas du black. Et vous auriez probablement raison, du moins en partie. Mais beaucoup de gens ont découvert le genre avec ce groupe, donc je pense qu'il est parfaitement à sa place ici. Cradle of Filth est un groupe anglais fondé en 1991. On retrouve des thématiques comme la littérature gothique du 19e siècle. Il y a une fascination pour les figures tragiques, maudites, vampiriques. Il y a une esthétique assez baroque, théâtrale, presque victorienne. En témoignent souvent d'ailleurs les clips du groupe lui-même. On retrouve des références à Alan Poe, Bram Stoker, Lord Byron, Sade. Il y a aussi des albums cultes aujourd'hui comme Dusk and Embrace sorti en 1996. Donc c'est un mélange de black et de romantisme noir. On parle parfois d'un chef-d'œuvre, clairement. Ensuite, nous avons Cruelty and the Beast sorti en 98. Donc c'est un concept album entièrement centré sur Elizabeth Bathory. Il est plus théâtral, plus narratif, plus épique. Je vous fais une petite aparté sur Elizabeth Bathory. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plupart d'entre vous savent qui est Elizabeth Bathory, c'est une noble qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle. Et à la mort de son mari, elle se retrouve à la tête d'un vaste patrimoine. En 1909, elle est accusée d'avoir maltraité et tué un grand nombre de jeunes servantes dans ces domaines, et il paraît qu'elle prenait des bains de sang pour préserver sa beauté. Évidemment, il n'y a aucun fait historique avéré, on est plus sur de la légende, du mythe. Elle n'a jamais été jugée publiquement, pour éviter sûrement un scandale politique. Elle a été placée en résidence surveillée dans son château et murée dans une pièce. Et elle y mourut en 1614. En fait, elle est importante quand même puisqu'elle est liée au mythe des vampires. Cradle adore ce mythe des vampires, donc je pense que c'était important de le mentionner. Et c'est une figure importante même dans le black metal en règle générale, puisqu'on retrouve par exemple Bathory, qui a carrément appris le nom de cette personne. Il y a Tormentor qui a sorti aussi un morceau sur Elizabeth Bathory sur l'album Anno Domini qui est sorti en 88. Et ça a été repris par Dissection sur Storm of the Lightbane en 95, pareil sur Elizabeth Bathory encore. Autre album culte, Midian, sorti en 2000. C'est un album qui a été très inspiré par Nightbreed de Cliff Barker. Donc c'est un album qui les a solidifiés à leur statut international. Peut-être même l'album le plus culte de Cradle. J'ajoute un point important sur Nymphétamine qui est sorti en 2004. En fait, je pense que c'est quand même celui qui les a rendus le plus célèbres et le plus mainstream. Dites-moi si je me trompe, mais comme quand j'étais adolescente, j'avais quand même l'impression de l'entendre partout. Je sais pas pourquoi. Et en faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert que ça lui a valu une nomination aux Grammy Awards en 2005, donc ce n'est pas rien en réalité. Ça veut dire qu'ils sont carrément validés en fait. Cependant, il y a quelques controverses autour du groupe, notamment autour du merchandising. Je sais pas si vous connaissez le t-shirt de la nonne avec Jesus is a cunt, où voilà, je vais vous le montrer à l'écran, voilà. On parle ici d'une controverse mondiale. Je vous fais un bref résumé. Au Royaume-Uni, il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées ou condamnées pour avoir porté le t-shirt en public. Les accusations allaient de conduite offensante à représentation blasphématoire. Aux États-Unis, il y a un employé de magasin en Floride qui a été arrêté dans un centre commercial, mais il a été acquitté finalement. En Écosse, des magasins qui vendaient le t-shirt ont été perquisitionnés. Il y a même un propriétaire qui a été inculpé, mais les charges ont été abandonnées. En Australie, il y a un adolescent qui a été arrêté pour comportement offensant. En Nouvelle-Zélande, le t-shirt a été officiellement interdit et l'interdiction fut assouplie en 2020 pour les plus de 18 ans, donc c'est quand même assez récent, 2020 c'était il y a 6 ans. Et le musée de Christchurch, en 2015, a exposé le t-shirt dans un musée et ce qui entraîna une tentative de vandalisme. Donc ce n'est pas rien, hein, c'est juste un t-shirt. T-shirt qui a été apparemment fait par le groupe, mais on ne sait pas quel membre du groupe l'a créé. C'était, je crois, pour partir en tournée avec Emperor à l'époque. Dites-moi si je me trompe. Mais sacré bazar finalement. Même Danny Fils lui-même a dit qu'il était assez mal à l'aise du fait de porter ce t-shirt aujourd'hui. Il a déclaré lors d'une interview, qu'on peut trouver sur Metal Zone. Aussi détestable que cela puisse être, je dois admettre que je serais mal à l'aise en le portant à présent. Nous sommes allés manger avec ma petite amie et elle l'a mis par inadvertance parce qu'il faisait froid dehors.
Je l'ai regardé, horrifié, en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas que l'on crache dans ma nourriture. » C'était un peu gênant, mais je suis content qu'on ait fait ce t-shirt et on a bien rigolé. Autre point important sur Cradle of Filth, c'est les changements de line-up réguliers. Donc il y a régulièrement une rotation dans le groupe, surtout à partir des années 2000. La rotation, elle devient assez régulière, et évidemment, ça va créer des controverses. En témoigne cet article. La chanteuse et claviériste Zoé Federoff, qui avait annoncé son départ de Cradle pour des raisons personnelles, finalement a dit que c'était à cause d'un management qui était problématique, puisque son mari a été après licencié également. Donc ce n'est pas Cradle en lui-même le problème, à ce qu'on comprend visiblement, c'est plutôt ce qui gravite autour du groupe en réalité. Mais Danny Fils a quand même répondu aux accusations. Il dit « Nous n'interdisons pas à nos musiciens de s'engager auprès d'autres groupes, nous leur demandons simplement de s'organiser suffisamment à l'avance. Évidemment que Zoé allait vous montrer le pire, et cela m'attriste que le contexte de ce que je pense être un dialogue ait été déformé pour servir sa cause et rendu public. Et oui, malheureusement, un groupe est une entreprise, et lorsque nous voyons une personne provoquer des problèmes, boire excessivement, ne pas écrire, menacer de poursuivre le groupe en justice pour utilisation de son image, alors il est évident qu'il fallait faire quelque chose. » Et en plus, il va jusqu'à parler de la relation intime et privée du couple, en précisant qu'il y a une consommation excessive d'alcool, des disputes de plus en plus vives et des conflits publics répétés qui ont créé une atmosphère très perturbante pour toutes les personnes concernées. Bref, pensez ce que vous voulez de cette affaire, mais elle existe quand même, et on voit quand même qu'il y a des problèmes de line-up récurrents. Dimmu Borgir. Dimmu Borgir est un groupe norvégien fondé en 1993. On est plus sur du black sympho pour le coup. Beaucoup d'ailleurs s'amusent à opposer Cradle of Filth et Dimmu Borgir, comme si c'était ennemis ou qu'il y avait des teams. Bref, toujours est-il que l'on peut citer des albums cultes. Enthroned Darkness Triumphant, sorti en 97. C'est l'album qui les a propulsés sur la scène internationale avec un black symphonique encore cru, mais déjà monumental. En 2001, Puritanical Euphoric Misanthropia, un disque agressif mécanique, considéré comme l'un de leurs sommets créatifs. En 2003, on a Death Cult Armageddon, c'est l'œuvre la plus cinématographique enregistrée avec un orchestre complet pour un son massif et apocalyptique. Il faut savoir que je fais partie de ces gens qui détestent Dimmu Borgir. Dimmu Borgir n'a pas de controverse en particulier, mis à part le fait que les webzines jugent le groupe trop, presque too much. Je vais vous lire un bout de chronique que j'ai trouvé chez Nightfall in Metal Earth. J'ai trouvé la chronique de Eonian, qui est un album qui est sorti en 2018 de Dimmu Borgir, qui a été écrite par Mephisto, et il nous dit « Non, ce qui me dérange encore sur Eonian, c'est que Dimmu semble tellement kiffer dorénavant et l'omniprésence de l'enrobage symphonique et choral. Voyez cela comme du clinquant, de la poudre aux yeux, ou d'autres raisons de se réjouir. Ça demeure très envahissant. Tant j'adore ces éléments quand ils sont employés judicieusement. Mais dans ce contenant, pas certain que le charme opère toujours. Pas certain non plus que l'instrumental Rites of Passage était nécessaire comme clôture après une excellente Alpha and Omega. » Et je pourrais vous en lire plein d'autres, des passages comme ceci dans les chroniques. Elles sont pas très élogieuses quand même sur Dimmu Borgir en règle générale. Surtout sur le fait que c'est vraiment too much en fait, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Alors il faut croire que Dimmu Borgir a un problème avec ses claviéristes. Je m'explique. Sur l'album Stormblast sorti en 96, Stian Harstad est accusé d'avoir repris sur Sorgun's Hammer la musique du jeu vidéo Agony qui a été composée par Tim Wright. Il est alors évincé du groupe, enfin c'est ce qu'on pense, même si la raison officielle est le service militaire. Et il y a également eu cette histoire avec Moustis qui était le claviériste du groupe. Alors on va regarder ensemble ce qu'il dit parce que c'est tout un truc, même le groupe a répondu après, on va le lire aussi, comme ça vous aurez toutes les informations sur cette histoire. Je le traduis de l'anglais, je vais faire de mon mieux. Mon départ n'a pas été entièrement de mon propre fait, et, même si je sentais que ce changement était quelque chose d'imminent pour mon avenir, j'ai passé mon temps à souligner que beaucoup de morceaux que j'avais écrits n'avaient pas été correctement enregistrés sous mon nom dans les crédits. Sans nommer chaque piste une par une, disons simplement qu'une bonne partie d'albums comme Puritanical, Euphoric Misanthropia et Insorte Diaboli avaient été très différentes si je n'avais pas composé et créé autant que je l'ai réellement fait. Malheureusement, à cause de terribles lacunes dans le processus de communication et de l'incapacité à trouver une logique ou une raison valable à la manière dont les choses avaient été faites, je me suis retrouvée face à un mur après mur,
au lieu de trouver une solution professionnelle et raisonnable au problème. Mes demandes et mes recherches pour résoudre ces questions et passer à autre chose ont fini par me valoir d'être renvoyé du groupe. Moustis nous dit donc qu'il a été viré du groupe sans au revoir, sans avoir été crédité, jeté comme une vieille chaussette. Et du coup, j'ai trouvé une interview de Galder, le guitariste, qui répond à ça, puisqu'il y a aussi Vortex qui a quitté le groupe. Donc, Radio Metal nous dit: en 2009, Vortex et Moustis ont quitté le groupe dans des circonstances pas vraiment amicales. Beaucoup de choses ont été dites à l'époque. Maintenant que tout ça est retombé, que s'est-il vraiment passé? Galder répond: nous avions des opinions divergentes. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications. Quand on joue dans un groupe pendant 17 ans, il finit par y avoir des problèmes. Les gens vont et viennent. Je ne pense pas que nous soyons le seul groupe de l'histoire à avoir dû remplacer certains des membres après 17 ans. C'est comme un mariage, parfois le couple divorce. Nous avons fait cela pour le bien du groupe, ce n'était pas une décision individuelle. C'est ce qu'il y avait de mieux pour le groupe, mais quand on joue dans un combo pendant des années, il peut y avoir des merdes. Voilà, après je vous laisse lire l'interview dans son intégralité si vous voulez la regarder. Immortal. Immortal, évidemment. Même ceux qui ne connaissent pas le black metal ont déjà vu ces têtes quelque part, non? Groupe majeur et culte, on ne peut pas ne pas les citer dans cet iceberg. Nous restons encore une fois en surface puisque le groupe n'a pas connu d'affaires judiciaires majeures à part une. Et j'y reviens bien sûr plus tard. Immortal est un groupe norvégien, fondé en 1990 par Abath et Demonas Doom Occulta. La thématique principale est le Blashirk. C'est un royaume que Demonas a créé, un royaume imaginaire, une métaphore du froid, de la puissance, de la solitude. Finalement des thématiques qu'on retrouve assez régulièrement dans le black metal. On passe aux 3 albums cultes d'Immortal. At the Heart of Winter, sorti en 1999. Un black metal massif où Immortal atteint son équilibre parfait entre puissance et atmosphère. En deuxième position, on retrouve Sons of Northern Darkness, sorti en 2002. C'est un album tranchant et conquérant qui condense toute l'identité guerrière du groupe. Et en troisième position, forcément, vous l'aurez vu venir, Pure Holocaust, sorti en 1993, qui est une référence aujourd'hui du black metal. Revenons sur cette affaire judiciaire dont je vous ai parlé au tout début. Donc le cœur du problème, c'est quoi? C'est qui possède le nom Immortal. Après détention interne, Abbas quitte le groupe en 2014. Il veut continuer sa carrière sous le nom d'Immortal, donc problème. De leur côté, Demonas et Org déposent officiellement la marque Immortal à leur nom. Ça déclenche un conflit légal de propriété intellectuelle. Le litige est examiné par l'Office norvégien de la propriété intellectuelle. Évidemment, Abbas conteste le dépôt, affirmant qu'il est cofondateur et qu'il a autant de droits sur le nom. Demonas et Org expliquent que Abbas a quitté le groupe, il n'a plus d'activité sur ce nom, et ils sont les seuls à poursuivre Immortal. Les autorités tranchent en faveur de Demonas et Org, le nom Immortal leur revient légalement. Abbas est obligé de lancer son projet solo sous le nom de Abbas. Il y a un article sur Blabbermouth.net. Je vous lis le passage où Abbas discute. Je ne voulais pas devenir artiste solo au départ. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour Immortal. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Avant tout, je voulais simplement que ma musique sorte. Je voulais enregistrer le prochain album parce que ça faisait tellement d'années depuis All Shall Fall. Et Demonas et Org ont maintenant des enfants et des familles. Et on est arrivé au point où je ne pouvais plus travailler de la manière dont eux voulaient travailler. Moi, je voulais que les choses se fassent dans mes conditions. Et eux voulaient que les choses se fassent selon les leurs. Et c'était très difficile. Si vous voulez plus de détails sur le conflit entre Abbas et les autres, il vous suffit de regarder sur ce site, sur cette interview-là et sur ces articles-là. À vous de voir. Celtic Frost. Celtic Frost est un groupe suisse fondé en 1984 après la dissolution de Hellhammer, autre classique d'ailleurs. Le groupe est vu comme l'un des grands fondateurs du black metal. 3 albums cultes, Morbid Tales, sorti en 1984. Comme d'habitude avec les vieux groupes, on est plutôt sur du black trash ici, mais ça pose quand même les bases du black. To Megatherion, sorti en 1985, c'est un album monumental, plus lourd et plus ambitieux, considéré comme l'un des piliers du métal extrême. Et enfin, Monothéiste, sorti en 2006. C'est le grand retour du groupe, un chef-d'œuvre oppressant et avant-gardiste qui a redéfini leur héritage. Alors, Celtic Frost a quelques petits soucis internes dans le groupe, notamment sur les enjeux artistiques qui semblent assez divergents selon les membres du groupe. Le groupe se dissout plusieurs fois et se reforme. Enfin bref, je vous passe les détails parce que c'est un vrai bazar. Sur Metal Hammer, que je vous passe à l'écran ici, on retrouve une interview complète de Tom Gabriel Fischer qui a été publiée en 2023. Le groupe s'est séparé définitivement en 2008. Et Tom ira fonder Triptychon juste après en fait. L'interview est très complète,
donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors on peut citer un point important de la carrière de Celtic Frost, c'est la réception de l'album Cold Lake, qui est une catastrophe. Je vais vous lire un passage de chronique que j'ai trouvé chez Nightfall in Metal Earth, et vous aurez aussi en fond sonore l'album. Pour le fan de Celtic Frost, Cold Lake est le disque dont les bandes n'auraient jamais dû quitter le studio d'enregistrement, le disque qui fait rire au tragique ceux qui ne reconnaissaient plus leur idole après son écoute, le disque qui continue de polluer la réputation d'un groupe qui vient tout juste de revenir sur le devant de la scène, le disque responsable de certains cauchemars de Thomas Gabriel Fischer. Les fans de Celtic Frost ne peuvent ici éprouver que de la tristesse, un grand malaise, de la rage et une désorientation inimaginable. Ce disque fait tâche comme il n'est pas permis, associé à un autre nom, certains auraient peut-être compris, mais le passé royal du génie helvète appelle à une unique conclusion. Un tel sabordage trouve sa place dans les livres d'histoire. Impossible de juger ce suicide objectivement, l'OVNI ne possède que des détracteurs. Pour vous la faire courte, en gros, Celtic Frost a sorti un album de glam et ça a fait un tollé total. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre illustré qui est sorti qui s'appelle Only Death is Real, qui est en gros l'histoire illustrée de Celtic Frost de 81 à 1985, qui a été faite par Fischer lui-même avec Martin Eric Haynes, qui est malheureusement décédé en 2017, à l'âge de 50 ans, qui était aussi membre de Hellhammer et de Celtic Frost. Bathory. Je fais le pont ici avec Bathory, puisque nous l'avons évoqué dans la section précédente. Bathory est un one-man band formé par Quorthon en 1983. Il n'avait que 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 17 ans c'est vraiment jeune quoi. C'est un des pionniers du genre, et il est aussi connu pour sa période dite viking. Alors, je sais pas trop si j'aime ce terme, ça m'a jamais inspiré, bon, je sais pas vous, mais moi ça me plaît pas trop ce terme, je sais pas pourquoi. On peut citer quelques albums cultes comme Bathory, sorti en 1984, qui est un énorme classique. La pochette parle d'elle-même, regardez. On a Bloodfire Death, qui est sorti en 1988, donc en fait on a une espèce de transition entre le black metal et le viking metal. C'est un peu plus épique, il y a des morceaux plus longs, avec une atmosphère plus mythologique. On sent qu'il y a une ambition grandissante d'aller vers autre chose que du black en réalité. C'est un peu l'album charnière qui annonce la nouvelle direction de Quorthon en fait. Et en 1990, on a Hammerheart, qui est l'acte de naissance du viking metal, comme on l'appelle. C'est plus lent, c'est plus majestueux, il y a du chant clair, il y a des récits inspirés de la mythologie scandinave. On a vraiment quelque chose de presque cinématographique. J'adore cet album. Franchement, je le kiffe de fou. Plus même que Bathory en réalité, que le premier qui est sorti. Il faut savoir que Quorthon est retrouvé mort le jeudi 3 juin 2004 suite à une crise cardiaque et il était âgé seulement de 38 ans. Qui est franchement très triste. Donc il n'a pas forcément eu le temps de sortir des milliers d'albums, mais on a quand même pas mal de choses à écouter. De mon côté, je n'ai rien trouvé de spécial concernant Bathory. Rien du tout, pas de controverse, vraiment rien. Il y a juste un petit fait sur le fait que le label, à la base, n'était pas très chaud à l'idée de sortir un album de Bathory, après avoir écouté Scandinavian Metal Attack. Mais finalement, ils ont fini par sortir quand même l'album, donc... Mais c'est tout. Juste une question de goût personnel, et peut-être d'époque aussi, parce qu'on est quand même, faut replacer dans le contexte, dans les années 80, c'est pas très courant d'entendre ce genre de choses. Dark Funeral. Dark Funeral naît en 1993 en Suède, fondé par Lord Harriman et Black Moon. Retenez bien ces deux personnes-là. Deux guitaristes obsédés par un black metal glacial rapide et sans compromis. Et leur premier EP sort en 1994 et les propulse immédiatement dans le haut du panier de la scène suédoise. Alors, il y a beaucoup de soucis visiblement chez Dark Funeral en termes de line-up. Je vais vous lire une interview qui est très évocatrice des problèmes internes. Mais avant cela, on va faire les 3 albums cultes. The Secrets of the Black Heart, sorti en 1996. C'est un album qui est visiblement un classique pour pas mal de personnes. Moi, j'avoue que je n'ai jamais accroché, à vous de voir. Vobiscum Satanas, sorti en 1998, plus rapide, plus cruel, plus affirmé. Dark Funeral passe la seconde et ne regarde plus en arrière. Un déluge de blast, de haine ritualisée, taillé pour les puristes. Diabolis Interium, sorti en 2001.
c'est un son plus massif, presque écrasant, qui transforme chaque morceau en une incantation infernale. C'est un album charnière, brutal et implacable, qui élargit leur portée sans perdre leur venin. Alors, retenez bien ce que je vous ai dit. Dans les membres du groupe, il y a, je refais un récapitulatif parce que ça va être important pour l'interview, Lord Harriman, Black Moon, ce sont les deux guitaristes qui ont fondé le groupe. Ensuite, ils sont rejoints par le batteur Drogan et le chanteur et bassiste Zemgoroth. C'est important que vous ayez ces noms en tête. Parce que il y a eu le départ de Zemgoroth, qui restait que de 93 à 95. Apparemment, il n'arrivait pas à assurer un niveau de qualité attendu en live, et il y avait des problèmes internes. Ensuite, c'est carrément Black Moon, donc un des deux fondateurs, qui s'en va, qui est resté que de 93 à 96, et le départ d'Emperor Magus Caligula, qui a fait le chant de 95 à 2010. Donc lui, apparemment, il n'avait pas forcément de problème, mais il avait envie de changer un peu de vie, quoi. Il en avait marre, il avait 15 ans de groupe derrière lui, et il est parti. Alors, je vais vous lire ce petit passage très intéressant qu'on retrouve sur le site Rites of the Black Moon, et qui est très évocateur de l'ambiance générale de ce groupe. En 1996, peu de temps après la sortie du LP de Dark Funeral, il y a eu des changements de line-up. D'abord, Zemgoroth a quitté le groupe et a été remplacé par Mads Broberg de Hypocrisie. Combien de temps a-t-il fallu avant que tu partes toi aussi? Et pourquoi le groupe se désagrégeait-il alors qu'il avait atteint un tel succès? Nous dit l'intervieweur. Black Moon lui répond: Mads / Emperor Magnus Caligula est entré dans le groupe durant l'été 95. Zemgoroth avait déjà enregistré les voix pour The Secrets of the Black Arts, mais il ne faisait tout simplement pas l'affaire en live. Il montrait aussi très peu de motivation, même si le groupe devenait immensément populaire. Je suis parti un an plus tard, à l'été 96. Ce n'était pas prévu, bien sûr, mais les tensions entre Harriman et moi étaient simplement trop fortes pour pouvoir continuer ensemble à ce moment-là. Il en est venu aux mains 2 fois avec moi. Et depuis ce moment-là, j'ai senti que je ne pourrais plus jamais travailler avec lui. En fait, juste avant mon départ, nous avions parlé de virer Harriman du groupe. Ensuite, c'est lui et Mas qui ont eu des désaccords. Je suis partie, mais pas vraiment pour de bon. J'avais l'espoir que, ok, on prend un peu de recul, mais et plus tard, on essaiera de discuter des choses. Mais ça n'est jamais arrivé. Le groupe est parti en tournée une semaine après mon départ, et les coups bas venant d'eux ont été tout simplement horribles. Ils me voyaient comme l'ennemi, alors que je n'avais rien fait d'autre que construire le groupe depuis zéro. Et voilà, comme témoigne cette interview, vous voyez, c'est un peu le bazar chez Dark Funeral. Ça a l'air d'être une ambiance ô combien merveilleuse. Satyricon. Comment passer à côté de Satyricon? C'est un groupe norvégien fondé en 1991 par Satyr et Frost. Il y a évidemment des liens avec Darkthrone et Gorgoroth, et d'autres groupes bien sûr, que nous allons peut-être traiter dans cet iceberg. Mais pour des raisons évidentes, je tiens à préciser que Gorgoroth se retrouve plus bas dans l'iceberg. On peut citer 3 albums cultes. Dark Medieval Times, sorti en 1994. L'album a une atmosphère unique, c'est un disque qui respire la forêt, le froid, la mélancolie. En fait, pour moi, c'est vraiment l'album du collège. Je suis dans la cour de récréation avec mon MP3 et mes écouteurs à regarder les autres jouer, alors que moi, je n'avais juste pas envie du tout. Deuxième album, Nemesis Divina, sorti en 1996. Alors là, c'est une déferlante, tranchante et majestueuse, où chaque riff semble gravé dans la pierre. C'est l'album qui impose Satyricon comme une force implacable du black metal. On retrouve aussi son clip culte, avec la version censurée ou non d'ailleurs. Et en dernière position, Volcano, sorti en 2002. C'est un virage massif et martial, sec, urbain, qui frappe plus par sa puissance rythmique que par l'atmosphère. En fait, c'est les débuts de Satyricon un peu moderne, frontal, lourd et sûr de lui. En fait, c'est le tournant un peu plus black and roll qui a sûrement fait sourciller quelques-uns d'entre vous. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant quand je l'ai écouté. À part ça, aucune affaire les concernant, mais il fallait quand même les mentionner. Darkthrone. Je fais le lien ici directement avec Darkthrone, on va vite passer puisqu'elle n'a pas non plus de problème avec Fenris et Nocturne Occulto qui sont les 2 membres du groupe. À la base, c'était un groupe de death, et oui, mais ils ont finalement développé un intérêt pour le black à partir des années 90. On retrouve des thématiques assez communes comme la haine de la religion, Satan, la mort, un attrait pour la misanthropie, le black quoi, rien de neuf. Les 3 albums cultes, alors là, pour le coup, vous les connaissez tous, hein, je pense. A Blaze in Northern Sky, sorti en 1992. C'est le moment où Darkthrone arrache le death metal de ses débuts pour cracher un black metal nocturne et spectral. C'était un disque qui sonne comme une apparition
brute et menaçante. Le deuxième, Under a Funeral Moon, sorti en 1993. C'est peut-être leur album le plus austère. Et enfin, Transylvanian Hunger, sorti en 1994. C'est un bloc monolithique hypnotique répété jusqu'à la transe. Un disque qui a figé pour toujours l'esthétique du black metal norvégien. Évidemment, Darkthrone ne pouvait pas être évité ici, c'est un groupe vraiment culte. Enslaved. Enslaved est formé en 1991 par Ivar et Grutel pour mêler black metal et mythologie nordique. Je pense que, quelque part, ils étaient quand même inspirés par Bassouri, mais ça c'est un autre débat. Moi, je trouve ça d'un ennui total. Mais par contre, il n'y a aucune affaire les concernant. Donc on passe sur les 3 albums cultes. Viking Lyrk Veldi, sorti en 1994, donc là, c'est le premier grand souffle épique du groupe. C'est du black metal viking, comme on l'appelle. En deuxième, il y a Frost, sorti en 1994. Je vais vous lire une petite chronique de chez Guts of Darkness. Il s'agit de mon album favori d'Enslaved, suivi de près par Eld. On ressent une envie et une virulence incroyable dans cette œuvre. Enslaved pratique un black metal rageur et inspiré, globalement plus violent et ténébreux que sur Eld. Il n'y a rien à jeter sur cet album, aucune piste de remplissage. On commence après une intro au clavier et un lock ravageur et un Fenrir magnifique avec son riff à la Satyricon et son break ultra mélodique. Si vous voulez retrouver ça, c'est sur Guts of Darkness. Ensuite, nous avons Isa, qui est sorti en 2004. Cette fois-ci, je vais vous lire un petit passage d'une chronique de chez Trash au corps. Mais en dehors de tous ces détails de forme, tout le talent d'Enslaved réside dans leur capacité à créer des ambiances aussi sombres et froides que profondes, à faire voyager son auditeur par-delà les terres glacées et stériles de Norvège. Isa ne ressort que plus grandiose, plus magnifique, avec des compositions d'une richesse émotionnelle infinie. N'en finiront plus de vous trotter dans la tête. C'est Dead qui a écrit cette chronique. Je vous invite aussi à la regarder si vous voulez. N'étant absolument pas qualifié pour parler du groupe de manière élogieuse, je laisse les autres faire à ma place pour Enslaved. Ulver est un groupe norvégien formé en 1993. C'est un groupe qui a une énorme carrière. En plus, c'est vraiment spécial parce qu'au fil des années, en fait, ils ont radicalement changé de genre. J'avoue ne pas du tout écouter la période qui n'est pas du black. Peut-être ai-je tort, je ne sais pas. Bref, je vous fais un petit résumé des dites périodes pour que ce soit plus clair pour vous. En gros, on a la période Black Folk, de 1993 à 1997. C'est une période très poétique inspirée par la littérature norvégienne. Ensuite, on a une transition expérimentale, de 98 à 2002. Ulver quitte le black metal pour devenir un groupe un peu avant-gardiste si vous voulez. On a ensuite une période électro un peu ambiant de 2003 à 2010. C'est leur période la plus introspective. Ensuite, une période que je qualifierais de dark wave de 2011 à 2017. Là où Ulver devient presque un groupe ritualiste. Et ensuite, une période plutôt synthwave, c'est leur période la plus accessible. Le groupe est toujours actif aujourd'hui. Je pense qu'il y a au moins un album qui vous plaira finalement, vu l'énorme variété que propose le groupe. C'est très difficile de résumer la carrière de Ulver, tant il y a de choses. Ça mériterait presque une vidéo complète pour voir tous les petits détails. Passons aux 3 albums cultes. Évidemment, Verktat, un chef-d'œuvre du folk black metal, mélange unique entre black metal atmosphérique et folk norvégien médiéval. Une espèce d'ambiance de conte nordique. Le chant clair de Christopher Rigg est absolument magnifique. C'est un album fondateur. Franchement, j'adore. Nathan's Madrigal, sorti en 97. Un black metal un peu plus cru, sauvage et extrême. Une production qui est volontairement brute, abrasive et bestiale. On a tout un concept autour du loup-garou, de la nuit, de la transformation. Et je vous mets un 3e album qui n'est pas du black et qui a choqué tout le monde. Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell, sorti en 1998. Ça redéfinit Ulver et ce n'est plus du black metal. On a une espèce de musique électronique, du spoken word, du rock expérimental. C'est une adaptation de l'auteur britannique William Blake dans son ouvrage Le mariage du ciel et de l'enfer. Et ça a ouvert la voie à toute leur carrière avant-gardiste après, expérimentale, etc. Tout ça pour dire qu'Ulver est un groupe culte, donc il a sa place ici dans l'iceberg évidemment, puisque je pense que c'est aussi un fondateur de tout ce qui est avant-garde, mais aucune casserole, rien du tout, je n'ai rien trouvé. Bravo à Ulver, vous n'avez rien fait. Je fais le pont ici, puisque Ulver signifie loup en norvégien. On part aux États-Unis,
Wolves in the Throne Room a été fondé en 2002 par les frères Aaron et Nathan Weaver à Olympia, après avoir emménagé dans une ferme délabrée où ils ont commencé à répéter dans une cabane en ruine. Leur objectif initial était de canaliser les énergies du paysage du Pacifique Nord-Ouest dans un black metal atmosphérique et spirituel. Donc ici, on a la naissance du Cascadian Black Metal. En gros, je vous la fais courte, ça s'appelle comme ça à cause des montagnes des Cascades qui s'étendent sur la côte nord-ouest des États-Unis. On a des groupes comme Panopticon, Skagos ou encore Agalok qui est très connu aussi. On peut trouver une interview d'Aaron qui en parle d'ailleurs sur le webzine Aristocratia. Je vais vous lire ça rapidement, comme ça vous aurez un peu le ton. Ça tranche un peu avec le côté Satan et compagnie qu'on peut retrouver chez d'autres groupes. On est clairement sur autre chose, sur la nature, etc. L'intervieweur nous dit: le Nord-Ouest Pacifique a été un point central de la scène black metal américaine, avec de nombreux grands groupes et tout le mouvement du Cascadian Black Metal, dont vous êtes considéré comme l'un des principaux représentants. Que pensez-vous de cet héritage et de toute la scène qui s'est développée après la sortie de vos premiers albums? Aaron répond: ça fait du bien, tu sais. On regarde toujours ce qu'en font les autres groupes parce qu'on doit trouver des groupes avec qui partir en tournée. Il y a beaucoup de jeunes groupes qui travaillent avec le même esprit que Wolves in the Throne Room. Il y a cet amour de la terre, ce désir de vivre d'une manière équilibrée, d'une bonne manière, d'une manière ancienne. Ce n'est pas seulement la musique, ça se retrouve dans tous les lieux, dans la culture, dans les endroits que j'aime et chez les gens que j'aime. Donc là on a quand même un autre discours, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le black metal, mais sachez qu'il existe. On passe aux 3 albums cultes. Two Hunters, sorti en 2007, c'est l'album qui a défini le Cascadian Black Metal, atmosphérique, mystique et puissant. Black Cascade, sorti en 2009, leur disque le plus black metal, intense et hypnotique. Et enfin, Celestial Lineage, sorti en 2011, le sommet spirituel du groupe, considéré comme leur chef-d'œuvre, l'album le plus culte de Wolves in the Throne Room. J'étais obligée de les mentionner parce qu'ils sont très connus et sachez qu'ils n'ont pas aussi de problème, je n'ai absolument rien entendu. Deafheaven. Groupe qui a déchaîné les passions dans les années 2010. Soit on était anti-Deafheaven ou pro-Deafheaven. Pas vraiment juste ce milieu ici. On était déjà en plein dans l'ascension du post-black dans ces années-là, mais eux ont carrément propulsé le genre au-delà du milieu black. Alors le groupe est fondé en février 2010 à San Francisco par George Clark au chant et Kerry McCoy à la guitare. Ce sont d'anciens membres du groupe de grindcore Rise of Caligula. Ils enregistrent une démo en avril 2010 et ça attire immédiatement l'attention de Deathwish, le label de Jacob Bannon de Converge. Le groupe se fait très vite remarquer parce qu'il a un mélange assez inédit entre le black, le shoegaze et le post-rock, qui sera appelé plus tard le black gaze. Je vous laisse ici 2 albums qui ont marqué le public et la presse. Sunbasser, sorti en 2013, considéré comme l'un des albums les plus influents des années 2010. Acclamé internationalement, il propulse le groupe hors du cercle métal. L'artwork rose est iconique. Il y a une rupture esthétique totale avec le black pour le coup. New Bermuda, sorti en 2015. Plus sombre, plus métal, assez bien reçu par la presse spécialisée. Alors ici, pour Deafheaven, je n'ai rien trouvé de spécial, mais on va surtout parler du rejet de la scène black metal dite traditionnelle, même si certains et certaines d'entre vous ont aimé, je le sais bien. Personnellement, je déteste. Alors, si vous voulez rigoler, il y a d'interminables débats sur Reddit avec c'est tellement beau, j'adore, et d'autres qui répondent non, mais c'est pas du black, t'es stupide. En gros, enfin je vous laisse aller voir de votre côté. Je vais vous lire 2 bouts de chronique et vous irez écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Comme ça, vous ferez un avis entre pro ou anti. La première, de chez Trashcore, est plutôt élogieuse, elle a été écrite par Sacrifice. Sacrifice nous dit « Ce Sunbasser est magnifique, et même si la longueur des morceaux pourrait inquiéter, chacun d'entre eux est parfaitement maîtrisé. Leur durée est justifiée par l'évolution de chaque titre. Ils ne proposent pas le même riff répété inlassablement, mais progressent bel et bien, passant d'un sentiment à un autre, d'un souvenir à l'autre. Ils sont entrecoupés d'intermèdes qui amènent un espace de sérénité bienvenu, nous préparant pour la prochaine expérience, la prochaine excursion intérieure. Je suis enthousiaste car j'ai accroché comme je ne m'y attendais pas, à un tel point que j'ai même revu mon jugement de l'album précédent, ne me demandant plus si le look de nos personnages cachait je ne sais quoi, mais en me laissant emporter par ces délicieuses ambiances. » Donc voilà, ça c'est la chronique plutôt élogieuse de Sacrifice sur Sunbasser, et on a l'autre côté du spectre chez Nightfall in Metal Earth. Pour le coup c'est Lear qui a écrit cette chronique, et ne semble pas trop aimé, avec une note de 2/5. Je vous lis juste la conclusion. Inconstance, manque d'inspiration, ambition artistique.
maladroitement réalisé, mais également moment de puissance et d'intensité mélancolique, difficile d'être totalement convaincu par cet opus, mais il serait injuste de tout jeter en bloc. Sa longueur excessive est peut-être son plus grand point faible. Il veut tellement durer qu'il l'ennuie, alors qu'une amputation d'un quart d'heure de passages instrumentaux vides aurait certainement redynamisé la musique. Deafheaven est donc bien en deçà de ce qu'il promettait, et sa notoriété semble bien indue lorsque l'on entend ce qu'il fait. Voilà, comme ça vous avez un peu les deux spectres, et ça, franchement, c'est tellement représentatif de la sortie de l'album. Finalement, Deafheaven est accusé de trahir l'esprit du black metal pour certains. Ils sont régulièrement traités de poseurs ou de trend. Ah, cette expression. Ils tournent aussi avec des groupes qui ne sont pas du black, mais du hardcore ou du post-rock. Il y a une interview que j'ai trouvée sur Loudwire qui résume un peu tout ça, où Georges répond. Le journaliste dit: c'est marrant, pendant des années, les gens voulaient vous traiter de poseur, mais on dirait que ça a disparu des conversations. Est-ce que vous le ressentez aussi de l'intérieur du groupe ? Georges répond: oui, je pense que ceux qui nous soutiennent, comme ceux qui nous détestent, se sont mis d'accord sur le fait que c'est un sujet épuisé. On est là depuis assez longtemps pour que même les gens qui nous détestent soient en mode « ouais, cool, ils ont un nouvel album, peu importe ». Ce qui aide, c'est que le métal vit, et vit depuis quelques années à un énorme moment. Il y a tellement de groupes excellents, facilement accessibles, qui tournent et donnent des concerts incroyables tout le temps, qu'il y a simplement d'autres choses sur lesquelles mettre son énergie, et je pense que ça nous a fait tous du bien. Donc voilà, on peut conclure que maintenant on est 15 ans plus tard, enfin presque, et tout le monde s'en fiche. Et c'est tant mieux quelque part. Cette histoire de pro et anti devenait un peu pénible, il faut l'avouer. Sargeist. Sargeist est un groupe finlandais fondé en 1999. Sargeist veut dire cercueil et esprit en allemand. Ça vient d'un morceau de Rotting Christ, plus précisément le morceau The Old Coffin Spirit. Je vous mets 2 albums cultes de Sargeist. Satanic Black Devotion, sorti en 2003, c'est un album fondateur concentré de haine froide et de dévotion satanique qui a défini le son du black metal finlandais moderne. Vraiment, allez l'écouter, il est incroyable. Et en deuxième, Let the Devil In, sorti en 2010, un disque plus mélodique mais toujours implacable, considéré comme l'un des sommets du black finlandais aussi. Le groupe a une vision religieuse du satanisme, pas symbolique, pas philosophique. Les paroles expriment une adoration de Satan, une soumission spirituelle, une haine du christianisme, le rejet du monde humain, enfin c'est généralement ce qu'on retrouve dans le black de ce genre-là, quoi. C'est le cœur du projet confirmé par Shatrog lui-même dans plusieurs interviews, Shatrog étant le leader du groupe. Il y a une interview sur The Noise Beneath the Snow, alors je vais vous lire un petit extrait. Certains affirment que dans les groupes unblack ou black metal chrétien, l'élément black serait plus un concept abstrait ou pourrait même renvoyer au moment sombre de l'histoire chrétienne ou de la Bible, qu'il n'a pas forcément à se référer à Satan. Quelle est ta réponse ? Il répond: sans satanisme, le black metal n'est que de la musique. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent pour justifier leur musique, mais pour moi c'est aussi sacré que le gospel et autres. Cela ne peut pas être compris sans lien spirituel et religieux. Vous avez à peu près l'idée générale, quoi. Évidemment, je suis obligée de faire un point sur Horna, puisque Shatrog est aussi le leader de Horna. Le groupe a été impliqué dans plusieurs controverses liées à des collaborations ou à des membres ayant eu des liens avec la scène NSBM. Spellgoth, le chanteur, a été photographié portant un t-shirt du groupe navet Goatmoon. Bon, je n'ai pas trouvé de source directe, c'est ce qu'on raconte sur les réseaux en vrai. Si vous cherchez bien, vous allez peut-être trouver la photo. Horna a collaboré ou partagé des splits avec des groupes ou artistes associés à la scène NSBM, notamment Satanic Warmaster, même s'ils sont accusés de NSBM, ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas des navets. Peste Noire, controversé pour ses positions politiques, pareil, accusé d'être un navet. Si ça vous intéresse cette histoire, j'ai trouvé une interview en fait de Horna / Sargeist, c'est pareil, sur bardomethodology.com, et vous avez ces explications de liens avec la scène, NSBM et compagnie. Je ne vais pas le lire ici, ça n'a pas trop d'intérêt, mais sachez que ça existe. Et autre article de son cloche comme d'habitude, venant de la presse québécoise. Vous voyez ce gros titre ici, et je vous lis juste un petit passage, comme ça vous avez un petit peu l'ambiance générale. Le chanteur de Horna, Spellgoth, a aussi été claviériste pour le groupe français Peste Noire, un autre groupe phare de la mouvance NSBM.
Dans une entrevue de 2017, il juge ridicule que Peste Noire soit considéré navet. Je vous laisse lire cet article s'il vous intéresse, ça parle uniquement de ça. Vous comprenez le bazar de la scène black metal en général, ce cycle se répète inlassablement. C'est pour vous donner un exemple qu'à partir de maintenant, presque tous les groupes que je vais citer, je dis bien presque, attention, ont un lien direct ou indirect avec le NSBM de toute façon. Sans l'être forcément d'ailleurs, puisque Orna se définit comme un groupe apolitique juste cette année. Shooter. Groupe norvégien fondé en 1993, il se prononce Shooter. Ça vient du film Pathfinder, un film norvégien de 1987. Vous n'avez donc plus d'excuses de mal prononcer le nom du groupe, et moi non plus d'ailleurs. Je vous mets 2 albums cultes de Shooter, ou de Shooter, je n'y arriverai pas moi non plus. Desert Northern Hell, sorti en 2004, un classique absolu du black metal norvégien pur, violent, sans compromis dans la lignée de Darkthrone. Le deuxième, Légion Helvète, sorti en 2011. Un retour explosif après leur pause, avec un son plus massif mais toujours fidèle au black metal le plus cru. Je n'ai pas trouvé d'affaire, mais on peut toujours regarder une interview qui montre la vision qu'a le groupe du black metal, ça peut toujours être intéressant. L'intervieweur dit « En tant que musicien expérimenté et membre de la scène, quelle est selon toi la plus grande idée fausse, disons, à propos du black metal et de la scène black metal en général ?» Nag répond « Je ne sais pas, c'est en fait la première fois qu'on me pose cette question. Tu sais, beaucoup de gens pensent, par exemple, que nous sommes pas vrais. Que tout est une question d'image, qu'il n'y a aucune substance. Que nous sommes juste là pour être controversés, ce genre de choses. Il y a beaucoup de groupes que je pourrais pointer du doigt et dire que c'est un cirque sans aucune substance. Et il y a aussi des groupes dont je n'aime pas du tout la musique, mais qui ont de la substance. Je veux dire, ils croient vraiment en ce qu'ils font, même si la musique est nulle. Mais oui, je pense que la plus grande idée fausse, c'est probablement que le black metal serait censé être pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Le black metal n'a jamais été censé être un genre pour le gars moyen. C'est censé être pour les gens qui vivent vraiment pour cette musique, pour l'atmosphère et tout ce qui l'entoure. C'est en tout cas mon opinion. Donc on revient sur ces histoires un peu élitistes du black metal, comme on a l'habitude d'entendre au final. 1349. Point rapide sur 1349, groupe formé en 1997 en Norvège. Oh, il y a Frost dedans, vous vous souvenez, Satyricon. Le nom est inspiré de la peste noire. Je vous mets 3 albums cultes cette fois. Libération, sorti en 2003, leur premier album, un déferlement de black metal pur qui les place immédiatement dans la scène norvégienne. Le deuxième, Beyond the Apocalypse, sorti en 2004, encore plus violent et chaotique, considéré comme l'un des sommets du black metal brutal des années 2000. Et enfin, Hellfire, sorti en 2005, leur album le plus culte, un mur de flammes sonore, technique, infernal, avec Frost au sommet de son jeu. Je n'ai pas trouvé d'affaires judiciaires. C'était vraiment pour vous le citer parce que ça reste quand même un groupe important de la scène black. Impal Nazaren. Impal Nazaren est un groupe finlandais de black metal qui a été formé en 1990. Ici, on a un mélange de black metal, de punk. Ils appellent ça du nuclear metal. Ils se disent influencés par Extreme Noise Terror et Discharge. C'est pas moi qui le dis, c'est le chanteur qui le dit dans une interview. Beaucoup de petits soucis autour du groupe. Mais avant ça, on passe aux albums cultes. Ugra Karma, sorti en 1993, leur premier choc mondial, un black metal chaotique, sale, extrême est devenu culte. Suomi Finland Perkele, sorti en 1994, on a là ici un mélange de black metal et de punk. C'est une ode à l'identité finlandaise. Apparemment, ce serait une non politique, mais encore une fois, c'est toujours un peu controversé. Nihil, sorti en 2020, qui est un album plutôt brutal et qui a été produit par Alexis Layo de Children of Bodom. Maintenant, on va passer aux petites affaires et polémiques d'Impal Nazaren. Alors, il y en a plusieurs, hein. Je pourrais même pas toutes les citer, en fait, parce qu'il y en a eu trop. Il y a eu l'affaire Hare Krishna de 1993 à 1998. Alors, le fait reproché, c'était que la pochette du Ugra Karma utilisait une image religieuse hindoue sans autorisation. Donc, la communauté a attaqué le groupe en fait. L'album a été retiré puis réédité en 1998 avec une nouvelle pochette. Dans la biographie de Métallurgie, c'est expliqué « Ugra Karma changera de pochette par la suite à cause de l'utilisation d'une image tirée des livres des Hare Krishna qui portent plainte. » Voilà, ça c'est la première affaire. Ensuite, il y a eu l'interdiction au Metal Therapy Festival en 2006 qui avait lieu en France.
Le motif, c'est que les paroles sont jugées antichrétiennes et blasphématoires. Métallurgie en parle. Suite aux pressions, ou plutôt procès de l'ACRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, tout un programme, Impal Nazaren est annulé et ne sera donc pas présent au Metal Therapy Festival le 15 avril. La Griffe avait en effet porté plainte car Impal Nazaren, le nazaréen empalé, est selon eux une insulte et une provocation. D'autant plus que le concert a lieu lors d'un jour saint. Oui, ça fait peur. Difficile de pointer du doigt les USA désormais. Le festival est bien évidemment maintenu. Mais en plus on rigole parce qu'il y a quand même Mayhem dedans. Mais bon, c'est une autre histoire. Autre fait, il y a eu la censure de l'album Nihil en Allemagne en 2007. L'album a été placé sur la liste de l'organisme de censure allemand, interdit aux mineurs, retiré de certains magasins, parce que le contenu était jugé dangereux pour la jeunesse. Et d'ailleurs en Allemagne, il y a eu des interdictions de concerts, et en Pologne aussi, et au Yepperfest aussi, des paroles jugées homophobes, évoquant le viol. Toujours est-il que j'ai trouvé dans chroniclesofchaos.com une interview avec Mika Lutinen, donc le chanteur d'Impal Nazaren, qui nous dit plusieurs choses intéressantes et notamment le fait que ça ne l'intéresse pas la politique en fait. Il ne se reconnaît dans aucune étiquette politique ou religieuse. Il se définit plutôt comme nihiliste, et il en a marre de parler de ça aussi. Il se considère un petit peu anti-tout. Pensez ce que vous voulez d'Impal Nazaren, en tout cas, c'est un groupe qui a de nombreuses controverses. Après, de quel bord ils sont, peu importe, au final. Allez écouter la musique. Il y a quand même un fait rigolo, le groupe inclut au moins un morceau avec le mot goat, donc chèvre. En fait, dans chaque album, il y a un titre. Lutinen considère cela comme une marque de fabrique. Par exemple, le premier EP s'appelle Goat Perversion, et les goat songs sont véritablement outrancières, donc Satan, chèvre, etc. Provocation quoi. Ce sont des morceaux qui sont faits pour être sales, extrêmes, absurdes. On retrouve Goat Perversion sur cet album-là. On retrouve toujours une occurrence à goat. En fait, si vous cherchez dans chaque album de Impal Nazaren, il y aura forcément quelque chose avec goat dedans. Parfaite transition ici, on reste en Finlande et avec les chèvres. Le groupe est fondé en 1989 par les deux frères jumeaux Ritual Butcherer à la guitare et Lord Angel Slayer, basse et chant, ainsi que le premier batteur Blood Desecrator. Archgoat se forme dès le départ autour d'une vision bestiale, primitive et anti-chrétienne. Je suis obligée de faire un petit point sur le bestial / war metal. Ça me permet un peu d'introduire la notion pour ceux qui ne savent pas, même si je sais que la plupart d'entre vous sont au courant. C'est en gros du Black Death, attention, pas Behemoth, hein. Blasphémie, Béérith, Sarcophago, on va sûrement finir par en parler de cela d'ailleurs, mais pas maintenant. Bestial est en gros le terme plutôt ancien et originel qu'on utilise, et war est souvent le nouveau. J'utilise l'ancien, ne soyez pas surpris. C'est un style que j'adore, je suis désolée. Par contre, eux détestent visiblement cette étiquette, en témoigne l'interview que j'ai trouvée sur Tarzine. En gros, ils nous disent que c'est stupide de s'appeler war metal parce que, en fait, déjà le terme originel c'est bestial, et que de toute façon ils font pas du bestial, ils font du black metal parce que ce sont des gens sérieux. Voilà, je vous fais le résumé, c'est assez drôle. Bref, on passe aux 3 albums cultes. War of Bethlehem, sorti en 2006. C'est leur premier album officiel. Un déluge de black death blasphématoire, sale, primitif, devenu un classique. Je vous fais pas un dessin, si vous voulez vous mettre au bestial, c'est dans les 3 premiers albums à écouter. The Light Devouring Darkness, sorti en 2009, un son plus massif et toujours aussi bestial. Et enfin, The Apocalyptic Triumphator, sorti en 2015. Un album plus structuré, mais toujours aussi brutal, qui a un petit peu élargi leur public sans perdre l'essence bestiale. D'ailleurs, quand il est sorti, j'ai entendu pas mal de monde autour de moi critiquer le fait que la production soit plus lisse, plus compréhensible finalement. Moi, ça me dérange absolument pas, en plus j'adore vraiment beaucoup le son de la batterie, ça me rend un peu dingo. Bon, je vous la fais courte, ils ont des affaires similaires à celles d'Impal Nazaren qu'on a vu juste avant, avec des annulations de concerts un peu partout, mais je vais pas faire la liste parce que c'est pas très intéressant. On passe au suivant. Apsu est un groupe américain formé en 1991. Le membre le plus important est Proscriptor, c'est le batteur et chanteur du groupe. D'ailleurs c'est rigolo parce que quand on le voit en concert, en fait, il a la batterie, il chante en même temps, il est vraiment au milieu de la scène. C'est assez impressionnant. Apsu, dans la mythologie sumérienne, signifie océan souterrain, en gros c'est l'abîme. Donc on a des paroles qui tournent autour de la mythologie. On est sur du black trash ici, et nous allons parler des albums cultes. Je vais en citer 2. Tara, sorti en 2001, c'est leur album le plus acclamé. Cette fois-ci, on a un concept basé sur la mythologie celtique, un mélange explosif de black trash ultra technique, considéré aujourd'hui comme un classique. Et moi je mets Apsu
sorti en 2009. Peut-être que vous serez pas d'accord avec ça, mais c'est grâce à cet album que j'ai découvert le groupe. Du black trash ultra nerveux, très technique, une batterie hyper dynamique, il y a des voix incantatoires très rituelles et des textes bourrés de références ésotériques et mythologiques. C'est un disque un peu plus moderne et plus sec que Tara, mais toujours très agressif. Bon alors pourquoi Absu ils sont là d'abord? Eh bien parce que déjà c'est quand même un groupe culte du black trash, donc c'est important de le mentionner, mais il y a eu quelques petits trucs, notamment le fait que Proscriptor a été accusé de transphobie, et suite à ça, le groupe s'est dissous, et il y a eu des problèmes autour du nom du groupe, un peu comme ce qu'on avait vu sur Immortal dans la partie 1. Donc là, je n'ai pas grand chose comme source, à part Wiki en fait. En octobre 2018, Melissa Moore, Viscrom, annonce que le groupe a éclaté du fait de son coming out sur sa transidentité et de la transphobie des autres membres. Cette personne elle fait partie du groupe. Je vous montre, en fait, c'est Melissa Moore, qui était guitariste de Absu de 2010 à 2017. Et donc suite à ça, le groupe a éclaté et il y a eu des problèmes sur la possession du nom d'Absu. Donc du coup, Proscriptor a décidé finalement de former un autre groupe, Proscriptor McGovern's Absu. Donc en fait, il reprend quand même le Absu, mais il l'écrit pas pareil. Mais voilà, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça, à part que dissolution et recréation. Aura noire. Le groupe est formé en 1993 en Norvège. Les membres du groupe sont assez importants parce qu'ils ont quand même joué dans plusieurs autres groupes ultra connus. Par exemple, on a Aggressor qui a joué dans Satyricon, Ulver, Dimmu Borgir, The Doomsguard, d'ailleurs on en parlera aussi de Doomsguard, c'est important. Apollyon qui a joué dans Gorgoroth en live, Immortal, The Doomsguard aussi, Blasphemer, un ex-Mayhem, on en parlera également aussi. Enfin vous voyez, vraiment c'est des gens qui ont une carrière assez importante. Ici, je ne vais citer qu'un seul album important, puisqu'il n'y en a, je pense, qu'un seul qui mérite d'être cité. Je parle évidemment de Black Trash Attack, sorti en 1996. C'est un album fondateur du Black Trash moderne. Un son sale, des riffs meurtriers, une attitude un peu punk. C'est un classique. Bon, mis à part les connexions diverses et variées d'Aura Noire avec d'autres groupes, ils n'ont visiblement pas de casserole. Le seul fait qu'on peut citer, c'est qu'Aggressor est tombé, ou a sauté, on ne sait pas, du 4e étage de son immeuble en 2005, et il est atterri sur ses jambes. Donc c'est assez horrible, mais il continue de faire de la musique. Sai. Sai est un groupe japonais fondé en 1989 à Tokyo par Mirai Kawashima, Satoshi Fujinami et Kazuki Ozeki. Il commence comme un groupe de black metal primitif influencé par Basuri et Venom. Leur première démo attire l'attention d'Euronymous, de Mayhem, qui les signe sur Deathlike Silence Productions, juste avant sa mort. Sai est donc le seul groupe non européen signé par Euronymous. Sai n'a connu aucune affaire criminelle, aucun scandale sordide comparable au groupe norvégien. Mais il y a quelques petits éléments, notamment sur leur réputation, leur style, qui méritent d'avoir une attention particulière. Mais avant ça, on va parler des 3 albums cultes de Sai. Et attention, je vous vois venir, je sais qu'il y a une énorme discographie sur Sai, vous ne serez sûrement pas d'accord avec ça. Scorn Defeat, sorti en 1993. C'est leur premier album, sorti sur Deathlike Silence, comme je l'ai mentionné avant, sur le label d'Euronymous. C'est leur disque le plus important historiquement. C'est un black metal cru, primitif, très early 90, une atmosphère occulte, typique de la première vague, un classique absolu. Ensuite, nous avons Isle Horror Isle, n'écrivez pas. Le disque où Sai devient totalement avant-gardiste. Il y a des structures un peu éclatées, des collages sonores, une ambiance cinématographique, une expérimentation totale. Considéré comme un précurseur du black metal expérimental. C'est d'ailleurs celui que j'écoutais au lycée, moi. Imaginary Sonyscape, sorti en 2001, considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup. Psychédélique, électronique, jazz, un peu pop étrange, mélangé à du black. Souvent cité comme l'un des meilleurs albums avant-gardistes de tout le metal. Et je fais un petit point sur la scène japonaise en général. On peut citer d'autres groupes venus du Japon, il n'y a pas que Sai, comme vous le savez sûrement. Il y a par exemple Abigail, Sabbath, Gallhammer, mais encore une fois ça mériterait une vidéo complète et approfondie pour avoir une vision globale du pays. On passe aux affaires diverses. Donc évidemment la première c'est qu'il y a un lien direct avec Euronymous, Euronymous qui est lié aux incendies d'église et aux meurtres de 1993. On pourrait dire presque que ça donne une aura maudite à Sai quelque part sur les premiers temps. Il y a l'album Gallows Gallery qui est très critiqué pour son mixage trop propre. Je vais vous lire un petit bout d'une chronique de chez Guts of Darkness. Elle illustre particulièrement bien ce rejet. C'est une chronique faite par Shirkan qui a été publiée en 2005. Bon, ça a toujours été spécial, sens du kitsch obligatoire pour qui souhaite adhérer.
Mais pour Gallows Gallery, il va vous falloir un beaucoup plus. Ce nouvel album aligne déjà plusieurs défauts récurrents et peu surmontables. Le son tout d'abord, totalement raté, un mixage nullissime. Les guitares y sont surcompressées sans doute pour plus de lourdeur, résultat, bombe un peu des ténèbres. La batterie est en plastique, enfin non, la grosse caisse est sans doute un alliage savant de caoutchouc et de chamallow. Et puis il y a le chant de Mirail, honteux. Eh bien oui, honteux, car le père Mirail a déjà prouvé dans le passé son sens musical, sa culture du heavy et sa capacité à huiler d'une voix black sans charme, mais supportable. Ici, le leader givré, désormais quator nippon, se lance dans une tentative légèrement clean et mélodique constituée d'une superposition de 2 ou 3 voix batraciennes et vaguement harmonisées. Une telle leader à la tête de lignes de chant hystérico-stupides, directement inspirées des génériques manga 80. Il est très mauvais. Etc. etc. Alors vous voyez un petit peu... La réception de l'album n'est pas ouf. Mais ça, il a décidé de remasteriser l'album en 2007 avec une autre pochette qui sera bleue, mais tout en gardant la pochette originale en fond. Et apparemment, l'album a été beaucoup mieux reçu, sachez-le. Dernier point, tout le monde s'en fiche de Psy au Japon, du moins avant, c'est ça qui est incroyable. Mirai le dit dans une interview qui a été faite sur angrymetalguy.com, et je vous fais un rapide résumé, parce qu'on va pas forcément lire mot à mot. En gros, Mirai explique que le plus gros problème, c'est qu'à l'époque, tout le monde ne jurait que par le death metal et le grind, et personne ne s'intéressait aux groupes influencés par le thrash des années 80. Il ajoute que seul Abigail partageait la même vision musicale que eux. Il explique aussi que l'enregistrement coûtait très cher. Tout était analogique, les studios étaient hors de prix, impossible d'enregistrer chez soi comme aujourd'hui. Et heureusement, Wild Griggs s'occupait de distribuer leurs démos, donc la distribution n'était pas un problème pour eux. Donc en final, peu de reconnaissance à la base dans leur propre pays, fallait quand même le souligner. Après ça, on passe aux groupes qui n'ont pas de problème particulier. Ils sont placés là parce qu'ils ne pouvaient musicalement pas faire partie de la surface, étant des groupes un peu moins connus. Évidemment, je précise que j'aurais pu en citer d'autres, mais voilà, j'ai pris cela. On va dire que c'est la petite pause sympa. Summoning. On commence avec Summoning, qui est originaire d'Autriche. Formé en 1993, les membres principaux sont Protector et Silenius. On a ici un black atmosphérique fortement inspiré par Tolkien, et en général par l'univers de la Terre du Milieu. Il y a une utilisation massive de claviers, de boîtes à rythme, il y a une ambiance épique. C'est génial, hein. Par contre, faut vraiment écouter, moi je trouve ça trop cool. Il n'y a pas de scandale ou d'affaires judiciaires, rien du tout. On passe directement aux albums cultes. Minas Morgul, sorti en 1995, c'est un album fondateur du style Summoning. Ambiance épique, clavier massif, atmosphère sombre et hypnotique. Dol Guldur, en 1996, considéré beaucoup comme leur chef-d'œuvre, plus orchestral, plus profond, plus narratif, un monument du black atmosphérique. Et enfin, moi je mets All Mornings Down qui est sorti en 2013, parce que c'est avec cet album que j'ai connu le groupe et il est important je trouve. C'est un album plus lumineux, plus mythique avec une production plus ample que leurs disques des années 90. Agalok. Agalok est un groupe américain. Alors là on a un mélange de black, de folk, de post-rock, d'ambiance, c'est vraiment tout un bazar là-dedans. Moi je suis pas très fan, mais c'est quand même culte. Pas d'affaires judiciaires, totalement clean. Il fallait quand même que je m'attarde dessus pour parler des albums cultes. Pal Folklore, sorti en 1999, un mélange unique de black metal atmosphérique, de folk et de doom. Les ambiances y sont froides, il y a des riffs mélancoliques et de longues compositions. The Mantle, sorti en 2002, c'est leur album le plus célèbre, un chef-d'œuvre du métal atmosphérique moderne. Les influences sont du post-rock, il y a des guitares acoustiques, des atmosphères cinématographiques. C'était un disque fondateur pour tout le mouvement post-black en réalité. Mouvement que je n'aime pas trop. Et enfin, Ashes Against the Grain, sorti en 2006, un peu plus froid, plus métallique et plus massif. Il y a une ambiance un peu plus lourde et plus hivernale. Alceste. Et oui, Alceste pour la France, également parce que Neige a amené quelque chose de nouveau en France. D'ici en fait. Alceste a été formé en 1999 par Neige. Là on a clairement du shoegaze et du post-black mélangés. Les albums cultes sont Écailles de Lune sorti en 2010, c'est un album fondateur du post-black moderne. Le morceau Écailles de Lune partie 2 est considéré comme un classique absolu. L'ambiance y est nocturne, onirique et mélancolique. Nous avons Les Voyages de l'âme en 2012, c'est un album lumineux, aérien, presque céleste.
plus dream pop, moins black metal, très accessible et souvent recommandé pour découvrir Alceste. C'est un des sommets de leur carrière. Et enfin, Souvenir d'un autre monde qui est sorti en 2007. C'est du black gaze. Alors pour le coup, j'ai connu le groupe avec Souvenir d'un autre monde. Donc c'est le seul que j'aime bien en réalité. Je ne vais pas rappeler les liens d'Alceste et de Peste Noire. Ça ne sert absolument à rien, c'est juste anecdotique. Darken Nocturne Slaughtercult. Et oui, vous vous demandez peut-être ce que ça fait là, mais je trouve que quand même c'est un groupe important parce qu'il y a une femme. Moi j'ai beaucoup écouté. J'aurais pu en citer d'autres comme Opera 9 ou Astarte, concernant les femmes. Mais pareil, ça mériterait presque une vidéo aussi à part sur soit les femmes dans le black metal, soit les femmes dans le metal en général. Je sais pas, il y a quelque chose à faire avec ça. Enfin bref, c'est un groupe originaire d'Allemagne qui a été formé en 1997. Là, on a un black metal un peu plus old school, influencé par Marduk par exemple. Apparemment, Omniellar utiliserait du sang réel lors de ses concerts. Bon, c'est vrai que quand on est au premier rang, c'est un peu compliqué. Hein. Les albums cultes. Follow the Call for Battle, sorti en 2001, premier album, déjà un classique du black metal allemand, rapide et sans compromis. Nocturnal March, sorti en 2004, plus abouti, plus violent, plus rituel. Saldorian Spell, sorti en 2009, leur album le plus culte, une production froide avec une intensité maximale. J'adore cet album. Véhémence. Ah, Véhémence, incroyable découverte de mon côté. Groupe français formé en 2014. Là, on a plus du black metal médiéval, mélodique, avec quelque chose d'épique, de presque chevaleresque. Je vais citer 2 albums pour le coup. Par le sang versé, sorti en 2019, l'album qui les a révélés. Des riffs héroïques, des refrains épiques, une ambiance chevaleresque considérée comme un classique instantané. Et c'est vrai que je suis sûre qu'on en parlera encore des années plus tard et des décennies plus tard. Ordali, sorti en 2022, encore plus abouti, plus mélodique, plus grandiose. Une production implacable, des compositions épiques. Kektarak, originaire d'Ukraine, formé en 2018, c'est un mélange de black metal dépressif, de dark ambiant, de passages acoustiques. Il a souvent une atmosphère nocturne et romantique. C'est un projet solo aussi. On peut citer comme influence Burzum, Life Lover ou encore Hamster pour les passages un peu plus doux. Et je ne citerai qu'un seul album, Pale Swordman, sorti en 2021, mélodique, narratif, très apprécié dans la scène DSBM. Moi je trouve que c'était important de le mentionner parce que il y a une espèce de retour aux sources ces dernières années, et ça fait du bien. Et voilà, c'était la fin de la parenthèse sympa. La scène parisienne. Je suis obligée d'évoquer Paris, puisqu'il y a des groupes très importants dans le black metal qui ont, je pense, rayonné à l'international. Je ne pourrai pas tous les citer, je vais vraiment me concentrer sur certains groupes seulement, les plus emblématiques, dirons-nous. La scène parisienne a une identité très marquée, violence sonore, esthétique nihiliste, spiritualité noire, refus total du compromis. En fait, elle se distingue quand même du black scandinave, qui est dit plus glacial. Ici, c'est le chaos, la fureur, la dévastation. Et on retrouve aussi des choses liées à l'occultisme, comme on a vu juste avant. Donc, satanisme, ritualisme, mysticisme. Et il y a aussi quelque chose de très intellectuel, notamment chez un groupe, je trouve. Bref, on est parti. Antaou s'est formé en 1993. Les membres sont MKM et Seth. Retenez bien ces noms-là, parce qu'on va les revoir. En fait, il faut savoir que dans la scène parisienne, il y a souvent des gens qui font partie d'autres groupes aussi, ou alors qui font des lives. Enfin, c'est comme un espèce de collectif, même si ça ne l'est pas, en fait. Au niveau des thématiques, on est sur la haine, la misanthropie, le chaos, le satanisme. Je vais citer 2 albums clés. De Principi Evangelicum, sorti en 2002. C'est un album fondateur du black metal extrême français. Le son est cru, rapide, agressif, sans respiration. Il y a une atmosphère de haine totale, considérée comme un pilier du black metal violent, entre guillemets, français. On reviendra d'ailleurs sur ce terme après. Et en deuxième, on peut citer Blood Libels, sorti en 2006. C'est un black metal ultra violent, chaotique, la production est volontairement sale, agressive et écrasante. Il y a un nihilisme total et sans compromis. En fin de compte, le disque est pensé pour être complètement hostile. Alors revenons sur cette histoire de violence, parce que c'est intéressant, j'ai trouvé une interview sur la Horde Noire. C'est MKM qui est interviewé lorsqu'on lui
lui dit que la scène lui a fait porter l'étiquette de Black Grind, il dit que l'étiquette Black Grind, oui, on l'a toujours plus ou moins eu. C'est vrai que nous avons eu 3 membres qui faisaient partie de Sublime Cadavérique Décomposition. La structure est très rapide, rythme essentiellement binaire ternaire, cela fait relativement grind. J'écoute du grind moi-même. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton. Pour ceux qui savent ce qu'est le grind, je sais pas si vous êtes familier avec ça ou non. Si vous êtes là, probablement oui. Mais c'est un style ultra violent en gros. Qui dit MKM dit Aozot. C'est un groupe formé en 2002 qui a splitté en 2017. Petite anecdote, le logo a été fait par Eric Danielson, qui est le leader de Watain. Jusqu'à Ashes of Angels, les paroles sont inspirées par les doctrines de Lona. Alors là, ça va être très important, je vais y revenir après. J'ai trouvé une interview sur la Horde Noire encore. Donc c'est un projet parallèle à Antaeus, qui est en gros plus introspectif. Je ne vais citer qu'un album, For Arrow in Heart, sorti en 2013. C'est sûrement l'album le plus acclamé du groupe. On y retrouve un désespoir métaphysique, des violences intérieures, une ascèse spirituelle. C'est du black metal dissonant et hypnotique. On va revenir sur cette histoire que je vous ai dit juste avant. Je vais vous lire quand même ce que dit MKM, comme ça on est au clair. L'intervieweur dit « De ce fait, en quoi Aozot est différent de vos autres projets d'un point de vue musical d'une part et idéologique d'une autre part? Parlez-nous un peu des thèmes abordés par Aozot. » MKM répond « Les premiers Aozot, jusqu'à Ashes of Angels, étaient très influencés par les doctrines de Lona. Pour le dernier album, les paroles ont été écrites dans un contexte proche de celui durant lequel j'ai mis en place Blood Libels. » L'interview a été réalisée en décembre 2009, c'était il y a fort longtemps, et on imagine que c'est du décor, que c'est pour avoir peut-être matière à écrire des paroles. Alors, l'Ona, je ne sais pas comment le dire, c'est l'ordre des 9 angles. Qu'est-ce que c'est? C'est un culte sataniste néo-navet, né au Royaume-Uni dans les années 1960. C'est un mouvement très violent, qui est responsable de graves atteintes aux droits humains. Donc son idéologie mélange satanisme, occultisme, néopaganisme et navet. Le groupe prône une violence extrême, une transgression totale et l'effondrement de la société. On en est là, oui. Évidemment, il y a des faits divers et affaires liées à cette organisation culte. Des meurtres, des affaires avec des mineurs, enfin c'est la totale. Franchement, c'est très très grave en fait. Mais attention, en aucun cas, MKM a dit qu'il faisait partie de cette organisation. Juste, il s'en inspire pour ses paroles au début d'Aozot. Je le redis, c'est important. Et voilà, je vais faire encore un lien puisque nous avons Blastum qui faisait partie de Antaeus et d'Aozot qui est dans Merrimack. Et je pars sur Merrimack qui est fondé en 1994. Là, on a encore quelque chose de sataniste, mystique. On est toujours sur ce genre de thématique. On peut citer un album important, Of Entropy and Live Denial, sorti en 2006. C'est un disque qui marque la transition entre le black metal parisien des caves, brut et haineux, et une forme plus rituelle, plus orthodoxe et plus structurée. C'est un album qui sent la misanthropie et la fatigue du monde. Alors c'est pas aussi chaotique qu'Antaeus, bien sûr. C'est un album plus méthodique, presque clinique. Alors j'ai trouvé une interview de Merrimack sur Radio Metal, et c'est assez intéressant, allez la lire si vous voulez. Il explique qu'il est volontairement cryptique sur la question des paroles, il veut pas vraiment dire ce qu'elles signifient, ni faire une explication de texte, et franchement je comprends parfaitement, parce que ça enlève un peu du charme, des fois des groupes, de tout expliquer tout le temps. Après c'est personnel. Et je fais encore un pont ici, vous allez voir c'est que ça. Avec Enthusiast, qui est un ex-membre de Antaeus aussi, qui lui a créé Temple of Baal en 1998. On avait à la base un one-man band qui finalement a été rejoint par d'autres personnes qui sont aussi des ex-Aozot, Arkon dont on va parler tout à l'heure, Elmissa dont on va parler tout à l'heure. Voilà, vous avez l'idée. Un album important ici, je vais en citer qu'un. En fait, je vous précise juste comme ça que je ne peux pas citer tous les albums des groupes parisiens parce que sinon je vais y passer toute la vidéo en fait. Mysterium sorti en 2015. Temple of Baal pousse son Black Death vers quelque chose de plus monumental, plus rituel, plus atmosphérique, sans perdre la violence brute qui les caractérise. On parlait des paroles tout à l'heure et justement j'ai trouvé une interview sur Scholomance Webzine de Enthusiast et vous allez voir qu'on est encore sur la thématique Satan, etc. Depuis Satanas Luxolis, le groupe a évolué, grandi même. Les textes se sont devenus au fil du temps plus personnels et plus poussés, tout comme l'imagerie et la musique évoluant étape par étape afin de nous offrir une vision plus mature de leur art. Comment décrirais-tu le chemin idéologique du groupe depuis ses débuts et jusqu'où comptes-tu pousser le concept du temple de
Ball. Il répond. Le cheminement idéologique n'a pas bougé d'un iota. Il s'agit de faire du black metal, donc un art religieux marqué par un seul but, la glorification du démon, la célébration du diable, l'exaltation de Lucifer, l'affirmation de Satan. Certes, au fil des textes, on peut noter une perception de plus en plus fine et précise, même si chacun en aura forcément une interprétation différente, étant donné que ce chemin spirituel présente l'avantage de ne pas être figé dans les règles dictées par un gourou et consignées dans un livre. Les paroles de Temple of Baal ne font que refléter son chemin initiatique au long des expériences qui lui sont offertes par la vie, par les rencontres, par les lectures. Ce n'est même pas un concept, c'est une part de moi. Jusqu'où cela ira, je n'en ai aucune idée. Je suivrai ce chemin jusqu'à ce que je ne puisse plus le suivre ou que je parvienne à son aboutissement, quel qu'il soit. Après, il explique quand même que on est toujours autour de ces thématiques-là, mais il est quand même cryptique, comme Merrimack en fait. Et encore un petit pont, puisque Scoum, qui est dans Temple of Baal, est aussi dans Archon in Faustus. Donc c'est un groupe qui a été formé en 1997, et là on a vraiment du Black Death. 2 albums ici. Phil's Catalyst sorti en 2003, on a du Black Death très agressif, marqué par Belphegor par exemple. La batterie est martiale, il y a une ambiance sadiste. Archon, il y a quand même des thématiques liées à la pornographie. Le son est très sec et abrasif, de la haine, de la chair et de la violence. Et mon préféré, Orthodoxine de 2007, plus profond, plus noir, plus rituel, mais sans perdre pour autant la brutalité. On a quelque chose de plus dissonant, plus complexe et plus travaillé. Petite mention spéciale pour la particule de Dieu, j'adore. Il y a une interview encore sur Radio Metal de Archon in Faustus avec Deja Deviant. En fait, on lui demande en quoi le satanisme est important dans sa vie et dans la vie des autres membres et comment ça se traduit. Il dit: dans la vie de tous les jours, cela se ressent dans la façon de penser, dans tes réactions, bref, dans tout. Pour nous, Satan est partout et nous entoure. Il est dans chacun de nous-mêmes, et Archon in Faustus est juste quelque chose qui cherche à montrer où est Satan. Nous souhaitons juste faire comprendre ça aux gens. Le mal est partout, et Archon in Faustus est une façon d'ouvrir les yeux. Donc voilà, on a encore cette histoire de satanisme. Et aussi, quelques petits soucis parce que il y a des liens avec Ad Hominem. Donc ceux qui ne le savent pas, Ad Hominem, c'est un groupe de NSBM. Parce que AZK6, qui n'est plus dans Archon in Faustus aujourd'hui, a fait une session pour Ad Hominem. Et donc on lui demande de s'expliquer finalement. Donc il répond: pour Ad Hominem, c'était une session. Altar ZK6 ne fait pas partie du groupe, et le gars d'Ad Hominem avait besoin d'un batteur pour son album et lui a proposé de participer en échange d'un cachet. Il a accepté, mais il n'a jamais fait partie à aucun moment d'Ad Hominem. Ce sont des gens qui font de la musique et qui se connaissent malgré les différentes opinions. Il ne faut pas tout mélanger. Il était là en tant que batteur de session, puis il s'est embrouillé avec le gars. Un gars qui justement, en tant que bon navet, parle d'honneur, etc. Il critique les races, notamment les juifs, qu'il va traiter de voleurs, alors que lui-même arnaque des gens, qu'il prend pour son groupe pour faire un album. Moi, ces personnes, ce n'est pas du tout ce à quoi je veux être assimilé. Je n'ai aucun respect pour ce genre de personnage. Et c'est là où je reviens au fait que les groupes, qu'ils soient liés indirectement ou directement, ont forcément un lien avec la scène NSBM. Pas tous, bien sûr, mais je suis sûre qu'on peut trouver. Encore une collection, cette fois-ci avec Temple of Baal et Ankara Ozot, notamment, j'ai nommé El Militia. Alors ce sont mes petits chouchous. C'est un groupe qui a été formé en 2001. Alors selon Metallum, on a quand même des thématiques encore sur le satanisme, les meurtres, ce que vous voulez. Et ensuite, on a plutôt quelque chose de nihiliste. Et ça, c'est vrai. C'est, je trouve, très différent de ce qu'on a vu avant. Ça a été très dur de choisir entre Canonisation of the Full Spirit, Last Station, On the Road to Death ou Jacob Lider. J'adore ces 3 albums, mais je pense que celui qui réunit à peu près tout le monde et les avis positifs, c'est Canonisation of the Full Spirit. Donc là, on a un album plutôt urbain, misanthrope, dépressif, déchéance plutôt que grandeur, folie plutôt que rituel. J'ai toujours trouvé que El Militia, c'était ultra maladif. Et bizarrement aussi, c'est un groupe que je n'entends pas beaucoup cité par les gens qui écoutent du black. Étonnamment. On cite toujours Archon, Antaous, Aozot. C'est quand même trop bien, El Militia. Enfin bref, rien de spécial ici à part un fait horrible qui s'est passé en 2013 puisque LSK, qui était bassiste du groupe, ou Marianne, comme vous préférez, s'est donné la mort. J'avoue, quand j'ai appris ça, ça m'a fait bizarre. Elle n'avait que 36 ans. Et là, je fais le pont encore et encore avec Decline of the Eye, puisque là, il y a un album qui a carrément été dédié à Marianne en fait, qui s'appelle Rébellion, qui est sorti en 2015. Je ne sais pas si ça a été dit par Judicael lui-même ou
donc le membre principal de Big Lam The Eye, connu sous le nom de Aka aussi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il était proche de Marianne. Allez l'écouter, c'est absolument évident. On a un disque qui débute avec un sample évoquant le suicide. Ensuite, on a ce soir-là, plus que jamais, le fantôme de Marianne était présent, etc. etc. Donc c'est très triste, même si je n'ai pas trop aimé l'album personnellement. Je préfère largement Inhibition, qui est absolument incroyable, avec son sample de la maman et de la putain. Je replace dans le contexte, l'album est sorti en 2012, donc en fait on est en pleine ascension quand même du post-black, du moins il arrive jusqu'en France. Et moi je croyais que c'était ça le post-black, que ça allait être vraiment ça, que ça allait être plein de samples, plein de drum and bass, d'électro, de spoken word, quelque chose de vraiment nouveau quoi. Eh bien non, je m'étais trompée. Big Lam The Eye est vraiment un ovni. Metalum nous dit: Le projet a développé une trilogie conceptuelle inspirée des expériences comportementales et du neurobiologiste français Henri Labouritin sur les rats, en particulier celles liées à l'agressivité. Chacun des trois premiers albums constitue ainsi une étape spécifique, explorant un pan différent à travers des matériaux très variés, mais unifiés par un concept central. Après cette trilogie, le projet a commencé à s'orienter vers les écrits du philosophe, théologien, poète et critique social danois Kierkegaard. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était les intellos du lot, sans vouloir dénigrer les autres bien évidemment. On en a fini avec la scène parisienne. On passe à autre chose. Les Légions Noires. C'est un collectif culte autour de plusieurs groupes de black metal comme Mutilation, La Tépesse, Torgeist, Belkêtre, qui s'est construit en miroir avec la scène norvégienne, comme un genre de réponse si vous voulez. Alors ils sont placés ici parce qu'on tombe très rapidement dessus lorsqu'on cherche du black metal, et aussi parce que je n'ai trouvé aucune casserole les concernant. Beaucoup d'avis divergent à propos des Légions Noires. Certains disent « C'est incroyable, c'est vraiment du génie. » pendant que d'autres clament haut et fort « C'est nul, c'est enregistré avec les pieds, comment tu peux écouter ça? » Bon, la vérité est un peu entre les deux, je sais pas pour vous. Ménac de Mutilation, dans une interview, garde d'ailleurs le mystère autour de ce collectif. En fait, ce flou attribué aux Légions Noires leur donne une aura mythique et légendaire. Ici, je ne citerai que le split de Vlad Tepes et de Belkêtre, March to Black Holocaust. C'est un black metal fiévreux, où Vlad Tepes érige des riffs triomphants et mélodiques sur fond de saturation crue. Ensuite, le split bascule dans l'abîme avec Belkêtre, dont les vocaux torturés et l'atmosphère poisseuse incarnent une haine glaciale. Perso, je préfère la partie avec Vlad Tepes. Mutilation. Je fais directement le lien avec Mutilation ici. Mutilation est formée en 1991. On a des thématiques autour des vampires, du satanisme, de la dépression, de la mélancolie. Ça a été fondé par Ménac. Alors les albums cultes, ça a été très difficile de choisir. Finalement, j'ai coupé la poire en deux. J'en ai pris un vieux et un récent. Black Millennium, c'est la solitude, la haine, la décadence. L'album suinte la misanthropie. La production est étouffante. Et pour le récent, j'ai pris Black Metal Cult qui est sorti en 2024. On est sur la ligne des albums précédents, mais la production est un peu plus clean. Toujours aussi cool. D'ailleurs, Ménac a un jeu de guitare et un son très particulier. On reconnaît vraiment Mutilation. Et quelque part c'est un peu du génie, c'est pas si courant que ça. À part ça, rien de spécial à son sujet, ou à leur sujet, puisqu'il y a un batteur maintenant depuis 2024. C'est un groupe culte français, il mérite donc sa place ici. Marduk. C'est un groupe suédois formé en 1990 par Morgan Akansson et Richard Kalm. Alors, vous dites Marduk, vous dites Marduk, je sais, c'est Marduk, mais on fait pas très bien les choses ici. Encore une fois, il y a des thématiques liées au satanisme, à l'antichristianisme, au blasphème, tout ce que vous voulez encore. Il y a beaucoup de choses à dire sur le groupe parce qu'il y a quelques soucis. Mais d'abord, les albums cultes. Eventual Burn, sorti en 1996. Marduk y mélange encore atmosphère culte et vitesse meurtrière, juste avant leur virage total vers la guerre sonore. Panzer Division Marduk, sorti en 1999. 30 minutes de blast pur, un manifeste de violence militarisée devenu un classique du black extrême. Those of the Unlight, sorti en 1993. Un Marduk plus sombre et vampirique, encore mid-tempo, avec une atmosphère nocturne qui restera unique dans leur discographie. Alors, ado, j'étais tombée sur un reportage sur M6, je sais pas si vous l'avez vu, c'était sur le black metal et le satanisme. Et franchement, j'ai eu envie de mourir quand j'ai vu ça. Et il y a Marduk dedans. Incroyable. Je vous laisse un petit extrait, c'est vraiment juste pour le plaisir. L'image omniprésente du diable et son symbole le pentagramme, le signe de ralliement des adorateurs de Satan. Tous ces objets sont utilisés dans les rites sataniques, car il s'agit d'une véritable religion. Plus de 1000 jeunes sont venus de la France entière pour assister au spectacle. Des musiciens en transe, avec le corps couvert de tatouages délirants, qui ont tous un point commun, la mort. Des paroles qui résonnent comme des slogans, d'autant qu'il y a bien d'autres références morbides. Bon nombre d'organisateurs de concerts, bon nombre de revues qui font l'apologie et la publicité de ces groupes.
ont une part de responsabilité. C'est pour moi une évidence. Une évidence pas pour tous, le groupe Marduk refuse toute responsabilité. Si tu n'es pas suffisamment mûr, si tu n'es pas assez intelligent pour faire la différence entre la musique et la réalité, alors dans ce cas-là, tu ne seras jamais capable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Bon, eh bien, j'espère que vous avez trouvé cette interlude sympathique. Maintenant, on passe aux petits soucis. Évidemment, il y a la pochette de Fuck Me Jesus qui a été censurée dans 7 pays. Alors, je suis obligée de mettre un symbole, mais allez voir de votre côté. Même problème pour l'album Panzer Division Marduk. Là, on a plus une histoire de thématique liée à la Seconde Guerre mondiale, comme vous vous en doutez. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris. Le groupe a évidemment démenti toute affiliation avec l'extrême droite. Mais il y a eu licenciement du bassiste Joel Lindholm après avoir fait un geste déplacé, disons, en 2023. Lors du festival Incineration Fest à Londres, évidemment le groupe l'a renvoyé immédiatement en qualifiant cet acte d'intolérable. Vous avez un article sur Metal Zone, si vous voulez le lire. Et j'ai trouvé aussi une interview de Morgan au sujet de l'album Victoria sur radiometal.com, où il répond à des questions sur le sujet en gros, parce qu'ils sont souvent accusés d'être proches de l'extrême droite, parce qu'ils utilisent des imagerie de la Seconde Guerre mondiale. Watain. Watain est un groupe suédois formé en 1998. Les membres fondateurs sont Erik Danielsson, Håkan Jonsson et Pelle Forsberg. Beaucoup de polémiques autour de Watain. Mais d'abord, les albums cultes. Cassius Seferi, sorti en 2003, c'est l'album où Watain trouve enfin sa voix. Un black metal incandescent, mystique et totalement dévoué à la ferveur luciférienne. Les riffs y sont tranchants, mais habités, portés par une atmosphère de rituel enflammé. C'est le disque qui pose les fondations de tout ce que Watain deviendra ensuite. Sworn to the Dark, sorti en 2007, un album plus large, plus affirmé, où la violence devient une liturgie et la mélodie une arme spirituelle. Watain y atteint une intensité quasi religieuse, avec un sens du souffle et de la dramaturgie rare. C'est leur percée internationale, un classique moderne du black metal. Alors justement, je trouve que ça fait un peu trop tube, et c'est un peu étrange pour du black, ça m'a toujours créé une dissonance, je sais pas pour vous, surtout le titre éponyme. Lawless Darkness, sorti en 2010, c'est le sommet de leur écriture, un album vaste, nocturne, où chaque morceau respire la dévotion et la destruction. Alors, les affaires, évidemment il y en a plusieurs, ça tourne autour de plusieurs sujets, notamment les navets et les animaux. Il y a des photos montrant 7 Titans faisant des saluts navets lors d'un événement qui ont circulé. Century Media a immédiatement rompu leur contrat avec eux, et cette Titan a quitté son poste de guitariste live. Deuxième fait, le gouvernement de Singapour a interdit un concert de Watain au dernier moment. Les motifs sont offense, incitation à la haine religieuse, promotion de la violence. Et Watain a une espèce de réputation générale autour du fait que c'est un groupe extrême, controversé, rituel et dangereux. Ils utilisent du sang animal lors de leurs concerts, mais apparemment ils vont chercher ça dans des abattoirs. C'est un fait documenté. Il y a eu même des rumeurs qui ont circulé sur le fait que Watain achetait des chiens aux sans-abri pour les sacrifier. Mais une interview balaye ces rumeurs, je vous lis ce qu'elle dit. L'une des choses que j'aime autant que je déteste avec Internet, c'est que si tu passes assez de temps à chercher sur n'importe quel sujet, tu peux trouver absolument n'importe quelle histoire imaginable. Alors, y a-t-il une part de vérité dans la rumeur selon laquelle, au début de Watain, vous achetiez des chiens de sans-abri pour les utiliser dans vos sacrifices? Erik Danielsson répond. Eh bien, je vais le dire comme ça. Les gens aiment beaucoup parler, surtout de choses dont ils savent pertinemment qu'eux-mêmes n'auraient jamais la capacité de faire partie. Watain est un groupe qui semble très inspirant pour que les gens inventent des histoires. Laissez les gamins jouer, laissez-les s'amuser, parce que c'est tout ce qu'ils ont dans leur petite vie, qu'ils racontent leurs conneries, c'est très bien. Et je vais vous lire juste pour le plaisir un petit passage de ce qu'ils pensent des activistes pour les droits des animaux. Ma dernière question, quand vous tournez aux États-Unis, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec PETA à cause de votre utilisation de sang sur scène? Des militants pour les droits des animaux ici aux États-Unis qui deviennent parfois un peu extrêmes dans leurs protestations. Vous les avez déjà croisés? Ou des gens du même genre? Il répond. Je ne crois pas. Les quelques militants animalistes que nous avons croisés, soit on les a frappés avant qu'ils aient eu le temps d'ouvrir la bouche, soit on leur a parlé 5 minutes et ils sont partis en larmes. Pour moi, l'absurdité d'un militant des droits des animaux qui se plaint de ce que nous faisons est au même
même niveau que l'absurdité de l'humanité en général. Et c'est un niveau très élevé d'absurdité. Je leur crache dessus. Ils ne sont pas capables de penser plus loin que leur bout de leur nez. La cruauté envers les animaux est l'une des dernières choses dont ce groupe se préoccupe. Tu vois, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, ils sont un petit peu... soit c'est un peu provocateur, soit un peu vilain quand même. Hein. Carpathian Forest. Carpathian Forest est un groupe de black metal norvégien fondé en 1992. Son membre iconique est bien sûr Nate Frost. Il a d'ailleurs une carrière solo depuis 2003 jusqu'à maintenant. C'est un groupe provocateur et on y revient juste après les albums cultes. Black Shining Laser, sorti en 1998. Premier album, froid, cru, sadique, qui installe définitivement leur identité misanthropique. Il marque l'entrée du groupe dans le black metal norvégien officiel et reste un classique underground. Il pose les bases de leur esthétique provocatrice. Strange All Brew, sorti en 2000. Album expérimental, dérangé, mélangeant black metal, sample, humour noir et atmosphère malsaine. C'est leur disque le plus bizarre et le plus culte, souvent cité comme leur signature artistique. Defending the Throne of Evil, sorti en 2003. C'est leur album entre guillemets le plus grandiose, plus symphonique, plus massif, mais toujours profondément nihiliste. Alors, Carpathian Forest, alors là c'est la provocation, leur petit souci. Il y a notamment un DVD qui est sorti, qui s'appelle We Are Going to Hollywood for This, qui est connu pour des performances volontairement choquantes, de la nudité, du une imagerie sanglante, des armes, des danseuses nues âgées et obèses. C'est documenté dans le Wikipédia français si vous voulez. Alors, je n'ai pas vu le DVD. Pour ceux qui l'ont vu, je vous invite à corriger s'il y a des imprécisions. Et j'ai trouvé une petite interview sur YouTube de Nate Frost lui-même qui parle de ses addictions à la drogue et notamment à l'héroïne. Si ça vous intéresse d'aller regarder, je vous passe un petit passage et vous irez voir par vous-même. Je fais le lien ici parce que Oest, fondateur de Take, a joué en live pour Nate Frost. Décidément, le monde est petit, encore une fois. C'est un groupe formé en 1995. Alors là, il y a pas mal de choses à dire sur le groupe. Mais d'abord, les albums. Natesdid, sorti en 1999. C'est un album fondateur, enregistré entièrement en norvégien archaïque. L'atmosphère y est froide, les riffs sont hypnotiques. C'est l'un des disques les plus respectés du black metal norvégien de la fin des années 90. Over Björkvin, sorti en 2002. Plus agressif, plus varié, plus norvégien dans l'âme. Il y mélange mélodie traditionnelle, violence pure et passage atmosphérique. Et enfin, Take, sorti en 2008, alors celui-là c'est celui qui a fait exploser le groupe à la scène internationale. Pour les affaires diverses, on est uniquement sur cette histoire de navet. Il apparaît avec une croix gammée sur scène en 2007, lors d'un concert à Essen en Allemagne, voici la petite photo, et l'article montre aussi la position de Oest au sujet des navets. Take n'est pas un groupe nazi ou politique, etc. Nous ne nous attendions certainement pas aux réactions menaçantes actuelles, puisque tout le monde devrait savoir maintenant que tout notre concept repose sur la provocation. Nous allons désormais censurer certains symboles pour le reste de la tournée européenne, et nous présentons nos excuses à tous nos collaborateurs qui pourraient avoir des problèmes à cause du scandale de la croix gammée des scènes, à l'exception du propriétaire du club, que je méprise profondément. Il y a eu aussi annulation de la tournée américaine en 2018 à cause de cette controverse. Des accusations d'islamophobie, notamment parce qu'il y a eu la chanson Orkan, où Oest utilise le mot Mohamed dans un contexte insultant, cela a déclenché la polémique. J'ai trouvé un article sur Scholomance Webzine qui en parle. Take, le groupe de black metal norvégien, a récemment été nominé pour la 40e édition des Spellemann Awards, équivalent norvégien de victoire de la musique, dans la catégorie meilleur groupe de métal. Cela a entraîné de nombreuses réactions, notamment par la chaîne de télévision Al Arabiya, qui déclare que les paroles de l'album Orkan sont ainsi islamiques. Au soleil se base sur les paroles suivantes. To hell with Muhammad and the Mohammedans. Traduisons par au diable Mahomet et les musulmans. Puis Norway will awaken. La Norvège va se réveiller. Même la presse généraliste s'en mêle, et ça c'est fou. Sur l'article de West France. En 2007, le chanteur de Take est apparu sur scène avec une croix gammée peinte sur son torse lors d'un concert à Essen. En 2013, à un concert à Glasgow, le chanteur est aussi apparu sur scène avec un t-shirt islamophobe, montrant avec un croissant, symbole de l'islam barré en rouge, poursuit le communiqué et joignant là aussi une photographie. Dans une interview plus récente, on retrouve de nombreux éléments de discours de l'extrême droite et ouvertement islamophobe. Alors vous voyez un peu le bazar. Et franchement, il y a plein d'articles sur différents journaux français qui en parlent. Même sur BFM. Anti-islam, symbole navet, la programmation d'un groupe de métal norvégien à Paris a fait polémique. Et lui, de son côté, il dit que c'est pas une attaque contre les musulmans. Il dit que c'est de la provocation anti-religieuse générale. Et j'ai trouvé aussi une interview sur YouTube. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours aller la voir. Alors, provocation ou part de réalité, c'est un mystère. Margaret.
Alors, là, sur ce groupe-là et sur le groupe suivant, on va arriver sur des gens un peu spéciaux, dirons-nous. Nargaroth est un one-man band allemand formé en 1996 par H, ou René Wagner. Je le dis parce que il sera cité en tant que Wagner de temps en temps. Les albums cultes sont Black Metal is Krieg, sorti en 2001. C'est l'album emblématique, c'est celui qui a fait exploser la réputation du projet dans l'underground. Misanthrope et iconique, considéré comme un manifeste du black metal allemand, un son typique de l'underground des années 90. Earthslide, sorti en 1999, le premier album, culte pour son atmosphère mélancolique et son côté autobiographique, très respecté par les fans de la première période. On y trouve une ambiance unique, froide et triste. Et enfin, Geliebte des Regen, sorti en 2003. C'est l'album le plus émotionnel et mélodique, souvent cité comme son œuvre la plus mature. Il n'y a pas d'affaires judiciaires, il y a juste des controverses internes. Évidemment, il est accusé plus ou moins d'être proche des navets. Et pour contextualiser un peu le personnage, je vais vous lire un petit morceau d'interview qui donne un peu le ton. L'intervieweur dit: Que pensez-vous de l'avant-garde BM en fait? Parce que je précise qu'on lui a dit qu'il était dans la scène avant-gardiste juste avant, et en fait il dit que non, et que c'est une aberration, et que c'est pas bien, et qu'il veut rien savoir, etc. Encore une fois, je ne perds pas de temps avec une approche aussi libérale et dégénérée quand il s'agit de black metal. Avec votre incroyable carrière, vous avez joué presque toutes sortes de BM. Que pensez-vous de genres aussi nouveaux que post-black ou black gaze? Je suis un mâle allemand blanc cisgenre, avec des valeurs plutôt vieilles et très conservatrices. Je ne suis pas désolée pour ça. Je pense que cela montre très clairement quelle est ma position à l'égard de telles aberrations dérangées et honteuses de l'esprit libéral. Et en fait, dans les interviews, il est vraiment bizarre. En fait, il a presque aucun sens, ce gars. Je le trouve pas très pertinent, en réalité. Pour en revenir sur ces histoires de navets, je vous lis un petit passage du wiki, j'ai aussi vérifié la source, elle est ok. En entrevue avec Magdasinum ab Ovo, Wagner affirme qu'il considère les navets comme une restriction mentale. Wagner supporte ouvertement la crise Graber für Sorge. Désolé, je ne suis pas germanophone. Une organisation allemande qui veille à l'entretien des sépultures militaires de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, mais rejette tout lien entre ce support et la promotion d'idées fascisantes. Cependant, en raison des mentions du black metal de l'homme blanc pour l'homme blanc et des hommages au groupe allemand NSBM absurde, ainsi qu'aux soldats de la Wehrmacht de l'Allemagne nazie sur le livret de l'album Erbslade, édité en 1999, Nargaroth est reconnu comme affilié aux idées nationalistes et néo-navets. Alors voilà, si vous voulez un peu voir qui est ce genre de personne, allez lire les interviews, c'est très parlant. Arcanum, C'est encore un one-man band créé par Shamatae en 1992, et cette fois-ci on est en Suède. Alors je sais pas s'il est encore plus bizarre que H de Nargaroth, parce qu'on est sur un autre sujet. Enfin bref, vous allez voir. Les albums cultes sont Cause to Guerre, sorti en 1997. C'est un album culte absolu. Forestier, pagan, avec une atmosphère unique. Fran Marder, sorti en 1995. Fran Marder est un album fondateur. On y trouve une atmosphère primitive et païenne, des riffs hypnotiques et un statut de classique dans le BM suédois. Et enfin en 2009, alors là je sais pas comment on le dit, PPPPP, on sait jamais comment faut prononcer ce truc là, un retour en force très bien reçu, plus sombre et plus structuré. La production est plus claire, l'atmosphère occulte est très forte, souvent cité comme son meilleur album moderne. Alors, vous allez voir pourquoi il est bizarre. Metalum nous dit plein de trucs à ce sujet-là. Je vous fais un petit résumé. En gros, Shamatae, le créateur d'Arcanum, n'était pas seulement un musicien, il est aussi auteur ésotérique. Dans les courants suivants, chaognosticisme, satanisme anticosmique, religion nordique ancienne, il a publié ses livres sous 2 pseudonymes, Vexior et Ekortu. Son premier ouvrage majeur est Pan Paradox, sorti en 2009, publié par Ixaxar, un éditeur spécialisé dans l'occultisme extrême, et en 2018, il a arrêté Arcanum pour se consacrer entièrement à l'écriture, à ses pratiques spirituelles et à son système religieux personnel. Et il y a une interview que j'ai trouvée sur chaosophie.net. Ce gars est complètement dans l'espace. Je vais vous lire quelques passages. Le journaliste dit: Pourriez-vous nous dire comment vous avez commencé à barboter dans l'occultisme? Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre la voie du chaognosticisme? Il répond: J'ai découvert la voie de la main gauche en début de mon adolescence, et comme j'ai grandi en écoutant du heavy metal, je pense que ça m'a influencé, me faisant aller à contre-courant et m'écarter de la foule. Dans l'ombre, j'ai trouvé Pan m'a trouvé plus jeune, et je savais que, pour la première fois de ma vie, que j'étais sur la bonne voie. Avec Pan comme guide, j'ai expérimenté toutes sortes de pratiques magiques différentes. Il me montra le chaos et m'apprit à communiquer avec, embrassa mon caractère rebelle et anarchique et me conduisit vers le gnosticisme. Tout cela a engendré un lien précoce avec le satanisme, ce qui me permit d'entrer en contact avec un important ordre satanique anticosmique suédois, dans lequel j'ai noué des liens très forts avec tous les membres, une fraternité qui m'a initié au satanisme anticosmique
et au chaos, gnosticisme. Je me suis demandé du coup si c'était lié au Temple of Black Light, ou MLO comme vous voulez, Misanthropic Luciferian Order, qui est bien connu en Suède, qui est une espèce de culte sataniste, lié à Dissection, d'ailleurs on en parlera bien sûr, mais j'ai rien trouvé qui va dans ce sens-là en vrai. Alors peut-être que il y est rentré quand même, il a fait connaissance d'autres personnes, enfin il en dit pas plus, et j'ai pas trouvé d'interview supplémentaire qui permettrait d'avancer un quelconque argument sur ce sujet. Donc on va laisser ça de côté, je vous le dis quand même, je sais pas si vous pouvez trouver quelque chose là-dessus, mais moi rien. Enfin bref, évidemment, d'aucuns diront qu'il a des liens avec les navets, du moins eu un lien, parce qu'il a été sur le label Necropolis Records dans les années 90, mais bon, honnêtement je vois pas trop en quoi c'est pertinent. Et sachez que, grosse nouvelle, alors j'enregistre la vidéo actuellement, on est le 21 mai, et Arcanum va sortir un nouvel album en 2026 apparemment, c'est ce qui a été dit sur ce site, vmunderground.com, qui nous dit en gros que le label Darkness Should Rise Production va sortir 2 nouveaux albums, puis un 3e. Alors en fait, il a peut-être arrêté la musique pendant un temps, mais finalement, il n'a pas chômé. On passe au suivant. Drutk est un groupe ukrainien formé en 2002, originaire de Kharkiv. Les membres principaux sont Roman Saenko et Turios. Les thèmes centraux sont la nature, l'histoire ukrainienne, le folklore, la poésie. Je pense que c'est mon groupe préféré de black metal. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis 4 albums cultes. Autumn Aurora, sorti en 2004. C'est l'album qui a défini le black metal atmosphérique moderne. C'est un mélange parfait entre riff hypnotique et mélancolie ukrainienne. La production est naturelle et très organique, considérée comme un chef-d'œuvre par la majorité des fans. Blood in Our Well, sorti en 2006. L'album le plus épique, tragique et national romantique du groupe. On y mélange black metal, folk ukrainien et poésie de Taras Shevchenko. C'est très mélodique, très émotionnel, et c'est probablement leur sommet artistique. Forgotten Legends, sorti en 2003, c'est leur premier album fondateur du style Drutk, l'influence majeure de toute la scène atmosphérique. L'ambiance y est brumeuse, répétitive, méditative, presque rituelle. Microcosmos, sorti en 2009. L'album est acclamé par la presse internationale. C'est un mélange de black metal et de folk ukrainien. Épique, contemplatif et nostalgique. Drutk, c'est vraiment très très mélancolique. Je crois que j'ai jamais trouvé plus mélancolique que Drutk en fait. Alors évidemment, les casseroles, c'est les navets, comme d'habitude. Petit article sur Wiki qui nous dit: Le groupe fait l'éloge du nationaliste ukrainien Stéphane Bandera dans sa chanson Du sang dans nos puits. Cela vaut à Drutk d'être associé au black metal néo-navet, tout comme les groupes précédents de Roman Saenko, Hellforest et Astrofaes. Drutk est par ailleurs signé chez Supernal Music, un label de la scène black metal néo-navet jusqu'en 2007. Le groupe adopte ensuite une approche moins axée sur la thématique du nationalisme jusqu'à l'annexion de la Crimée en 2014, à la suite de laquelle le groupe renoue avec les thèmes nationalistes dans ses albums de 2015 et de 2018. Alors, je ne suis pas spécialiste du nationalisme ukrainien, et comme il y a des problèmes avec la Russie, je ne sais pas si on peut parler de navet ou seulement de nationalisme. Enfin bref, c'est un sujet compliqué, comme avec tous les groupes ukrainiens ou presque. On fait la petite pause sympa, donc les groupes qui n'ont vraiment quasiment rien à se reprocher. Cult of Fire. Cult of Fire est un groupe tchèque formé en 2010. On a des thématiques comme l'ésotérisme, l'hindouisme, le bouddhisme, Ascetic Meditation of Death, qui est sorti en 2013. C'est l'album qui a propulsé Cult of Fire au rang de groupe mythique. C'est un mélange unique de black metal, de rituels hindous, de mantras, d'atmosphère sacrée, une esthétique visuelle et sonore totalement à part, considéré comme un chef-d'œuvre du black metal ésotérique moderne. Rien de spécial ici à leur sujet. Urfaust. Urfaust est un groupe hollandais formé en 2003, qui a d'ailleurs splitté en 2023. Évidemment, Urfaust vient de Faust. D'ailleurs, je vous conseille de le lire, c'est vraiment incroyable. Les albums cultes. Geist is Teufel, sorti en 2004. C'est le premier album fondateur du style Urfaust, un black metal minimaliste, hypnotique, avec un chant incantatoire totalement unique. Et oui, c'est ça qui fait Urfaust, c'est vraiment le chant qui est vraiment typique, qu'on reconnaît à 1000 km. L'atmosphère est rituelle et occulte. C'est un classique absolu. Der Freiwillige Bettler, sorti en 2010. L'album qui a fait exploser leur réputation. Un mélange parfait entre black metal, ambiant et rituel. Le chant y est encore théâtral. Et là, vous allez me dire que c'est pas un album, mais je m'en fiche, je le mets quand même parce que c'est avec cette compilation que j'ai découvert Urfaust. Ritual Music for the True Clochard, qui est une compilation de 2012, que j'adore. Les riffs ils sont répétitifs, les structures longues et hypnotiques, le chant est encore unique avec des lamentations, des incantations, des cris, l'ambiance c'est un peu de cave, et on a ce truc un peu alcoolisé aussi
Urfos qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs, je trouve. Dark Space. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Dark Space est un groupe suisse formé en 1999. C'est un groupe très discret, un peu fantôme. Ici, on a du black atmosphérique poussé à l'extrême, des morceaux très longs, une ambiance cosmique glaciale, un son dense, saturé, presque industriel. Ah, c'est vraiment spécial, Dark Space. Dark Space 2, le monolithe noir. C'est l'album où Dark Space cesse d'être un groupe et devient une force cosmique impersonnelle. Tu n'écoutes pas Dark Space, tu t'y perds. Les guitares sont des vagues de radiation, les blasts un moteur d'hyperespace, les voix des transmissions perdues dans le vide. C'est froid, inhumain et écrasant. Ça te fait sentir minuscule. Le 3, il est plus atmosphérique, plus profond, presque contemplatif. Les morceaux respirent, s'étirent et se dilatent comme des galaxies en expansion. Il y a une espèce de mélancolie cosmique, une beauté glaciale. C'est moins brutal et plus cinématographique. Et le 3, 1, donc 4, les guitares deviennent des nappes, les rythmes disparaissent, les voix se dissolvent dans le vide. C'est un disque qui ressemble à une méditation dans le néant, une plongée dans un espace où le temps n'existe même plus. Allez écouter Dark Space si vous ne connaissez pas, c'est vraiment unique. Xastur. Xastur est un groupe américain, formé en 1995. Alors là, on a clairement quelque chose axé sur la dépression, dans les premiers temps. Je vous mets 3 albums cultes. Telepathic with the Decided, sorti en 2004. C'est l'œuvre la plus emblématique. Les guitares sont des nappes de brouillard, la batterie est un battement de cœur irrégulier, et les voix des murmures étouffés, comme si elles venaient d'une autre pièce ou d'un autre monde. Il capture parfaitement l'essence du DSBM. Non pas la violence, mais l'érosion intérieure. Vraiment, c'est un album qu'il faut écouter lorsqu'il y a du brouillard dehors et que le jour vient de se lever. C'est vraiment ça quoi. To Violate the Oblivious, sorti en 2004. C'est l'album le plus abouti sur le plan atmosphérique. Xastur atteint une forme de perfection dans la répétition hypnotique. Les morceaux semblent tourner en boucle, mais chaque écoute révèle des détails cachés. C'est une expérience presque dissociative. Et enfin, Subliminal Genocide, sorti en 2006. C'est l'album le plus dense et le plus suffocant. C'est un bloc de désespoir. La production volontairement saturée crée un effet de mur, comme si chaque instrument tentait d'étouffer l'autre. On y évoque la tristesse, dissolution, la perte de soi, l'effacement progressif. C'est un brouillard émotionnel. Il y a aussi cette anecdote dans un album de Sono, Black One, sorti en 2005. Apparemment, Maléfique a enregistré des voix en pleine crise de claustrophobie. C'est écrit dans une chronique sur leséternels.net, si vous voulez aller voir. Berit. Berit est un groupe finlandais fondé en 1989, et oui, c'est très vieux. On a des thématiques autour du blasphème, du satanisme, du mysticisme. Les albums cultes sont Drawing Down the Moon, sorti en 1993. C'est un disque qui ne ressemble à rien d'autre dans le black metal de son époque. Loin de la vitesse ou de l'agression, Berit propose aussi une musique lente, ritualiste, presque chamanique. Engram, sorti en 2009. C'est un retour inattendu et triomphal. Le son y est plus massif, plus organique, mais l'esprit reste le même. Les morceaux aussi entre frénésie primitive et passages atmosphériques étranges. Et bien sûr, vous pensiez que j'allais oublier, mais non, The House of Black Blood, qui est une compilation sortie en 1991. Allez l'écouter, c'est vraiment un pilier du bestial. Alors apparemment, il y a quelques trucs autour de la sortie de cette compilation que j'ai trouvé, notamment que le groupe ne voulait pas que ça sorte. Il y a une interview sur metalcrypt.com où Nuclear Holocausto est interviewé. Je vais vous lire un petit passage. En réalité, j'aimais The House of Black Blood comme une copie pirate de notre démo, et je n'ai jamais voulu qu'il soit publié. Peut-être que cela m'a motivé à composer le premier véritable album. Je ne pensais pas que The House serait très populaire à l'époque, du moins je n'en avais pas conscience. En fait, Turbo Music a publié cette compilation dans leur dos. Black Witchery. Et on termine cette pause sympa avec Black Witchery, qui est un groupe américain formé en 1996, qui est un groupe de bestial, parce que j'aime bien mettre du bestial quand même. Je mets 2 albums ici. Desecration of the Holy Kingdom, sorti en 2001. C'est une déflagration totale, un assaut continu, la production y est presque hostile, c'est un bombardement incessant. Bref, c'est du bestial quoi. Et il a défini une version américaine du style. Le deuxième, Upheaval of Satanic Might, sorti en 2005. C'est le disque le plus, entre guillemets, maîtrisé. Black Witchery conserve sa sauvagerie, mais gagne en cohésion. Les morceaux y sont plus structurés, les transitions plus tranchantes, et l'ensemble dégage une puissance presque rituelle, en unissant une volonté de canaliser la violence, en faire une arme plus précise. Et voilà, c'est la fin de la petite pause sympa. J'espère que ça vous a fait plaisir. On est reparti sur des choses plus compliquées. Shining. Shining est un groupe suédois formé en 1996. C'est un groupe de DSBM. Donc là, on a tout le paquet. Le suite.
la dépression, la misanthropie, la mort, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de Niklas Kvarforce, qui est le membre principal de Shining. Mais avant ça, l'album culte, parce que je considère qu'il n'y en a qu'un. Amstadt, sorti en 2007. C'est un album unanimement considéré comme leur sommet. Un mélange parfait de DSBM, de rock progressif, de spoken word et de violence. Beaucoup de sources sur ce personnage qu'est Niklas Kvarforce. C'est quelqu'un d'imprévisible, de violent. Par exemple, il y a eu un concert annulé pour acte inacceptable à Portland. Je vais vous lire un tout petit passage de l'article de loudtv.net. Ce sont les gérants de la salle de concert qui ont annulé le concert. Les raisons ? Le chanteur Niklas Kvarforce se serait drogué, saoul et menaçait de poignarder les employés. Enfin, il aurait tripoté des femmes. Il a utilisé de nombreuses insultes racistes et homophobes sur scène. Il a menacé les membres du public de viol, les a frappés et a fait des saluts fascistes à plusieurs reprises tout au long de leur performance. Voilà, vous avez un petit peu, avec ce petit résumé, une idée de qui est cette personne. J'ai même trouvé une interview sur Invisible Oranges qui date de 2016 où le journaliste nous raconte plusieurs choses intéressantes. Il nous dit: il menace même un journaliste et tient des propos homophobes. J'ai interviewé Shining pendant plus d'1 heure en 2 sessions menées dans le bus de tournée. Son attitude changeait rapidement et apparemment au hasard. D'un autre côté, sans prévenir, Kvarforce a tenu des propos menaçants à mon égard envers ses compagnons de tournée et envers ses fans. Il utilisait un langage que la plupart des Américains trouveraient probablement offensant ou à minimum dérangeant, de manière très libérale, presque jusqu'à l'excès comique. 1 minute, il semblait, peut-être en plaisantant, faire une avancée à connotation homosexuelle, puis l'instant d'après tenir des propos franchement homophobes. Si cette interview m'a mis mal à l'aise au début, à la fin Kvarforce paraissait ridicule plutôt qu'intimidant. Et oui, et c'est exactement ce que je pense de cette personne, je sais pas vous, mais vous allez voir. Ensuite, le groupe est aussi connu pour l'automutilation sur scène et des propos, on va dire, provoquants ou faisant l'apologie du suicide. C'est quelque chose de connu, qui revient régulièrement dans les interviews. J'ai trouvé une interview sur radiometal.com. L'intervieweur nous dit: es-tu réellement fasciné par le suicide, le sang et l'automutilation? As-tu déjà vu quelqu'un mourir? Il répond: oui, 1 fois. La mort, c'est pas très joli, mais quand on l'a vu de près 1 fois, c'est très différent. D'un autre côté, The Shining est un outil qui me fait autant de mal à moi qu'aux autres membres du groupe. Il faut bien écouter de temps en temps. Pour résumer, je vous emmerde. L'intervieweur demande: que penses-tu par exemple du suicide de John Notveit, l'ancien leader de Dissection? Il répond: je l'ai connu. C'était quelqu'un de bien. C'était l'un des rares satanistes à être sérieux à propos de ses croyances. Je trouve ça beau qu'il se soit donné la mort, et ce pour 2 raisons. La première est liée à ses croyances religieuses. La seconde, c'est parce qu'il faut faire l'éloge de la mort, que ce soit celle de ta mère, de ton meilleur ami ou de ton voisin. John était un type bien, qui a répandu pas mal de méchanceté et entubé un bon paquet de gens. À ta santé, mec, on pense toujours à toi. Donc voilà, en gros, il a toujours des déclarations de ce style-là sur le suicide, de la mort des gens, même sur le Covid d'ailleurs. J'ai même trouvé un article là-dessus si vous cherchez Niklas Kvarforce et Covid. Il tient aussi des propos sur ça qui sont un peu gênants quoi. Mais il a admis publiquement avoir des problèmes psychiatriques, donc schizophrénie, bipolarité, PTSD, état de stress post-traumatique. Il y a une très longue interview sur metalimperium.com sur justement cette histoire de, entre autres, de santé mentale. Je vous invite à aller la lire, je vais pas la lire ici, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, il est connu pour mal parler aux journalistes, être agressif avec ses fans. Regardez ce qu'il dit sur Radio Metal. L'intervieweur dit: je te laisse la parole pour conclure, mais pourrais-tu dire autre chose que le traditionnel suicidez-vous et écoutez Shining? Il répond: je vous emmerde et écoutez Shining, je vous emmerde, vous et vos crétins de copains, et allez vous bourrer pendant que je saute votre copine. Aïe aïe aïe. Bon enfin bref, il déteste les journalistes, mais il adore leur répondre aux interviews finalement, allez savoir. Liturgie. Liturgie est un groupe américain formé en 2005. C'est un groupe adoré ou détesté. Et il est là parce qu'il n'est pas spécialement accessible musicalement. On est plus sur de l'expérimental, de l'avant-garde black metal. Avant de vous expliquer qui est la personne à la tête du groupe et ce qu'elle a écrit, etc. et ce qu'elle pense, je mets 2 albums. Aesthetica, sorti en 2011, c'est l'album le plus culte et le plus influent du groupe. Il y a une rupture totale avec le black metal traditionnel, considéré comme un tournant dans le post-black metal. C'est l'album qui a fait exploser la polémique autour du groupe. Et ensuite, je mets 93696, sorti en 2023, considéré par beaucoup comme leur œuvre la plus ambitieuse. C'est un album très long qui mélange black metal, musique contemporaine, glitch et orchestration. On a la synthèse ultime de la vision métaphysique de Ella Hunt Hendricks, un disque total, radical et monumental. Alors, revenons à la vision métaphysique de Ella Hunt Hendricks, justement, c'est ça qui va nous intéresser.
s'intéresser ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, elle a écrit un traité qui s'appelle Transcendental Black Metal, A Vision of Apocalyptic Humanism, et je vais vous lire un petit bout du wiki, comme ça vous avez un petit peu le ton. Le caractère et la technique du black metal transcendantal a un clivage affirmatif du genre marqué par le burst beat, alors qu'un battement de souffle continu manque d'articulation et de portée. Le battement en rafale est défini par l'accélération et la rupture. Il est démontré que ces caractéristiques stylistiques reflètent les valeurs du matérialisme transcendantal incarné dans The Transcendental Black Metal. Hunt Hendrix trace une généalogie du métal comme ayant suivi une trajectoire téléologique vers une intensité maximale, appelée le vide haptique. En gros, elle invente complètement un nouveau genre, donc le transcendental black metal, et ça ne plaît pas le fait de trop intellectualiser le genre. En témoigne une interview que j'ai trouvée sur phoenixnewtimes.com. L'intervieweur dit: Vous avez qualifié votre musique de black metal transcendantal. J'ai lu beaucoup d'objections à ce que vous faites. Je me demande si ce serait le cas si vous n'appeliez même pas votre musique du black metal. Elle répond: On ne peut pas contourner le fait que nous jouions du black metal. C'est le style de notre musique. C'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Cela ne serait probablement pas produit si nous n'avions jamais parlé de black metal. Nous n'avions aucun ami dans la communauté métal, mais je pense qu'il s'agit d'un très petit groupe de personnes qui sont en colère contre le groupe. J'ai l'impression qu'il existe une majorité silencieuse un peu plus favorable. Elle dit quand même qu'elle écoute Peste Noire, Vlad TV, c'est Mutilation, ce qui est assez marrant parce que pour le coup ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'elle fait. Enfin bref, groupe très critiqué, de manière générale vu comme des hipsters qui n'ont rien à faire dans la scène black metal, des imposteurs, trop intello, en plus même pas signés sur un label de black, enfin bref, la totale pour eux. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé aussi 2 chroniques françaises, avec 2 avis totalement différents qui illustrent parfaitement ces rivalités en fait. Sur l'album The Artwork, qui est sorti en 2015. Donc je vous lis un petit bout de chronique positive de chez Trashcore, qui a été écrite par Ikea. En effet, The Artwork est à sa manière un disque d'une radicalité rare, plus black metal que le black metal lui-même, risquant de fait de laisser bon nombre sur le côté pour diverses raisons. Si cette musique pleine d'embranchements étonne par sa capacité à filer droite, elle n'évite pas par moments de se perdre dans sa fin, lors d'un vitriol où liturgie paraît effectuer le pas de trop. Cela ne gêne que peu l'écoute de cet album, dont l'immédiateté s'impose au fur et à mesure comme sa force majeure, à l'heure où l'on voit chacun présenter sa Macédoine maison comme une expérience exigeante. Ikea a mis 8,5 sur 10. Mais il dit quand même au début de la chronique qu'il ne comprend pas les blablas incessants de Hunt Hendrix. Et nous avons une chronique publiée chez Horns Up, qui a été écrite par Dark Moru, et qui cette fois-ci a 3,5 sur 10. Déjà, elle commence par Hunt Hendrix. Alors oui, parce que, comme je précise, la personne est transgenre, donc forcément il y a 2 noms, parce qu'à l'époque là, je pense qu'elle n'avait pas encore fait sa transition. Hunt Hendrix est un personnage insupportable. Déjà, ça commence comme ça. Non, monsieur Hunter Hendrix, tu n'es pas le futur du black metal. D'ailleurs, ta musique n'en est même pas. Et moi qui ne suis pas un blackeux et qui crache sur les trous en permanence, j'arrive à discerner que ce projet vire au vaste foutage de gueule. Alors s'il te plaît, arrête un truc, soit la musique, soit tes théories. C'est toi qui choisis. Merci d'avance. Alors lui, il est hyper énervé dans sa chronique. Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de on aime ou on déteste. Il y a des gens qui adorent et qui vont trouver que c'est absolument génial et que c'est novateur et que ça fait un vent d'air frais dans le black metal et que c'est super. Et il y en a d'autres qui vraiment ne peuvent pas voir le groupe en peinture, quoi. Et il y a aussi une chaîne YouTube qui est tenue par Hunt Hendrix, si ça vous intéresse d'aller voir, où elle y explique, j'imagine, toutes ces histoires de transcendantal black metal et tout le bazar. Métal noir québécois. Et oui, on va parler du black metal québécois. Je vous vois derrière votre écran, les Québécois. N'hésitez pas à me corriger si jamais je dis des bêtises. Je vais devoir parler du nationalisme, parce qu'il est un peu question de ça quand même chez les groupes de black metal qu'on va voir en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que le nationalisme québécois? Il s'enracine dans le nationalisme canadien-français né après la conquête britannique de 1760, lorsque les francophones cherchent à préserver leur langue, leur religion et leurs institutions face à une majorité anglophone. Longtemps centré sur la survivance culturelle, ce nationalisme se transforme profondément au cours de la Révolution tranquille, dans les années 60 environ, période où l'État québécois se modernise et devient le principal moteur de l'identité collective. Cette mutation fait passer d'un nationalisme défensif et religieux à un nationalisme civique, laïque et territorial, recentré sur le Québec comme entité politique. À partir de là, il se divise en autonomisme et souverainisme, 2 voies pour affirmer
affirmer la nation québécoise au sein ou en dehors du Canada. J'espère que j'ai assez bien résumé la situation pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être que c'est grossier, mais ça méritait d'y passer un tout petit peu de temps pour avoir un état des lieux, disons. Et j'ai aussi trouvé une thèse sur le sujet, si vous voulez y jeter un coup d'œil, pourquoi pas. Maintenant que vous avez ça en tête, on passe au groupe. J'ai évidemment fait une sélection parce qu'ils sont trop nombreux. Sorcier des glaces. C'est un groupe formé en 1997. Les thématiques tournent autour de l'hiver, de la misanthropie, de la nuit, de la forêt, de la nature. Et c'est peut-être finalement le premier groupe de black metal québécois. En tout cas, ils sont considérés comme des précurseurs. Snowland est l'album fondateur du groupe, un pilier du black metal venu du Québec. Il a une esthétique très proche du black metal des années 90. Les riffs sont hypnotiques, répétitifs et atmosphériques. Il y a une ambiance boréale, presque mystique, qui deviendra la signature du groupe. Et d'ailleurs, sur l'origine du black metal québécois, thoriummag.com interview Sorcier des Glaces, et il y a une question plutôt intéressante à ce sujet. Peut-on affirmer que c'est le premier album de vrai métal noir québécois? Sinon, qui crois-tu qui pourrait porter ce titre? Sorcier des Glaces répond. Je n'en ai aucune idée honnêtement. Peut-être ayant sorti un full-less album, mais peut-être pas en tant que groupe car Frozen Shadows avait déjà sorti leur démo Empire de Glace quelques temps auparavant. Veneficium en était à leur premier balbutiement, Esquerre également. J'ai formé le projet Sorcier des Glaces officiellement, je dirais fin 96, début 97. Alors, je ne sais pas. J'avais déjà pris des photos préalablement, même un peu avant. J'avais des idées en tête, des riffs, mais rien n'était encore concret jusqu'à l'enregistrement de Snowland. Pour vous, qui est le tout premier groupe de black metal québécois? Akitsa. Akitsa est un groupe formé en 1999. Là, on est sur, pareil, la nature, la misanthropie, il y a aussi quelque chose sur la fierté. Et justement, on va en revenir à l'introduction que j'ai faite sur le nationalisme au sujet d'Akitsa. Mais avant ça, 2 albums. Goetti, sorti en 2001, c'est leur premier album, déjà une déclaration de guerre. C'est un black metal très influencé par le punk. La production est volontairement sale, les riffs sont répétitifs et l'ambiance est urbaine et hostile, considéré comme un classique du black metal canadien. Et enfin, La Grande Infamie, sorti en 2006. Le disque qui a fait vraiment exploser leur réputation. C'est un mélange entre black metal et agressivité punk. Il y a une atmosphère de violence urbaine, de nihilisme et d'oppression, souvent cité comme leur meilleur album par les fans de longue date. C'est un album iconique. Bon et bien, revenons à l'interview, c'est OT qui est interviewé sur thoriummag.com encore, et on lui demande quelque chose au sujet de son rapport avec le NSBM, etc. Et c'est assez intéressant, je trouve, quand même, d'avoir son point de vue. Le journaliste dit: Pour faire un lien entre le passé et le présent d'Akitsa, la nouvelle édition du festival va permettre au groupe de retrouver sur la même scène que Satanic Warmaster après votre collaboration il y a un peu plus de 10 ans. Satanic Warmaster reste un des piliers de l'underground malgré un discours très extrême, parfois critiqué sur l'aspect NSBM. Comment est-ce qu'Akitsa se positionne par rapport à ses idées et à cette partie de la scène? OT répond: Nous avons déjà tenu un discours plus nationaliste au début de la carrière d'Akitsa, qui s'est effritée au fil du temps. Nous sommes toujours fiers de nos origines et de chanter en français, mais nos paroles d'aujourd'hui ne sont plus axées sur ces sujets. Notre état d'esprit actuel est beaucoup plus sombre, sinistre et sans espoir. Je crois que nous savons utiliser une forme de romantisme macabre pour dépeindre notre vision de la vie moderne à travers notre musique, tel un peintre ou un auteur le ferait par l'entremise d'une œuvre de fiction. Nous ne prenons pas position face à cette partie de la scène. Nous sommes des analystes du monde moderne, pas police de la pensée. Donc voilà, il dit quand même à demi-mot que Akitsa c'était un peu ça avant, mais plus maintenant. Monarque. C'est un groupe formé en 2003. Là, on a quelque chose plutôt sur le blasphème, le satanisme, la mort. C'est un peu différent. 2 albums. Ad Nauseam, sorti en 2009. C'est leur album le plus acclamé. C'est un mélange de black metal et de mélodies tragiques. La production est froide. Il y a une espèce de désespoir un peu majestueux, typique du Québec. Il y a certains de leurs morceaux les plus emblématiques. Lys Noire, sorti en 2013. C'est un classique du black québécois. Plus cru, plus direct, mais déjà très mélodique. L'ambiance est sombre, nocturne, presque funéraire. J'ai trouvé une interview chez Hands Up qui interviewe Monarch. On leur demande c'est quoi leur vision du black metal et ils sont pas du tout inspirés en fait. Leur réponse elle est vraiment osef. Disons que l'authenticité est son pilier fondamental. Pour moi, il s'agit d'une musique très spirituelle, bien qu'un groupe ne soit pas forcément dans l'obligation d'avoir des thèmes occultes. Philosophiquement, musicalement, certains codes sont importants, mais les initiés les connaissent déjà, alors je m'arrête ici. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait pas développé plus que ça finalement, j'aurais bien aimé en savoir plus personnellement. Forteresse. Forteresse a été fondée en 2006.
On y retrouve des membres de Cantique Lépreux, de Chasse-Galerie, de Monarque aussi. Après, c'est pas tellement comme Paris, il n'y a pas autant de personnes qui se mélangent là-dedans. Après, bon, c'est sûr que le Québec, c'est gros, quoi. Ce sont mes chouchous, mes préférés. Par contre, niveau thématique, on est clairement sur du nationalisme, de l'histoire, de la nature, ce genre de choses. 2 albums cultes, évidemment Métal Noir québécois, sorti en 2006. C'est l'album fondateur du mouvement Métal Noir québécois, tout simplement. L'ambiance est profondément identitaire, historique et enracinée. Les riffs sont répétitifs et hypnotiques et la batterie est martiale. C'est un classique absolu. Crépuscule d'octobre, sorti en 2011. J'adore cet album, vraiment, il est incroyable. Il est tellement épique. L'ambiance est automnale, mélancolique, presque folklorique. Les mélodies sont longues, immersives. Je crois que je l'ai vraiment écouté en boucle celui-là. Et j'ai trouvé une interview sur la Horde Noire. Vous pouvez aller la lire si vous voulez, elle est assez intéressante. Justement, il y aborde ces sujets de revendications identitaires et compagnie. Si ça vous intéresse, je vais pas lire ici, ça fait un peu redite à force. Mais allez voir, quoi. Cantique Lépreux. C'est un groupe formé en 2014. La thématique est juste l'hiver. C'est écrit sur Metal Loom, juste ça en fait. Ce qui est assez étrange. L'album que je vous mets ici est super cool. C'est Cendre Céleste, sorti en 2016. C'est leur premier album, immédiatement salué comme un chef-d'œuvre. C'est un black metal glacial, mélodique et très atmosphérique. L'ambiance y est hivernale, désespérée et presque contemplative. Vraiment, c'est une très bonne découverte que j'ai faite il y a quelques années. J'étais assez surprise, honnêtement. J'ai trouvé une interview de Blanc-Feu, qui est guitariste, qui s'occupe aussi des voix et des claviers sur Cantique Lépreux, et on lui demande quelque chose de très intéressant sur le métal noir québécois, justement, dont on parlait avant. Le groupe se revendique du métal noir québécois. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Il répond. C'est une grande confrérie. On est tous motivés par notre passion. On s'encourage les uns les autres. On va voir les spectacles où on improvise parfois ensemble. On se donne des commentaires, on s'aide. Par exemple, Deos nous a donné un solide coup de main pour le mastering de l'album. Ce sont toutes ces choses qu'on partage qui, selon moi, sont uniques. Sinon, c'est très important de faire connaître la culture québécoise à travers le métal noir. Par exemple, pour faire réaliser aux gens le combat que l'on mène ici pour l'indépendance, l'aspect sociopolitique que l'on retrouve dans Forteresse ou Chasse-Galerie, l'aspect historique. Dans Cantique Lépreux, on retrouve la nature sauvage du Québec, mais aussi l'héritage littéraire et poétique. Justement, je suis allée chercher le texte Paysage polaire d'un poète méconnu ici, René Chopin, que l'on est en train de mettre en musique pour le prochain album. Je cherche aussi de l'inspiration chez les poètes des années 60-70 comme Denis Vanier, avec ses textes subversifs, ou encore chez Paul-Marie Lapointe et Fernand Ouellette. C'est quelque chose que je veux partager dans ma musique. Dans le métal noir québécois, il y a cette émancipation-là, cette appropriation du black metal norvégien, mais en français. J'ai l'impression que ceux qui écrivent en anglais ont une espèce de nostalgie de certains groupes qui les ont influencés. C'est bien correct, mais dans beaucoup de cas, ça reste des gens qui veulent se vendre à la machine qu'est l'industrie du spectacle. Le métal noir québécois se fout des modes, des courants. Donc voilà, on a encore cet aspect très enraciné, très... je sais pas si on peut dire le terroir pour le Québec, mais c'est ça l'idée, quoi. Et c'est la fin de ce petit passage sur le black metal québécois. J'aurais pu citer Gris, Neige et Noirceur, Délétère, Chasse-Galerie, Sombre Forêt, etc., etc. Mais nous n'avons absolument pas le temps, ça mériterait une vidéo complète. À ce sujet, je vous invite à aller voir une émission de chez Guts of Darkness qui est en ligne sur YouTube, si vous voulez de plus amples précisions. Mgwa. On arrive sur 3 groupes discrets. Mgwa est un groupe polonais formé en 2000. Rassurez-vous, moi aussi je dis MGLA chez moi. Il y a très peu d'interviews données par le groupe. En fait, on n'a pas vraiment d'informations. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, les navets, etc. Mais bon, on en parlera vite fait après. Déjà, les albums. With Hurt Toward None, sorti en 2012. C'est celui qui a fait exploser la réputation du groupe. Les riffs y sont cycliques, hypnotiques, reconnaissables entre mille. L'atmosphère y est froide, déterminée, presque stoïque. La production est parfaite, claire, mais toujours abrasive. C'est un des albums les plus influents du black metal des années 2010. Le deuxième, Exercises in Futility, sorti en 2015. C'est un album unanimement considéré comme un classique moderne. Les 6 morceaux sont numérotés, tous sont devenus cultes. Les riffs sont mémorables, les mélodies sont sombres, la tension y est permanente. C'est souvent aussi un album cité comme un des meilleurs du black metal des années 2010. Alors je suis pas forcément d'accord avec, MGLA c'est cool, mais bon, Furia c'est mieux. Mais il faut quand même constater que ça leur a donné une espèce d'aura un peu mondiale. Bon, et les navets alors ils sont où? Eh bien, j'ai trouvé un article sur radiometal.com, parce que oui, la formation de MGLA est liée à celle de Clandestine Blaze. Je vais vous lire un tout petit passage. Rançon du succès, la découverte par le grand public des acquaintances, pourtant loin d'être neuve,
du duo avec l'inénarrable Miko Aspa, connu pour être la voix de Despel Omega, Ouh, on va en parler aussi. la tête du label Northern Heritage, le leader entre deux Clandestine Blaze, mais aussi pour ses opinions politiques pour le moins droitières et ses liens avec la scène NSBM. Lui a valu un scandale en bonne et due forme et quelques annulations de concerts. Etc, etc. Vous voyez l'idée. Bref, il y a une longue interview sur bardomethodology.com. Si vous voulez aller la lire, allez-y. Je sais pas vraiment si on peut dire qu'ils sont liés à la scène NSBM ou quoi que ce soit. C'est assez courant, comme on le sait, hein, les groupes se connaissent entre eux, font fi de leurs idées et opinions politiques pour juste travailler ensemble en fait. Du coup, Despel Omega. alors pareil, ce sont des gens assez discrets. Pour le coup, j'ai trouvé une longue interview sur bardomethodology.com, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont donné que des interviews en anglais. Alors que c'est un groupe français, formé en 1998. Il y a beaucoup de choses à dire sur Despel Omega. J'espère que je vais réussir à vous transmettre les informations nécessaires pour que vous compreniez ce à quoi on a affaire. Mais d'abord, je vous mets 3 albums cultes. Simonumentum, sorti en 2004, c'est l'album fondateur de la trilogie, une rupture totale avec leur début, c'est un manifeste, une déclaration de guerre spirituelle. C'est un mélange inédit de black metal orthodoxe, de liturgie, de dissonance et de structure quasi classique. Les textes sont d'une densité théologique rare, le péché, le sacrifice, l'incarnation du mal. Il y a une alternance entre violence extrême et passages choraux quasi religieux. On retrouve aussi une esthétique entièrement tournée vers la théologie négative et la confrontation directe avec Dieu. C'est un album qui a redéfini le black metal du 21e siècle. Il a ouvert la voie à tout le mouvement orthodoxe. Bon, ensuite, Despel Omega s'en est détaché. Face, sorti en 2007, c'est le sommet de leur période dissonante. Un album conçu pour désorienter, briser et déstructurer. Il y a des rythmes fracturés, un chaos contrôlé, un espèce de vertige métaphysique, de chute sans fin. Les textes sont centrés sur la négation, la rupture, la perte de repères spirituels. C'est une structure pensée comme un labyrinthe où chaque morceau est un gouffre. Et enfin, Paracletus, sorti en 2010, eh bien, c'est peut-être celui que je préfère. Ne criez pas. Il est plus linéaire, plus incarné, il est moins chaotique que Face, mais plus tranchant, plus pressant et plus humain. Il y a une exploration de la souffrance, de la grâce, de la chute et du paradoxe chrétien. C'est sûrement l'album le plus émotionnel, le plus abouti et aussi le plus accessible. Donc, si vous ne connaissez pas Despel Omega, moi je vous conseille d'écouter Paracletus. Je vous ai dit juste avant qu'il y avait très peu d'interviews de Despel Omega, et c'est vrai, mais celles qui existent sont extrêmement longues, donc je ne pense pas que je vais les lire ici. Vous irez les voir de votre côté, il suffit de taper Despel Omega interview et vous tomberez dessus. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire une synthèse de tout ceci. Despel Omega rejette l'essentialisme et le déterminisme. Ils affirment que lire leur œuvre à travers des grilles politiques est trop simpliste et c'est une erreur. Ils parlent d'une trilogie au sujet de Simonumentum, Face et Paracletus. Ils expliquent que Simonumentum était un manifeste fondateur, que Face devait provoquer vertige, chaos et perte de repères, que Paracletus est plus linéaire par choix pour servir le concept. La dissonance ne vient pas de nulle part, elle vient de Penderecki et de la musique contemporaine. Il y a chez Despel Omega des influences philosophiques majeures et également littéraires. Je vais vous en citer quelques-unes, comme ça vous avez un petit peu le thème. Georges Bataille, pour sa vision de la transgression du sacré, de l'excès et de la souveraineté. L'importance de l'expérience intérieure et du sacrifice. C'est l'influence numéro 1 de Despel Omega. Nietzsche, pour la volonté de puissance, la morale des maîtres, la morale des esclaves, la critique du christianisme, la vision tragique de l'existence, l'idée que l'artiste doit être au-delà du bien et du mal. Thomas Hobbes, pour la vision du pouvoir, de l'ordre, du Léviathan, l'homme comme étant un être conflictuel. Il y a aussi une réflexion sur l'autorité et la violence légitime. Spinoza, qui a eu une influence sur la compréhension des mécanismes idéologiques, le déterminisme, les passions et la servitude volontaire. Gunther Anders, pour la critique de la technique, l'homme dépassé par ses propres créations. Il y a aussi une influence sur la thématique de la surveillance et de l'IA. Orwell, pour sa critique du totalitarisme dans 1984. Et enfin, que pense-t-il du black metal ? Eh bien, Despel Omega affirme que si le black metal est plus qu'un simple style musical, c'est un vecteur spirituel, un outil de transgression, un miroir du mal. Alors, il doit être relié à une tradition intellectuelle et métaphysique. Et c'est justement sur ce point que j'ai trouvé une interview sur webzine et scriptdurock.com
de Shaq Soul, qui était aux vocaux et à la batterie au début de la carrière de Despelo Media. Et lui, il nous dit autre chose. Lui, il est pas du tout content de cette histoire, de ce tournant qu'a pris Despelo Media sur tout le côté spirituel, disons. Le journaliste pose la question au sujet du black metal orthodoxe, et lui, il répond. Cette autre étiquette ridicule, spécialisée du métal contemporain, n'a été utilisée que plus tard lorsque je suis partie du groupe en 2002. Le terme religieux était d'ailleurs préféré. C'est bien pour ça que je suis partie. Le black metal est depuis Venom un déni du principe même de religion. Et le black metal religieux devenait donc une immense contradiction. C'est comme voir ses amis happés par une secte. Et c'est ce qui s'est passé, car ils ne juraient que par des groupes crétins finis en mal de reconnaissance et de sensationnalisme, jouant de la musique minable comme Watain, Funeral Mist, Offermode. Et plus loin, elle dit. Je suis partie surtout parce que je suis athée et je n'avais pas ma place dans un groupe religieux. Ensuite, j'ai découvert leur nouvelle orientation musicale et j'ai mieux compris. Mais pas vraiment surpris de savoir qu'ils jouent désormais du post-hardcore chrétien suffisamment original pour être soutenu par des légions de hipsters. Il est bien énervé celui-là. Enfin bref, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, mais ça vous donne un peu de son de cloche. Bluetooth Nord. Bluetooth Nord est un groupe français formé en 1994. Et effectivement, Vince Vald avait bien 15 ans lorsqu'il a créé le groupe, selon ce que vous m'aviez dit dans les commentaires. Je vais mettre 4 albums. Ce sera plutôt des albums pour représenter les 3 styles de Bluetooth Nord, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ils changent souvent de genre, quoi. Même si on reste quand même dans du black metal, attention. Alors, ce sera sûrement pas vos albums préférés, mais voilà. Ultima Thule est sorti en 1995. On est sur la période black metal atmosphérique, mystique, cosmique, plutôt en presque pagane en fait. Les mélodies sont éthérées, il y a des nappes de synthé, une esthétique proche de Burzum, période philosophème, mais en plus onirique. Les rythmes sont lents, les riffs sont enveloppants. En fait, c'est un disque quand même ancré dans la tradition scandinave. Mort, sorti en 2006, c'est une œuvre unique, radicale et dérangeante qui déconstruit le black metal pour en faire une expérience sonore abstraite, dissonante et profondément immersive. Memoria Vetusta 2, sorti en 2009, c'est la période plutôt black metal mélodique et transcendant. C'est un album lumineux et héroïque, c'est l'un des albums les plus acclamés du groupe et il représente la face lumineuse de Bluetooth Nord. C'est un black metal majestueux, lyrique, presque chevaleresque mais toujours spirituel. Il montre que Bluetooth Nord peut être beau sans perdre de sa profondeur. Et enfin, Hallucinogène, qui est sorti en 2019, qui représente une période plutôt psychédélique, post-black, période que j'aime pas trop finalement. D'ailleurs, on retrouve vraiment un côté très rock en fait dans cet album-là. C'est un black metal psychédélique, coloré et expansif. J'ai trouvé une interview de Bluetooth Nord sur Trashcore qui est en français, parce que lui aussi a donné des interviews en anglais, évidemment. Et il nous parle de ses thématiques, et c'est intéressant de savoir de quoi il parle et par quoi il est inspiré. Trashcore dit « Bluetooth Nord a toujours été intéressé par de nombreuses thématiques variées. On pourrait citer le paganisme, l'impulsivité, le mysticisme ou encore des questions plus métaphysiques. Quelle est l'importance de ces thèmes dans la construction de la discographie de Bluetooth Nord ?» Vince Val répond. Ces thèmes sont au centre de toute la discographie de Bluetooth Nord et au centre de ma vie personnelle. Ils sont un chemin d'évolution spirituelle et mystique. La musique, et le black metal en particulier, sont des supports parfaits pour évoquer ces questions métaphysiques en proposant différents niveaux d'écoute et d'appréciation qui peuvent vite s'apparenter à une forme de quête initiatique. Certains groupes ou artistes poussent cela très loin. Le black metal est un art d'opposition qui doit être animé par une certaine forme de subversion, tant dans la forme que dans le fond. Marduk ou Watain, par exemple, ne sont pas des groupes de black à mes yeux. J'appellerais ça de la pop vaguement énervée. Ils livrent exactement ce que l'on attend d'eux. Leur attitude est codifiée, leur musique est codifiée, classifiée, facilement reconnaissable et assimilable. Ils sont des produits du siècle, parfaitement formatés pour un public identifié, à l'opposé même de ce qu'est l'essence du black metal. Où est la subversion? Où est le choc? Où sont les questionnements? Qui peut encore imaginer que la glorification de Lucifer aujourd'hui soit un acte transgressif? C'est au contraire jouer un jeu simple et évident, servir l'époque. Quand le monarque est l'adversaire d'hier, alors le visage de la rébellion, dans ce monde et ses valeurs, est peut-être celui du Christ. Le black metal peut-il être christique? Voilà le genre de thématique intéressante à développer et qui peut aboutir à un résultat inattendu sur le plan musical. Plus inspirant en tout cas me concernant qu'un Hail Satan inoffensif et convenu. En fait, malgré tout, j'ai quand même l'impression que Bluetooth Nord et Despelo Media ne sont pas si loin dans l'idée, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai groupés. Hate Forest. Hate Forest est un groupe ukrainien formé en 1995 par Roman Saenko. On a parlé de Droot que la dernière fois, je ne pouvais pas évoquer Hate Forest dans la partie d'avant. Il y a des polémiques basées sur l'esthétique et aussi le silence du groupe. Attention, pas sur les faits, évidemment, accusés d'être des navets encore. Les albums cultes. Purity, sorti en 2003, c'est considéré comme un manifeste absolu du black metal ukrainien. Le son est sec et granuleux, avec une production volontairement rugueuse qui donne l'impression d'écouter un blizzard enregistré sur bande
analogique. Les riffs sont cycliques, martelés, construits sur des motifs qui s'étirent jusqu'à l'épuisement. La batterie métronomique et inhumaine crée une sensation de marche funéraire à travers les steppes gelées. Les vocaux de Roman Saenko sont caverneux, inhumains, presque bestiaux, comme un souffle venu d'un autre âge. C'est un album glacial et implacable qui a défini l'identité sonore du projet. Un black metal sans émotion humaine, purement tellurique. Battlefield, mon préféré, sorti en 2003, probablement l'album le plus monolithique et martial du groupe. Ici, Ed Forest pousse son esthétique jusqu'à une forme de black metal industriel primitif, où chaque riff devient un mouvement de troupe, chaque blast un impact d'artillerie. Les compositions sont longues et répétitives, mais jamais ennuyeuses. Elles fonctionnent comme des mantras guerriers, des incantations destinées à écraser l'auditeur sous leur poids. La production est volontairement boueuse et opaque, ce qui renforce l'impression d'être plongé dans un champ de bataille noyé dans la fumée et la terre. C'est un disque brutal, archaïque et écrasant. Et Sorrow, sorti en 2005, que j'aime un petit peu moins, c'est un album plus atmosphérique, c'est une facette un peu plus contemplative du groupe, les riffs sont plus étirés, presque funéraires, les tempi ralentissent pour laisser une place à une ambiance crépusculaire, lourde de mélancolie. J'adore Hate Forest, franchement c'est un groupe incroyable. De toute façon, tout ce qui gravite autour de Roman Saenko, mis à part Blood of King Book, j'aime pas trop, Drood que c'est aussi trop bien, bref, allez écouter. Diapsityr. Alors, Diapsityr c'est très compliqué, mais il n'y a pas d'affaire. Ils sont juste là parce que je ne pouvais tout simplement pas en parler avant à cause des thématiques abordées par le groupe. J'adore Diapsityr. N'en déplace aux membres du groupe qui détestent leur public métal. Et c'est pas moi qui invente, il ne faut que de clamer ça dans les interviews. C'en est presque trop d'ailleurs à ce sujet, on a l'impression qu'ils le font vraiment exprès quoi. Bref, 2 albums ici. Virus STN sorti en 2005. C'est un album qui a fait entrer Diapsityr dans la légende de l'underground français. C'est un disque radical, dérangeant, expérimental. Il y mélange black metal dissonant, breakbeat industriel, sample de films, spoken word, passage ambiant anxiogène, bruitisme, le tout dans une atmosphère malsaine, urbaine et toxique, qui évoque le cinéma extrême et la déchéance sociale. Anti est sorti en 2011. C'est un album plus narratif, plus cinématographique et plus conceptuel. Et il est quelque part un peu plus dérangeant que Virus STN aussi. Il est considéré comme leur disque le plus abouti, maîtrisé et immersif. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas Diapsityr, on a des thématiques autour de la drogue, de la misère sexuelle, de la pédophilie, de Satan, bref, un petit mélange bien sympa. Je vous passe des paroles si vous voulez, et vous voyez bien que c'est un problème, et que tout le monde n'est pas forcément habitué à voir ce genre de choses. Alors pourquoi j'ai mis ça là alors que les thématiques sont plutôt sales? Parce que judiciairement il n'y a rien, on est dans de la fiction. Enfin ça n'a jamais été dit par le groupe, du moins c'est ce qu'on peut penser, même si j'ai un tout autre avis à ce sujet. Il y a d'ailleurs une interview que j'ai trouvée sur Vice, où le journaliste dit « Tout ce petit folklore qui était pas mal évoqué depuis Anti, et encore beaucoup plus dans 180 degrés ». Il répond « C'est tout à fait ça, le folklore c'est cocher toutes les cases. Alors évidemment, quand tu fais du black, on attend de toi que tu parles de Satan. Moi aussi je l'ai fait, mais quelque part j'ai toujours tout pris au premier degré. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Quand mes textes traitaient de Satan, j'étais Satan. Quand je parlais de drogue, c'était parce que j'étais à fond dans la cam, idem pour le cul et la violence. Toujours premier degré, bête. Autour de moi par contre, je n'ai vu que des mecs jouer la carte du second degré, prendre ça à la rigolade. Eux, je les balayais direct. Mais le pire, c'était ceux qui croyaient ou faisaient semblant d'y croire, mais qui au bout du compte étaient complètement à côté de la plaque. Affreux, des baltringues. Donc il dit quand même que c'est premier degré, donc vous voyez, 2 poids 2 mesures quoi à chaque fois. Hein. Et finalement il s'est tourné vers Dieu ou quelque chose de ce style-là quand il a sorti le dernier album. D'ailleurs après il a disparu. On a une interview de Diapsityr sur Falling Down où le journaliste dit « Cette relation à Dieu ou absolue est une source intarissable d'amour. Comment expliques-tu que, actuellement en 2012, tu sois tenté de jouer une musique aussi noire, violente et malsaine ?» Il répond « Ce n'est pas sombre pour moi, c'est vivant. Anti c'est clairement la porte qui se ferme. Anti, je veux dire, il porte bien son nom. Le dernier Kickback et le diable rit avec nous est déjà plus lumineux, et le nouveau Diapsityr, là ce sera clairement la lumière si je suis le chemin d'aujourd'hui, mais je suis instable, rien n'est moins sûr. Regarde, avant je n'avais que des tatouages sur le côté gauche de mon corps, que ce soit celui d'Archon, de Diapsityr, le cas de Kickback et les autres. Regarde maintenant mon avant-bras droit, l'œil de Dieu, l'alpha oméga. Avant je n'étais que dans le noir. Tout le temps, fonce dé, je m'en battais les couilles. Ça fait 2 ans que j'ai accepté cette lumière. Si je ne l'avais pas fait, je serais mort, ou en tôle. Je me serais buté ou j'aurais flingué quelqu'un. J'aurais été un menteur sinon. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un occidental, j'ai été obligé d'accepter Dieu pour m'accepter moi. Après voilà, comme sur la partie précédente, on sait pas si c'est de la provocation, si c'est réel, on n'arrive pas à savoir vraiment démêler
le vrai du faux en fait dans cette histoire. Il y a évidemment un lien avec Peste Noire puisqu'il y a eu un split en 2014, Rat des Villes et Rat des Champs, où lui s'occupe de la partie Rat des Villes et Famine s'occupe de la partie Rat des Champs. C'est un split que je trouve absolument désastreux, mais ce n'est que mon avis. Et évidemment, il y a le lien avec Kickback et Arcon Faustus, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon on va y passer la vidéo. Bref, écoutez Diabsikir si vous aimez l'avant-garde black metal en gros, même si je pense que les paroles peuvent choquer certaines personnes si vous n'êtes pas habitué en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à la base je les avais mis plus bas, mais j'ai trop d'entrées dans les parties d'après, donc je les ai remontés. Crystallium. Et je fais le lien avec Crystallium ici à cause de la mention à Arcon Faustus que j'ai faite plus tôt, puisque Altar ZK6 était dans Arcon Faustus, et d'ailleurs on en a parlé dans la vidéo 2. C'est un groupe lyonnais formé en 1996 qui a splitté en 2008, et je suis bien déçue que ça n'ait pas continué. J'adore le chant de Krasiyag, vraiment. Bon alors là, je vous fais pas un dessin, on a clairement le lien avec le NSBM bien sûr. Je vous mets 2 albums, Dictatomega sorti en 2003, c'est devenu un album culte pour beaucoup, représentant le Crystallium classique, du black metal brutal, froid, bardé de blasts, des riffs acérés et un chant haineux en français. C'est l'un des sommets de leur carrière, marqué par une atmosphère guerrière et une violence frontale. Doxa aux Révélations, sorti en 2007. C'est celui que je préfère. Il est plus massif, plus épais que son prédécesseur. Le son est plus dense, plus death black dans l'approche. En fait, ça m'a toujours fait penser un peu à Infernal War dans l'idée, je sais pas s'ils s'en sont inspirés ou pas. La batterie devient apocalyptique, les riffs sont plus techniques, mais pas moins accrocheurs. L'ambiance reste haineuse, martiale et misanthrope, avec une évolution notable du style. J'ai lu diverses interviews, mais franchement, on n'y apprend pas grand chose à part qu'ils aiment Osculum Infame, Ad Hominem et Diabsikir. Les réponses sont très courtes et simples. Il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer ça, vous irez voir ça de votre côté. Satanic War Master. On part en Finlande avec Satanic War Master formé en 1998 par Werewolf. Bon, alors là, vous savez sûrement de quoi on va parler, hein. Les albums, je n'en mets qu'un ici et vous savez pertinemment lequel je vais mettre. Karelian Satanist Madness sorti en 2005. C'est l'album le plus abouti, le plus mélodique et le plus atmosphérique. Il est considéré comme le meilleur album de Satanic War Master et un pilier du black metal finlandais. On retrouve une atmosphère autour du paganisme, du satanisme, de la nature, de la solitude, de la spiritualité. Vampiric Tyrant est sûrement le titre le plus connu du groupe, c'est complètement culte. Bref, vous êtes obligé de connaître cet album, c'est un classique. Bon, alors on a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, ça va être assez rapide finalement parce que la thématique et les navets. Il y a eu annulation de concerts, notamment au Hellfest 2011, je sais pas si vous vous rappelez, moi j'y étais, et ça a été annulé un peu au dernier moment, à la va-vite, alors que je voulais voir Satanic War Master, j'étais un petit peu dégoûtée. Il y a eu des protestations d'artistes, en fait, qui ne voulaient pas jouer auprès de Satanic War Master, du coup le Hellfest a dû annuler la prestation. Et Werewolf se défend dans un article que j'ai trouvé sur radiometal.com. En fait, il a écrit sur sa page Facebook et il est extrêmement déçu par la situation. Il dit « Ça me dégoûte d'avoir à faire une telle déclaration digne d'un politicien, mais afin que les choses soient claires, cette fois j'étais obligé de prendre le taureau par les cornes. Que ce soit clair pour tout le monde, l'idéologie de Satanic War Master est le satanisme, et son style musical le black metal. Quiconque aimerait autre chose ne le ferait qu'en raison de ses sentiments personnels et ou son amertume. » Bon, je vous lis pas le reste, il y a Ben Barbeau qui explique les raisons pour lesquelles le groupe a été annulé, et bon, vous savez pourquoi. J'ai trouvé aussi un article sur Vice qui parle de la polémique majeure qu'il y a eu en 2015 lorsque Satanic War Master a annoncé son premier concert au Royaume-Uni prévu à Glasgow. Évidemment, ça a été annulé. Il y a eu une vague de protestations, de menaces. Je vous lis un bout de l'article. Alors, à quel point Satanic War Master est-il problématique et la colère est-elle justifiée ? Eh bien, des éléments comme leur split avec des groupes NSBM portant des noms tels que Aryan Blood ou leur participation en 2006 à une compilation intitulée Declaration of Antisemitic Terror, remplie de formations néo-navets, ne donne clairement pas une image très angélique. Il y a aussi eu des cas où le groupe semble avoir lui-même soutenu l'idéologie navet, ayant écrit des paroles parlant de réduire en cendres la création juive, de l'essence la plus pure du culte de notre sang, et de un État, un peuple, un chef. Les deux dernières citations viennent d'une chanson appelée My Dreams
of Hate, qui peut sembler inoffensive, sauf quand on sait que le chiffre 8 est un euphémisme courant de l'extrême droite pour désigner Hitler. Le H est dans la 8e lettre de l'alphabet. Enfin bref, eux ils nous disent ça, mais moi j'ai trouvé évidemment énormément d'autres choses au sujet de Satanic War Master. Je vous montre à l'écran. Il y a eu une compilation qui s'appelle Black Metal Commando Gas Chamber, je pense que c'est assez évocateur, disons. Regardez les paroles. Il est aussi dans Gestapo 666, il a été aussi dans Goat Moon, enfin bref, ça fait un peu beaucoup quand même. Il se défend, mais d'accord. Je veux bien lui laisser le bénéfice du doute sur une seule chose. Peut-être que Satanic War Master n'est pas en lui-même, quand il fait des albums, un groupe de NSBM pur, mais le gars, on a compris quoi. Nightbringer. Nightbringer est un groupe américain formé en 1999. Alors, on va parler de 3 groupes importants qui tournent autour de Nas Al-Khamed, donc le leader de ces 3 groupes. Les thématiques sont l'occultisme, l'ésotérisme, la mort, le chaos, pour Nightbringer en tout cas. J'ai trouvé quelques interviews, ça peut être intéressant d'en parler juste après, mais avant, je vous mets 2 albums cultes. Ego Dominus Tous, sorti en 2014, c'est un album monument du black metal ésotérique américain. Il est dense, baroque, saturé de symbolisme mystique. Les riffs sont labyrinthiques, les structures sont assez immenses, l'ambiance est liturgique. Terra Damnata, sorti en 2017, il est plus court, plus violent et plus technique. Là où Ego Dominus Tous était plutôt monumental, Terra Damnata est chirurgical. L'atmosphère y est infernale, la production est plus claire. Alors, est-ce qu'il y a des soucis autour de Nightbringer ? Bah pas forcément en fait, j'ai regardé un peu les interviews chez bardomethodology.com, il y a juste chez decibelmagazine.com que j'ai trouvé des soucis en fait, enfin plus ou moins. Ça tourne encore autour des navets bien sûr. Le journaliste nous dit: Peux-tu clarifier le passage parlé dans The Lamp of Inverse Light ? Nas répond: L'accompagnement parlé provient d'une interview de Julius Evola. C'est un individu qui a une grande importance pour nous tous, et c'est là à voir avec la voix de la main gauche, dans son sens originel et exact. Ensuite le journaliste demande: Y a-t-il un thème général dans Terra Damnata ? Si j'ai bien compris, Ego Dominus Tous tournait autour du parcours d'un initié dans le mystère spirituel. Je sais aussi que la poésie joue un rôle essentiel dans Ego. Quelles œuvres écrites ont contribué à façonner Terra Damnata ? Office répond: Il y a bien un thème global lié au titre de l'album, oui, même si certains morceaux y sont plus étroitement connectés que d'autres. Je ne pense pas qu'il y ait cette fois des références poétiques spécifiques, même si nous avons cité Cicéron dans les paroles. En ce qui concerne d'autres écrits, nous avons trouvé de l'inspiration dans les œuvres de Julius Evola, Andrew Shumbley et MacGregor Matters, pour n'en nommer que quelques-uns. L'expression Terra Damnata est elle-même une référence supplémentaire à la nigredo alchimique, tout en portant d'autres connotations liées à l'état actuel de l'humanité et du monde. Alors, personnellement, je ne savais pas ce que c'était la nigredo alchimique, alors j'ai été regarder, et Wikipédia nous dit que c'est l'étape initiale dans le chemin de création de la pierre philosophale, celle de la putréfaction et de la décomposition. Voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, franchement rien de spécial ici sur Nightbringer, mis à part des références un peu suspectes, mais c'est tout. Bestia Arcana. C'est un groupe formé en 2008. Alors, c'est le projet que je préfère personnellement de cette personne. Je le trouve beaucoup plus sombre, beaucoup plus cauchemardesque en fait. Et ça m'avait marqué à l'époque parce qu'en fait, au début de l'album, sur un morceau, il y a carrément le son qui descend et qui remonte. Et ça, c'est très étrange et c'est bizarrement facile à faire, mais je l'ai jamais vraiment entendu quelque part. Et ça marche super bien. Tout Enabayon Ektes Abyssu, sorti en 2011. C'est un disque extrême, chaotique, ésotérique, totalement inclassable. L'atmosphère y est suffocante, rituelle, presque alchimique. Les riffs sont dissonants, les rythmes sont instables, les voix sont possédées. C'est une œuvre complètement radicale. Franchement, allez l'écouter genre au casque, dans la nuit, dans votre lit, et vous allez faire des cauchemars, c'est sûr. Et enfin, Aclis. qui était un groupe formé en 2009. Alors là, il y a une petite anecdote assez marrante, enfin si on peut dire marrant, en tout cas sur un album, je vous la raconterai après. Je vous donne déjà 2 albums. The Dreaming 1, sorti en 2015. C'est le disque qui a fait exploser Aclis sur la scène internationale. C'est un black metal cauchemardesque, nocturne, inspiré par la paralysie du sommeil. Et je reparlerai de ça tout à l'heure. C'est un mélange unique de black metal, de dark ambiant, de vision onirique. Et je mets aussi Melinoé, sorti en 2020. Il est plus précis, plus structuré, plus violent et plus dense. On a quelque chose plutôt sur les entités féminines nocturnes, les rêves lucides, la mythologie grecque, enfin c'est un petit peu autre chose quoi. Alors, je voulais vous parler d'une interview que j'ai trouvée sur bardomethodology.com, décidément, il fait plein d'interviews, c'est vachement pratique, où il nous parle en fait d'un épisode qu'il a connu quand il était petit, ou du moins adolescent, d'un genre de possession. Je vais vous lire un petit peu son récit. Je m'étais endormie, donc mon père a dû me porter jusqu'au lit. Je me souviens très distinctement de ce bref moment où j'étais allongée sur le côté, regardant à travers la porte ouverte vers le salon du rez-de-chaussée.
rez-de-chaussée. Mes parents avaient une affiche olympique encadrée, ce qui, en soi, n'a rien de remarquable. Mais ce qui compte, c'est la façon dont je m'y suis accrochée du regard, accompagnée d'une angoisse écrasante. La seconde d'après, tout a dégénéré. Apparemment, j'étais montée à l'étage sans pantalon, seulement en t-shirt, et ma mère a remarqué que j'avais du mal à respirer. Je ne suis pas sûre de la pertinence de sa réaction, mais son premier réflexe a été de m'emmener dans la salle de bain et de faire couler un bain de vapeur chaude, pensant que cela m'aiderait. Bref, je ne me souviens rien de tout ça. Soudain, je me suis retrouvée assise sur les genoux de mon père, tandis qu'il criait sur ma mère qui était au téléphone avec les secours. Il pensait que je faisais une crise, et peut-être que c'était le cas, qui sait. Pour être honnête, je n'ai gardé que des fragments de ces souvenirs. Mes parents n'aiment pas vraiment parler de ces choses-là. J'en ai parlé quelques fois, mais ils préfèrent éviter le sujet. Le dernier souvenir que j'ai, c'est de me réveiller à l'arrière de la voiture pendant que mes parents parlaient à voix basse. J'ai entendu mon père dire « C'était comme un truc tout droit sorti de l'exorciste ». Cette remarque m'est toujours restée en tête. Mon père n'est pas particulièrement religieux, mais cet événement l'avait clairement bouleversé. Je devrais ajouter que j'ai vu l'exorciste la même année où tout cela est arrivé, et contrairement à la plupart des films d'horreur, je l'ai trouvé particulièrement terrifiant. Il résonnait en moi à un niveau plus profond. Enfin, c'est un petit passage là qui explique la composition de l'album The Dreaming One en fait. On fait la petite pause sympa. Tantifaxat. Tantifaxat est un groupe canadien formé en on ne sait pas par on ne sait pas. C'est un groupe très discret, et là je vais vous mettre un album, Hive Mind Narcosis, sorti en 2023. C'est un album tendu, nerveux, qui avance comme une pression constante, les guitares tracent des lignes froides et tordues, la batterie frappe sans relâche, l'ensemble crée une sensation d'étouffement, un black metal dissonant qui ne cherche pas l'effet mais l'impact. Un disque dur, précis et sans décor inutile. J'ai trouvé une petite interview sur balkanrock.com, je vous fais un rapide résumé parce que ça sert pas forcément à grand chose de la lire. En gros, selon pour eux, l'anonymat c'est un outil et pas une posture. Ça recentre l'attention sur l'art. Ils ne se trouvent pas assez intéressants comme individus pour que leur identité importe. Et regardez les derniers mots de la fin, et ça, dans le black metal, eh bien mine de rien, c'est rare. Kralis. Kralis est un groupe américain formé en 2007. Alors eux, ils sont accusés d'être des hipsters, en gros, on est un peu sur la même ligne et polémique que Liturgie, donc je vous refais pas la même chose, parce qu'on va voir exactement pareil, peut-être un petit peu moins pire quand même. Je vous mets deux albums de Tima sortis en 2011. C'est un album dense, tendu, qui avance par blocs massifs et lignes mélodiques étirées. Les morceaux s'empilent comme des structures mouvantes, toujours en expansion, sans jamais retomber. Le son est clair, mais saturé d'informations typiques de Kralis. Un flou continu, exigeant, qui ne laisse aucun espace mort. C'est un disque charnière où le groupe pousse son accroche jusqu'à un niveau de précision impressionnant. Et oui, Kralis, c'est ça, c'est vraiment... En fait, c'est assez technique quand même. Your Space Matter, sorti en 2012, alors là c'est mon préféré. Plus froid, plus abstrait, presque monolithique. Les titres sont très longs, la production est plus sèche et met en avant les guitares en spirale et la batterie qui martèle sans relâche. Il est moins immédiat que Yotima, mais il est encore plus immersif. Je trouve franchement cet album incroyable, je le réécoute régulièrement et trop bien. Nuit Noire. Nuit Noire est un one-man band formé en 1997 par Ténébras. Alors là, on a quelque chose d'un peu spécial, on a une espèce de black metal un peu punk, enfin niveau musical en tout cas, et c'est quelqu'un qui est très inspiré par la féerie, la forêt, ce genre de choses. J'adore son univers, franchement je trouve que c'est hyper original pour le coup. Et j'ai trouvé une petite interview intéressante sur le sujet. Je pense que les fans d'Alceste vont crier. Mais avant ça, les albums Infantile Espièglerie sorti en 2006, c'est un disque vif, bricolé, qui avance avec une énergie presque enfantine. Les morceaux filent droit, portés par des mélodies lumineuses et des rythmes rapides. C'est brut, spontané et sans calcul. C'est un petit monde nocturne qui s'ouvre d'un coup sans prévenir. The Gigantic Hideout, sorti en 2011. Plus ample, plus posé, mais toujours traversé par cette même étincelle. Les compositions prennent plus d'espace, les mélodies sont plus marquées et l'ambiance gagne en profondeur sans perdre le côté caverne secrète propre au projet. Un album qui garde la fraîcheur des débuts tout en montrant une vraie montée en maîtrise. Et je trouve cet album très très bien. Nuit Noire, soit on aime, soit on déteste. En fait. Il y a des gens qui adorent, j'en fais partie, et d'autres qui vraiment ne peuvent pas voir ce groupe. Jugé trop naïf, trop dans l'espace, trop ailleurs, à côté de la plaque si vous voulez. Et en plus avec un son qui est vraiment saturé, très punk à l'ancienne dans l'idée, avec une voix qui chante pas forcément juste non plus, pas très accessible en fait finalement. Et par contre, franchement, Ténébras, il a un style à lui, pour le coup, vraiment, on le reconnaît quoi. J'ai trouvé donc une interview sur webzine lescriptsdurock.com qui raconte plusieurs choses intéressantes au sujet de Nuit Noire et notamment le
fait que Alceste s'est inspiré de Nuit Noire pour créer le groupe en fait. Ça fait quoi quand on est un activiste de l'underground depuis 20 ans de savoir qu'on a influencé un des plus gros groupes français contemporains, Alceste? On m'a dit qu'il y avait une interview d'Alceste dans New Noise et que Nuit Noire était citée. Malheureusement, j'ai pas eu encore la chance de la lire, mais je connais Neige depuis le début des années 2000. Etc., etc. Et ça fait toujours plaisir de dire ça et de savoir ça. Et il va nous dire aussi pourquoi il est fasciné par les fées. J'ai grandi à la campagne, il y avait beaucoup d'arbres autour de ma maison et j'adorais grimper à ces arbres. Ils faisaient un peu partie de ma famille. J'ai toujours aimé le coin de nature et j'adorais les soirées d'été car je pouvais être dehors la nuit. La première fois que ma mère m'a emmené au cinéma, ça devait être pour Taram et le chaudron magique. Cela aura été ma première confrontation aux ténèbres et je me souviens encore ô combien j'avais été à la fois terrifiée et fascinée par le sorcier maléfique. Puis il y a eu Brisby et le secret de Nîmes, l'histoire sans fin, Conan le barbare. J'avais été immédiatement attirée par ces films, leur aura fantastique, sombre et mystérieuse. Puis vint les livres dont vous êtes le héros, ce qui m'a amené plus tard aux jeux de rôle, ceux prenant place dans les univers fantastiques, étant de loin mes préférés et le jeu de cartes Magic the Gathering. Enfin bon, vous avez compris, il aime les RP, il aime les univers fantastiques, et merveilleux même, je dirais. C'est vraiment un ovni, pour le coup. Et vous pouvez aller lire l'interview parce qu'elle est franchement intéressante. Murmure. Murmure est un groupe français formé en 2006 par Félix Naos et en fait on n'en sait pas vraiment plus. Il n'a sorti qu'un album en 2010 du nom de Murmure et cet album est ô combien incroyable. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas continué, c'est vraiment trop triste. C'est un album unique construit comme un bloc de fièvre et de trance. Les guitares tournent en boucle. Il y a vraiment un style unique sur le traitement, je trouve, de la guitare. C'est un disque court, intense, sans pause, qui fonctionne comme une montée continue vers un point de rupture. C'est un ovni du black metal expérimental et c'est impossible à confondre avec quelque chose d'autre. C'est vraiment unique. Pour le coup, allez écouter et vous serez dégoûté de savoir qu'il n'y a pas de suite, quoi. Spectre. Spectre est un groupe parisien formé en 2000. Alors ça a souvent été associé à Buthouse Nord, mais visiblement ça ne l'est pas en fait. On a très peu d'informations sur ces personnes, et pour le coup les albums sont vraiment très étranges. Je n'en mets qu'un ici, mais sachez qu'il y en a d'autres. Je mets Near Death Experience sorti en 2006. C'est un album qui fonctionne comme une plongée en chute libre. Les guitares tracent des lignes froides et répétitives, la rythmique avance une pulsation sèche, et les nappes électroniques ouvrent des brèches étranges dans le décor. C'est un disque qui alterne black metal mécanique et passage ambiant qui ressemble à des signaux brouillés. L'ensemble crée une sensation de dérive, un voyage vraiment bizarre. Alors là c'est pareil, c'est comme Bestia Arcana, si vous voulez vous faire flipper dans le noir, allez-y, mettez le casque et écoutez ça quoi. Bestial Warlust, et oui parce qu'il faut quand même mettre du bestial, c'est un groupe australien formé en 1993. Comme d'habitude, on a des thèmes autour du satanisme, du blasphème, etc. etc. Je ne mets qu'un album, Vengeance War Till Death, sorti en 1994. C'est un album qui fonce sans réfléchir, sans pause, sans nuance. Le son est sale, saturé, volontairement primitif, c'est le chaos. C'est un pilier du bestial, direct et sans détour. Ce disque est incroyable. Et c'est la fin de la pause sympa, bien que les prochains groupes qu'on va voir n'ont pas forcément vraiment de problème non plus, mais disons qu'on va plus les développer. Catharsis. On ne sait pas grand-chose au sujet de Catharsis, puisqu'ils ont tendance à refuser les interviews. C'est un groupe allemand formé en 1994. J'ai pas mal de choses à raconter, notamment sur les membres du groupe, en fait, ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Mais avant ça, 2 albums. Crucifixion, sorti en 2003. C'est un black metal sec, ascétique, sans la moindre concession. Les riffs sont des lames de rasoir, la batterie martèle comme une punition. C'est un disque qui définit l'extrémisme sonore du groupe. World Without End, sorti en 2006. Il est plus long, plus dense, mais toujours aussi implacable. Catharsis pousse ici son nihilisme à un niveau quasi liturgique. Les compositions deviennent labyrinthiques, l'atmosphère évoque une apocalypse lente et méthodique. C'est un album total, écrasant, qui impose Catharsis comme un pilier du black metal le plus intransigeant, une œuvre de destruction métaphysique. Alors, on apprend pas mal de choses au final sur les membres du groupe et c'est assez intéressant de s'y attarder un petit peu. Il y a Scorn à la basse-guitare et il y a le frère de Scorn, MK, à la batterie, qui a rejoint le groupe en 1999. Et nous avons Drag, qui semble être là depuis le début. Alors lui, c'est marrant, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Métallo. Il est sociologue et directeur scientifique de l'Institut pour la démocratie et la société civile. Ses domaines de recherche incluent l'extrémisme de droite, l'ethnocentrisme et l'hostilité envers les groupes. Voilà, c'est pas n'importe qui en réalité. J'ai fait des recherches et malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose à part sur le Wikipédia allemand. Je ne vais pas lire mot à mot, je vous fais un rapide résumé de ce qu'est Catharsis en fait. On a tendance à croire que c'est des navets, mais moi j'y crois pas du tout. Parce que Catharsis défend un satanisme théisté.
activiste et rejette totalement le paganisme, la politique profane et les idéologies nationalistes présentes dans une partie de la scène. D'ailleurs, Drake critique violemment tout radicalisme politique dans le métal qu'il considère comme incompatible avec l'esprit du Black Death. Pour marquer cette rupture, le groupe détourne les 14 words d'extrême droite en slogan nihiliste appelant à la destruction totale de l'humanité. Force Reich doit être compris dans un sens théologique et non politique. Et Catharsis adopte une attitude anti-commerciale. Il n'y a pas vraiment d'interview, aucune depuis 2002, il y a un refus de merchandising assez excessif, et pas de concert. Mais leurs albums sont considérés comme cultes. Et les membres du groupe sont fans de Sadistic Execution. Ils disent que c'est vraiment quelque chose qui les a influencés en gros quoi. J'ai toujours entendu dire que Catharsis c'était des navets, mais non, vous le savez maintenant. Mais ils sont ici parce que, comme dit, c'est un groupe culte, et deuxièmement, c'est assez violent musicalement. Moi je trouve que c'est pas forcément très accessible en réalité. Funeral Mist. Funeral Mist est un groupe suédois formé en 1993 par Ariok. Ariok qui est en fait Mortus de Marduk. Donc forcément, il y a des polémiques autour des navets. Mais je vais passer sur le sujet parce que franchement, c'est anecdotique. Et en plus, on a déjà traité Marduk dans la deuxième vidéo. Donc, Funeral Mist, on a des thèmes autour de la religion, du satanisme, du blasphème, enfin bref, le gros classique quoi. Mais par contre, c'est un groupe que je trouve vraiment excellent, beaucoup plus que Marduk me concernant. Il y a 4 albums, et en fait je suis presque tentée de tous les mettre, mais je vais en mettre que 2. Maranatha, sorti en 2009, c'est l'album où Funeral Mist pousse son esthétique de violence spirituelle à un niveau quasi doctrinal. C'est un disque qui ne cherche pas à être extrême au sens musical habituel, il veut être révélateur, accusateur, liturgique dans sa haine. L'atmosphère est oppressante mais pas chaotique, tout est pensé, structuré, presque architectural. C'est probablement l'œuvre la plus doctrinale, la plus idéologique de Funeral Mist sans jamais tomber dans la politique. Tout est spirituel, métaphysique et vertical. Deiform, sorti en 2021, c'est l'album de la maturité absolue. C'est moins hystérique que Salvation, moins doctrinal que Maranatha, mais infiniment plus solennel, majestueux et liturgique. C'est un disque qui respire la maîtrise totale, où chaque élément semble peser, réfléchi, intégré dans une vision globale. Funeral Mist adopte une approche plus mélodique, mais jamais accessible. Les riffs sont plus lisibles, parfois plus majestueux, mais toujours porteurs d'une tension spirituelle. On sent une volonté de créer une grande œuvre sacrée. Et évidemment, les interviews sont rares, mais j'ai trouvé encore une interview sur bardométhodologie.com. On n'y apprend pas grand chose à part le fait que Mortus, ou Ariok comme vous voulez, n'en donne pas forcément parce que ça lui demande trop d'énergie. Et il dit aussi que Funeral Mist n'est pas un groupe qui vise à l'antichristianisme, mais plutôt un instrument d'infiltration visant à manipuler et détourner les symboles religieux. Et pour ça, il s'oppose un peu à Marduk, plus centré sur la violence en fait. Bref, allez écouter Funeral Mist. Dødsgard. Dødsgard est un groupe norvégien formé en 1994 et tout se passe autour de Vicotnik. On est sur de l'avant-garde black metal ici, enfin pas au début, mais après surtout. Dødsgard essaye de faire bouger le black metal à sa façon et on en parlera ensuite. Je vous mets 3 albums pour vous montrer un peu l'évolution du groupe. Ronet Tilkung, sorti en 1995, c'est le premier album. Il est encore ancré dans le black metal norvégien traditionnel, mais déjà traversé par une espèce de tension un peu bizarre. On sent l'héritage de Darkthrone en fait, mais il y a une espèce d'instabilité qui annonce une mutation future. Aldran impose un chant venimeux, théâtral, qui donne au disque une personnalité unique dans la vague norvégienne. C'est la genèse. Dødsgard n'est pas encore avant-gardiste à proprement parler, mais déjà différent et prêt à exploser. 666 International, sorti en 1999. Là, c'est la rupture totale. Dødsgard dynamite le black metal et invente un hybride indus avant-garde sans équivalent. Boîte à rythme, samples, voix multiples, dissonances, structure éclatée, tout est pensé pour désorienter. C'est un disque fondateur, haï à sa sortie et vénéré aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les interviews, Vicotnik ne manque pas de le rappeler. En fait, il explique que c'est un album qui a été vraiment défoncé à sa sortie par les fans, mais pas forcément par la presse, et que finalement, il a été réhabilité bien plus tard. Black Medium Current, sorti en 2023.
cet album est absolument incroyable. Là, c'est toujours plus complexe, mais plus fluide, plus émotionnel. Les compositions sont longues, sinueuses, mêlant black metal, rock progressif et touche électronique. Il est plus réfléchi et presque plus humain. Et là, moi, je dirais quand même qu'on s'éloigne peut-être un peu du black, mais ça en reste quand même dans le fond. Il y a quand même des morceaux qui sont très black metal, hein, attention. J'ai trouvé plusieurs interviews plutôt sympas à lire, et notamment sur le rapport au black metal, sur le public, sur Radio Metal. Le journaliste dit: Quel est ton rapport au black metal maintenant comparé à l'époque où tu as commencé, quand tu étais ado, en plein dans son épicentre? Il répond: J'ai l'impression que d'une certaine façon, je suis le black metal puisque j'y ai consacré la majeure partie de ma vie. J'ai commencé à en faire en 91. Peu importe ce que j'en pense, c'est comme ça. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis, la personne que je suis. Même si demain je me mettais à détester ça, je ne pourrais pas y échapper. C'est inéluctable, c'est une partie de moi trop importante, même pour les autres. C'est comme ça qu'ils me définissent, c'est pour ça que tu m'as appelé pour que nous faisions cette interview. Donc en fait, même s'il essaye de se dégager de cette histoire de black metal et de le transformer à sa manière, eh bien, il y est toujours ramené quelque part. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi, si vous êtes des auditeurs ou des musiciens, c'est vrai que quand on a plongé dedans, on peut pas s'en débarrasser vraiment, quoi. Et sur une autre interview que j'ai trouvée sur artforce.com, il nous parle de la sortie de 666 International et de l'évolution du black metal. Le journaliste dit: Est-ce que tu vois une différence entre ton public aujourd'hui et celui de vos débuts, quand The Damsguard était un groupe de pur black metal? Il répond: Oui, je pense qu'on a vraiment changé de public, et que peu de fans des débuts sont restés. Mais je pense que cela dépend de ton degré de compréhension de notre musique et de notre concept, de ton ouverture d'esprit. Quand on a sorti 666 International en 99, il a été complètement détruit. Pas par les médias, mais par nos fans. Ou alors c'est nous qui avons détruit nos fans, peut-être avec cet album. Ils l'ont détesté en tout cas. Mais certains sont revenus 15 ans après pour nous dire que finalement ils avaient réécouté l'album et qu'ils l'aimaient et que finalement nous avions raison. C'est intéressant je trouve, car le black metal, qui est censé être libre des courants musicaux, libre des maisons de disques, était devenu très normé, traditionnaliste et du coup très stagnant. Et c'est bien de challenger tout ça un peu à un moment donné. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, même pour aujourd'hui, hein, ça vaut encore, hein. Je trouve qu'en ce moment il y a une espèce de vague qui est un petit peu omniprésente et stagnante dans le black metal, et il y a seulement quelques groupes qui essayent de sortir de l'eau, disons. J'aimerais bien aussi que ça bouge. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une interview de Vicotnik qui parle de Vedbuens N2. C'est d'ailleurs très bien au passage, c'est de l'avant-garde, je vous conseille d'aller écouter. Dans l'interview, le journaliste part du principe qu'il n'y a pas beaucoup de gens de gauche dans la scène norvégienne de l'époque, et Vicotnik dit que Euronymous était communiste, et que de toute façon ils étaient super jeunes, et qu'ils lisaient pas beaucoup de livres, et qu'en fait la politique était juste un espèce de fond dont ils se fichaient pas mal au final. Et c'est marrant parce que j'imagine bien Euronymous avec un t-shirt Che Guevara comme au collège en fait, comme nous on a connu. Ça me fait rire de penser à ça. Bon, The Damsguard est un groupe très important. Il est là parce qu'il n'est pas spécialement accessible au premier abord. Et ça me fait un énorme pont pour la grosse section qui va suivre, dont il aurait pu faire clairement partie. Le Black Indus. Et oui, on va faire un petit bloc sur le Black Indus. J'aurais pu y inclure The Damsguard et Spectre dont on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai décidé de les mettre ailleurs parce que pour moi ils sont plus avant-gardistes qu'industriels. Je ne pourrais pas citer tous les groupes, évidemment. Donc, vous êtes prévenus. Le Black Indus, c'est quoi? On va commencer par là. C'est un sous-genre du black metal. On est dans la niche, en gros. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. Ça ne fait pas forcément l'unanimité, et il n'y a pas forcément énormément de groupes en réalité. On a des codes fondamentaux, par exemple la déshumanisation. Ça se met en musique par des voix filtrées, pitchées, distordues. La batterie est souvent remplacée ou doublée par des boîtes à rythme. Les guitares sont traînées comme des machines. Il y a une absence volontaire de chaleur ou d'émotion humaine. Il y a une esthétique parfois dystopique, donc transhumanisme, post-humanité, totalitarisme, apocalypse. On a aussi une répétition très mécanique, martelée, robotique et hypnotique, parfois assez proche de l'EBM. Et on a aussi parfois une thématique sur la drogue pour certains groupes, comme un instrument d'inspiration, en tout cas on en parlera pour certains groupes. On peut dire aussi que le black metal industriel est une réponse moderne à un monde technologique où la noirceur n'est plus dans la forêt, mais dans le futur ou même l'actualité avec l'IA par exemple. Aborim. Aborim est un groupe italien formé en 1992. La tête pensante du groupe est Faban, qui s'occupe des vocaux, des claviers, de la basse, de la programmation. Au fil du temps, ils se sont éloignés du black metal, mais à la base, on était vraiment dans du black indus. Je vous mets 2 albums. Caligula Bizarre, sorti en 1999,
C'est un album hybride où le black metal traditionnel se fait contaminer par des éléments électroniques encore un peu timides. Les riffs restent abrasifs mais déjà parasités par des textures synthétiques et des atmosphères cybernétiques. L'ensemble sonne expérimental, chaotique, mais avec une vraie vision. On y sent la volonté de profaner les codes plutôt que de les suivre. C'est le premier manifeste d'un black indus encore embryonnaire mais déjà singulier. With No Human Intervention, sorti en 2003. Ici, Aborim atteint sa forme la plus froide, mécanique et déshumanisée. Les programmations dominent totalement, transformant le black metal en architecture industrielle. Les voix, les samples et les synthés créent un univers de guerre technologique. C'est dense, clinique, parfois étouffant mais visionnaire. C'est un sommet du black indus extrême et sans compromis. J'ai trouvé une interview sur avenoctum.com qui date de 2017 d'Aborim. Je vous fais un rapide résumé sur les débuts musicaux de Faban et sur sa formation musicale parce que c'est assez intéressant de la découvrir. Il commence par écouter de la pop, du blues et des groupes comme Tears for Fears ou Duran Duran, vraiment rien à voir. Son premier album acheté est Somewhere in Time de Iron Maiden, donc pareil, pas forcément de rapport. Et il découvre ensuite l'industriel, l'ambient, la noise, et c'est là que Aborim va naître en fait. Ses parents lui offrent un clavier à 5 ans, donc en fait ça l'aide aussi à développer quelque chose pour la musique, et il l'inscrive ensuite dans une école de piano où il apprend le solfège, et notamment la musique classique. Rien de spécial ici, j'ai regardé un peu les interviews, il n'y a pas grand chose à apprendre sur Aborim en particulier, mais notons quand même la présence de Faust à la batterie de 2005 à 2014. Et Faust c'est qui? Il est dans Emperor, mais ça on en parlera très bientôt bien sûr. Mysticum. Mysticum est un groupe norvégien formé en 1993. Je vous parlerai de leur rapport à la drogue juste après. In the Streams of Inferno, sorti en 1996. C'est l'album fondateur du Black Indus, totalement en avance sur son époque. Les boîtes à rythme martèlent un black metal réduit à un squelette froid et mécanique. L'ambiance est celle d'une guerre cosmique d'un chaos militarisé. Le son est cru, sec, primitif dans sa manière d'être futuriste. Un classique culte, une anomalie devenue une référence. Planète Satan, sorti en 2014. C'est une mise à jour moderne et massive de la formule originelle. Les machines sont plus écrasantes que jamais, transformant chaque morceau en bombardement orbital. L'album approfondit le côté cosmique, nihiliste, technologique du groupe. On y retrouve la même inhumanité, mais rendue plus nette et plus tranchante. C'est le retour d'un monstre en haute définition. Alors, quelle est la vision de Mysticum sur le monde en réalité et pourquoi ils ont fait ce groupe en fait? J'ai trouvé une interview sur bardométhodologie.com. Je vous fais un rapide résumé. Mysticum insiste sur le fait que les boîtes à rythme ne sont pas un effet de style. Elles incarnent la froideur, la déshumanisation, la violence mécanique et la rigueur militaire. Et ils n'ont jamais envisagé d'avoir un batteur humain parce que ça détruirait l'identité du groupe. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'on reproche beaucoup au groupe d'Indus d'utiliser des boîtes à rythme, parce que ça peut vite casser les oreilles si elles sont mal mixées en gros, mais ça fait partie du style en fait. Si vous voulez un rendu sans émotion humaine, totalement déshumanisé, complètement froid, quoi de mieux qu'une boîte à rythme en réalité? Et aussi, j'ai trouvé une interview où on leur pose justement des questions sur la drogue, parce que c'est vrai que eux, ils ont un peu cette espèce d'aura de drogués en gros quoi. Et quand on leur demande, eh bien en fait ils disent que c'est terminé, ils n'en prennent plus et que ça ne les intéresse plus. En même temps, ils sont vieux maintenant aussi, donc ça n'aide pas. Je fais le lien avec la drogue. Oui, je sais, c'est bizarre comme transition. Black Lodge. Black Lodge est un groupe français formé en 1998 par Saint-Vincent. Le nom vient de Twin Peaks. Je vous mets 2 albums. Solar Cult, sorti en 2006, c'est l'album où Black Lodge pousse la fusion black metal et électronique plus loin que quiconque à l'époque. Les rythmes technoïdes, des pulsations industrielles se mêlent à un black metal abrasif et halluciné. L'ambiance est urbaine, toxique, on y sent la volonté de créer un style nouveau, pas d'ajouter de l'électro au métal. C'est un disque pionnier et radical qui reste une référence pour le Black Indus. Et c'est vrai parce que Black Lodge a ce truc sur les batteries qui est assez unique. Machination, sorti en 2012. C'est un album paranoïaque, saturé de signaux, de blasts programmés. La violence est réelle mais toujours pensée. Les guitares se dissolvent dans le bruit, la voix devient incantation psychotique. Chaque morceau fonctionne comme un rituel technologique. C'est un voyage dans une folie machinique et oppressante. Alors, plusieurs sujets sur Black Lodge. J'ai trouvé une interview de Trashcore réalisée par Flesh of Satan. Je vous lis ce qu'il dit. Dans le livret, il est écrit que Trident est inspiré par un trip aux champignons.
Chaque compo de Black Lodge est-elle liée à une expérience forte de ce genre? Considères-tu que les expériences liées au repoussement des limites et aux portes de la perception, Référence à Huxley. sont des essences principales de Black Lodge? Saint-Vincent répond. Si je n'avais pas vécu ces expériences, je pense que je n'aurais jamais eu la rage et la folie de me lancer avec tant d'acharnement dans la composition musicale, la création d'un groupe et l'entêtement dans un genre musical quasi inconnu et anti-commercial. Le principe du groupe est une quête initiatique. Je ne compose pas après une balade en forêt ou parce que je me plains des pressions sociales. Je traduis mes visions les plus puissantes et significatives. L'expérience psychédélique est un traumatisme qui a besoin d'être transmis. C'est un carrefour entre le mystique, le prophétisme et l'extase qui amène très naturellement à l'expression artistique. Donc voilà, on est d'accord ou pas avec ça, mais après tout, pourquoi pas. C'est assez rare par contre dans le black d'avoir ce genre de réflexion. J'ai trouvé aussi une interview de 2006 sur la Horde Noire, où il nous parle du black metal industriel. Le journaliste dit « Avec des groupes comme Mysticum ou Aborim, l'usage de sons indus dans le BM est plus ou moins rentré dans les mœurs. Mais il semble que Solar Cult aille là où personne n'est jamais allé, pour réaliser une fusion quasi complète entre BM et techno. Espérez-vous devenir avec le temps les pionniers d'un nouveau style de métal, ou préférez-vous le rôle de groupe culte obscur seulement reconnu par les Happy Few ?» Il répond Il y a effectivement des groupes de notoriété dans le black metal qui ont mélangé sons indus et BM. Néanmoins, on ne peut pas vraiment dire que cela est rentré dans les mœurs. Le mélange de ces sonorités reste très marginal, et beaucoup plus underground que le black metal classique qui fait partie des plus grosses ventes de musique extrême, il ne faut pas l'oublier. Par rapport à l'évolution de notre statut, on peut juste remarquer que les chroniques se sont accordées pour dire que nous sommes allés les plus loin dans le mélange BM et de sons électroniques en restant puissants et cohérents. Et je suis d'accord avec lui, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, je trouve que ça reste une niche et pas du tout dans les mœurs en vrai. Ça reste assez marginal. J'ai trouvé sur le sujet une chronique de machination écrite par Winter sur Les Éternels. Il dit que c'est très bien, hein, mais il reproche quand même l'utilisation un peu trop excessive de blast. Et c'est ça que je vous disais parce que généralement, en fait, dans le black metal, on utilise beaucoup de blast, mais quand c'est des boîtes à rythme, d'un coup, ça devient presque insupportable. Mais c'est presque le but en réalité. Neo Inferno 262. Neo Inferno 262 est un groupe français formé en 2006. Et nous retrouvons Aka, qui est dans Decline of the Eye, dont on a parlé dans la deuxième partie. Il est accompagné par Helheim aujourd'hui, qui est au chant depuis 2020. Alors là c'est simple, il n'y a que 2 albums, donc je vais vous les mettre et vous irez les écouter si vous ne les connaissez pas. Hacking the Holy Code, sorti en 2008, c'est un black indus cybernétique qui attaque le sacré comme un virus infiltre un système. Les rythmes mécaniques et les textures électroniques créent une atmosphère de profanation technologique. Le son est froid, précis. Les structures sont labyrinthiques mais cohérentes comme un code corrompu. Pléonectic sorti en 2023. Alors celui-là, il est vraiment génial. C'est un album profondément marqué par le zeitgeist contemporain. Il y a la dystopie réelle, la surcharge informationnelle. La musique est dense, compressée, saturé comme un système débordant de données. Les influences SF du premier album laissent place à une vision plus ancrée dans le réel. Les textures électroniques dominent au point de dissoudre presque le métal. C'est un disque moderne, anxiogène et totalement actuel. Et j'ai pas mal de trucs à vous dire à ce sujet parce que je trouve encore une fois que Aka est encore à part. Sur Radio Metal, j'ai trouvé une interview plutôt intéressante. Si vous voulez aller la lire, allez-y, je vous lis juste un tout petit bout. Le journaliste dit « Tout ce qui est futuriste ou dystopique est très lié à l'époque où ça a été créé. 15 ans plus tard, les choses ont changé, le contexte n'est plus le même. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue ?» Oui, parce que je précise que vous avez vu que le premier album est sorti en 2008 et le deuxième en 2023, ce qui laisse quand même une bonne décennie, même plus que ça. Il répond « Peut-être que sur Pléonectic, je suis plus inspiré par ce qui se passe réellement, là où le premier album était plus une fantasmagorie SF vraiment littéraire. Je ne savais pas qu'au moment où j'allais sortir l'album, ce serait l'année de l'apothéose des modèles d'intelligence artificielle. Il y a vraiment un après et un avant 2022-2023. Si j'avais composé l'album en ce moment, évidemment que j'aurais fait écrire les paroles par ChatGPT et je n'aurais pas demandé à Mestastasis de faire la pochette. Non, encore aujourd'hui, c'est impossible de faire la pochette qu'on a avec une IA. Mais nous allons avec le zeitgeist. Par exemple, je poste régulièrement des images qui sont toutes générées par une IA sur Instagram de Neo Inferno et notre clip est fait avec une intelligence artificielle mais en une sorte de dialectique avec l'humain. Et ça pourrait faire crier beaucoup de gens. Mais nous sommes dans du Black Indus, je le rappelle, donc en fait c'est quand même le projet d'être proche de la technologie et d'être
complètement déshumanisé, donc franchement c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Il y a aussi une interview sur YouTube qui dure je crois 18 minutes de Neo Inferno, allez la voir si ça vous intéresse, il y parle justement de son intérêt pour la singularité vis-à-vis de l'IA, c'est assez intéressant, et il dit aussi au sujet de ça qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste engagé, et je suis aussi d'accord avec ça, parce que ce n'est pas le sujet d'être pour ou contre l'IA ici, vraiment pas. NKVD. NKVD est un one-man band formé par Loïc. Malheureusement, c'est un projet qui a splitté. Et pourtant, c'était quand même super cool. Il est maintenant dans Autocrator, un nouveau projet depuis 2014. Et là, on a des thématiques un peu différentes des groupes précédents, puisque ça se centre surtout autour des faits historiques, des personnages historiques, des dictatures, du militaire. Il y a aussi une appétence pour les samples, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens qui ajoutent des samples dans la musique, je trouve ça très très cool, ça habille super bien généralement. Je vous mets un EP et un album. Dictatura, sorti en 2007, c'est un black indus martial, écrasant, construit comme une marche totalitaire. Les samples, les voix écrasées et les rythmes martiaux créent une atmosphère de propagande sonore. La musique évoque la domination, le contrôle et l'oppression. Chaque morceau semble documenter un pan de l'histoire violente. Un disque froid, autoritaire, presque documentaire. Et enfin, Agmarja, sorti en 2014, plus brutal, plus direct et plus frontal. Le son est massif, écrasant, avec une dimension quasi guerrière renforcée. Les thèmes historiques restent présents mais gagnent en intensité émotionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'interviews au sujet de NKVD en tant que groupe, on trouve surtout des interviews autour de Autocrator. Donc j'en ai trouvé qu'une qui pourrait vous intéresser sur Aristocratia Webzine qui a été faite en 2010, donc ça date un petit peu, et je vous fais un rapide résumé. En gros, il a pas du tout d'influence venant de l'électronique à la base, ou très peu, puisqu'il nous parle de Typo Negative, de Morbid Angel, d'Immortal et de Leibar. Et voilà, rien de plus. La division mentale. La Division Mentale est un groupe dijonnais formé en 1998. C'est assez spécial, mais ça a une explication. Je vous mets un album, L'Extase des Fous, sorti en 2007. C'est un laboratoire sonore où le black metal, l'indus et l'expérimentation se mêlent à un chaos contrôlé. Les rythmes mécaniques et les nappes électroniques créent une ambiance hallucinée. La musique évoque la transe, la psychose, la perte de soi. Chaque morceau ressemble à une crise ritualisée, une extase maladive. C'est un disque unique, dérangeant, qui explore la folie comme matière première. Et moi je le rapproche un peu de Spectre dans l'idée, je sais pas, ça m'a toujours fait un petit peu la même sensation. Spectre a peut-être ce côté un peu cauchemardesque, c'est un groupe assez intéressant franchement. Et on sent l'expérimentation parce que j'ai trouvé une interview où justement il raconte qu'à la base c'était un projet annexe qui lui permettait d'expérimenter la composition ou la recherche sonore et d'apprendre sur les techniques audio. Ça se tient en réalité. Voilà, je passe vite fait sur la Division Mentale parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, même si le groupe est encore actif, mais je n'ai pas trouvé assez de matière, disons. Hyperite. Hyperite est un groupe polonais formé en 2005, et là, c'est le groupe qui a le plus de problèmes dans tout ce qu'on vient de voir, puisqu'il est lié à Infernal War. Je vous mets un album, Totalitarian Love Pulse, sorti en 2006. C'est un mélange explosif de black metal, indus et militarisme sonore. Les rythmes martiaux, les programmations agressives créent une ambiance totalitaire. La musique est brutale, rapide, saturée, presque suffocante. Les voix hurlées et les samples renforcent la dimension oppressive. C'est un album extrême, violent, qui frappe comme une arme automatique. J'ai trouvé une interview sur Queens of Steel qui date de 2011 et on retrouve les thématiques qu'on a vues précédemment. Donc ils nous parlent qu'ils font une musique black, death, grind et indus, avec une esthétique militaire et nihiliste, dans le but de faire une musique complètement inhumaine. Peste Noire. Peste Noire est un groupe français formé en 2001 par Famine et Neige à la base. Neige a quitté le groupe visiblement entre 2008 et 2009, j'imagine pour se consacrer à Alceste. On arrive au cas très compliqué de Famine, et oui, je sais que beaucoup d'entre vous sont des fans incontestés, alors attention, je vais prendre que des sources pour parler de Peste Noire et de Famine surtout. Pourquoi Peste Noire n'est pas dans la partie 6 alors qu'on flirte clairement avec le NSBM? Parce qu'on est en France et qu'il fait bien trop partie du décor du black metal français. Je ne peux pas le mentionner aussi bas. On va parler déjà des albums cultes.
La Sanie des siècles, le premier album sorti en 2006. C'est un disque qui sonne comme un mélange entre du génie et une maladresse volontaire. On y retrouve du black metal assez saturé, presque punk dans l'attitude, mais traversé déjà par les obsessions de Famine. Des riffs un peu médiévaux, noyés dans la crasse, des mélodies qui surgissent comme des éclairs, des voix hystériques et déchirées. Cet album respire une certaine jeunesse. On a aussi des textes de Baudelaire, par exemple, qui nous rappellent à toutes et à toutes notre adolescence. Bien qu'il avait quand même 24 ans, si j'ai bien calculé. Donc il n'était pas adolescent, lui. C'est sûrement l'album que j'écoute encore aujourd'hui avec du plaisir. Ballade, sorti en 2009. Contrairement à la Sanie, là on est plutôt sur un black metal qui devient un peu plus médiéval et plus folklorique. Il y a des guitares sèches, des rythmes qui évoquent une danse un peu paysanne avant la bataille. C'est un album conceptuel qui puise dans l'histoire et dans la langue d'Oïl et les mythes français. Mais c'est aussi un album, je trouve, qui marche quand même super bien quand on le réécoute aujourd'hui, et ça fait pour moi le son de Peste Noire et ce qu'est Peste Noire, plus que la Sanie en réalité. L'Ordure à l'état pur, sorti en 2011, je pense que c'est l'album qui a fait step up clairement le groupe. Tout le monde parlait de Peste Noire, c'était devenu presque une obsession. Il y avait ceux qui détestaient l'album parce que il n'était pas du tout pareil que les précédents, j'en faisais partie plutôt, et il y avait ceux qui arrivaient et qui découvraient Peste Noire avec cet album-là. D'aucuns diront que c'est un chef-d'œuvre dégénéré, grotesque et génial. Il raconte une France crade, urbaine, alcoolisée, violente, presque caricaturale. C'est une sorte d'opéra de la décadence. Bon, on va trancher dès maintenant la question du NSBM. Est-ce que Peste Noire est du NSBM? Alors, c'est bien trop compliqué à répondre. D'un côté, non, parce que je pense quand même que ce n'est pas vraiment le sujet à la base. Il n'y a pas vraiment d'insistance là-dessus, mais ça flirte quand même avec. Il y a quand même une espèce de fond comme ça... idéologique. Quant à Famine, on a dit énormément de choses à son sujet. On a dit qu'il était royaliste, on a dit qu'il était navet, on a dit beaucoup trop de choses. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est plutôt du côté du fascisme. Faites-vous votre idée, je vais rapporter ce que lui, il dit, mais je donnerai pas de réponse claire. J'ai trouvé une très vieille interview en PDF, figurez-vous, sur Guts of Darkness, qui date de 2007. Alors, on est vraiment sur le tout début de Peste Noire. D'ailleurs, il nous dit qu'il a été en hôpital psychiatrique, etc., et qu'il est plutôt misanthrope, cloîtré chez lui. On lui demande au sujet des navets. À ce sujet, Peste Noire était par le passé perçue comme NS, principalement avec les démos Ariane Suprématie et Macabre Transcendance. Souhaites-tu clarifier le sujet? Es-tu anti-NS ou des doctrines NS sont-elles plausibles à tes yeux? Famine répond. Nationaliste, je le suis. Socialiste, non. J'ai deux nations. La France d'Oil et l'enfer. Le BM est un double nationalisme, temporel et spirituel, horizontal et vertical. Il est nationaliste, mais il n'est pas socialiste, donc pour lui, il n'est pas NS, il est autre chose. C'est une très vieille interview, mais j'ai regardé ses vidéos très longues sur YouTube où il parle face cam et il explique ce qu'il pense de tout ça, et il se rapproche clairement du fascisme. Vous irez voir sur YouTube, vous tapez Laménière Lequin et vous trouverez par vous-même ce qu'il raconte si ça vous intéresse. Et il s'est passé un fait important en 2018, puisque Famine a pris une personne pour un antifa et l'a tabassé, et il en a profité pour partir en Ukraine quelques jours après. Mais évidemment, il sera retrouvé. Il y a eu un procès, et je vous lis un petit bout d'article, même si cet article est assez racoleur dans sa façon de raconter les choses. On va dire qu'il dit à peu près les faits qui se sont déroulés, donc si vous voulez lire, allez-y. Moi, je vous lis juste la sentence. La Cour a ainsi délibéré et condamné Ludovic Faure à 6 mois de prison avec sursis. La demande de la partie civile a été recevable. Un expert médical sera donc en charge du dossier et le procès civil se tiendra donc le 7 décembre 2021 afin de statuer sur les dommages et intérêts. En attendant, le coupable doit verser avant le 30 juin 3 000 € en titre de provision. Et on apprend qu'il fait partie du Bastion Social, parce que l'agression s'est passée dans un bar à côté du local du Bastion Social. Et j'ai été regarder ce que c'est le Bastion Social, bien sûr, et je vous lis le petit bout du wiki. Le Bastion Social est un mouvement néofasciste français créé en 2017 par d'anciens membres du groupe d'Union Défense à Lyon, où se concentrent ses actions. Il s'inspire du mouvement italien Casa Pound, avec lequel il entretient des liens. Il a en outre reçu le soutien de certains cadres du Front National. Défendant l'idée de la préférence nationale, le mouvement utiliserait l'aide humanitaire comme vecteur de propagande. Plusieurs de ses dirigeants ont été condamnés pour violence. Donc voilà, pour finir, Famine est là parce que c'est un classique du black metal français, et il méritait sa place dans l'iceberg à la partie 5.
Parce qu'il a eu une affaire judiciaire, tout simplement. Et toujours est-il que Peste Noire a influencé beaucoup de groupes comme Baise Ma Hache, Morte France et compagnie. Il a un style très reconnaissable et notons une certaine originalité. Nous, on va partir comme famine en Ukraine avec... Nocturnal Mortum. Nocturnal Mortum est un groupe formé en 1994. Bon, alors clairement, là, c'était vraiment du NSBM à la base. Et ensuite, on a des navets qui se sont repentis. Je ne suis absolument pas objective ici, je suis très fan de Nocturnal Mortum. Cependant, je vais vous mettre que 2 albums pour illustrer la première période et, on va dire, la période où ils ont décidé qu'ils ne seraient plus vraiment des navets. To the Gates of Blasphemous Fire, sorti en 1998. Alors oui, j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai pris celui-là. On y retrouve des claviers massifs, des riffs rapides et tranchant, une ambiance de guerre sacrée, un souffle épique qui ne retombe jamais. C'est un disque qui respire la grandeur païenne, mais avec une brutalité frontale. On sent un groupe qui veut imposer son nom, qui veut frapper fort, qui veut montrer qu'il peut rivaliser avec les géants norvégiens tout en gardant une identité slave très marquée. C'est un classique du Black Sympho de l'Est. Et je mets The Voice of Steel, qui est sorti en 2009. C'est un album monumental, cinématographique et émotionnellement puissant. On y retrouve des orchestrations slaves, des mélodies folk, un black metal plus maîtrisé, plus noble et plus spirituel. C'est un disque qui parle de renaissance, de fierté culturelle, de quête intérieure. Il est un peu plus lumineux, et c'est un album qui a marqué toute la scène pagan folk metal. C'est un peu Nocturnal Mortum qui a écouté Pink Floyd. Sur Metallum, il nous est dit qu'en 2014, le groupe a publié un communiqué pour prendre ses distances avec ses anciennes positions racistes et d'extrême droite. Cependant, depuis, ils ont continué à jouer dans des concerts aux côtés de groupe NSBM. J'ai trouvé certaines interviews qui parlent de ça en gros. Ils trouvent ça désolant qu'on leur reproche encore aujourd'hui leur passé de navets et qu'on continue à les interdire. Ils critiquent aussi le fait qu'il n'y ait pas assez de liberté d'expression en Europe. J'ai trouvé une interview sur noise.com. Le journaliste dit: Avez-vous des regrets concernant le fait que, à cause de vos premiers travaux, Nocturnal Mortum soit banni de nombreux festivals européens ? Vargot répond: Il est inutile de regretter le passé. Ce qui est fait reste avec nous. Nous n'avons honte d'aucune de nos actions passées. Et si quelqu'un a un problème avec Nocturnal Mortum, c'est le reflet des troubles de notre époque, quand l'obscurantisme, le totalitarisme et la simple stupidité humaine se cachent sous le masque du progrès. L'ordre domestique, la charia, tout cela est présenté comme une diversité culturelle. En réalité, l'Europe renonce à ce qui l'a rendue grande, la liberté d'expression, la science et l'humanisme. Donc, pour conclure, Nocturnal Mortum est un groupe culte de la scène de l'Est, avec un passé clairement NSBM, à vous de voir. Blasphemy. Blasphemy est un groupe canadien formé en 1987. Et oui, c'est très vieux aussi. Alors eux, ils sont là parce que y a eu des soucis. Mais avant, les albums cultes. C'est facile parce que de toute façon, il n'y en a que 2. Fallen Angel of Doom, sorti en 1990. C'est sûrement l'album le plus connu. C'est une déflagration, un acte de guerre sonore. Finalement, on a presque ici l'invention du bestial ou war metal comme vous voulez. Les riffs sont ultra saturés, la batterie est chaotique, les voix sont démoniaques, la production est volontairement crasseuse. C'est un disque fondateur. Gods of War, sorti en 1993. Il est un peu plus lourd, un peu plus compact, mais toujours aussi barbare. L'ambiance est quasi apocalyptique. Le disque est plus structuré, mais tout aussi violent. Ah bon, allez écouter Blasphemy, c'est vraiment un groupe culte pour le coup du bestial. Alors pourquoi ils sont ici ? Parce que, en fait, Blasphemy, il y a des problèmes de violence, de bagarre et de prison. C'est Metallum qui nous le dit. Je vous lis le petit passage. Dès leur début, les membres du groupe se sont forgés une réputation de violence et d'activité criminelle. La plupart ont connu des séjours en prison ou des problèmes avec la justice. Cette violence s'est également retrouvée dans leurs concerts, souvent marqués par des bagarres et des effusions de sang, aussi bien sur scène que dans le public. On apprend dans un autre article sur bitrautib.wordpress.com des petits détails. Un membre a été arrêté pour avoir fait passer de la contrebande et des stupéfiants dans un avion pour Amsterdam. Il y a eu l'agression d'un policier, du trafic de drogue, des séjours en prison... Mais on n'a pas vraiment les détails. J'ai été googler un petit peu les membres du groupe, mais je n'ai rien trouvé. Donc je n'ai pas trouvé d'article parlant de cette affaire, ou de ces affaires en tout cas. Et il résume parfaitement ce qu'est le bestial. Quand le journaliste lui demande ce que signifie le war metal pour lui, il répond: Je sais que ce terme circule et ça ne me dérange pas parce que ça nous sépare. Tu pourrais dire black metal et dire oh, il parle de Dimmu Borgir ou de Mayhem, ça c'est du black metal aussi. Mais si tu dis war metal, au moins tu sais que ça va être quelque chose de bestial, de sauvage et d'impitoyable. Et ça c'est vrai. Donc voilà, pas plus de détails que ça pour Blasphemy, en tout cas quand même des délits. Destroyer 666.
Destroyer 666 est un groupe australien formé en 1994. Alors ici on a une figure problématique, c'est Warslut. Mais avant de vous parler de lui, je vais vous mettre 2 albums cultes. Unchained the Wolf, sorti en 1997. Là on est dans du black trash sans compromis. L'atmosphère est poussiéreuse, les voix sont rauques, animales, pleines de rage. C'est un disque primitif mais inspiré où chaque morceau semble invoquer une meute de loups lancés à pleine vitesse. Phoenix Rising, sorti en 2000. Phoenix Rising est une charge organisée, un album plus épique, plus mélodique et plus conquérant, presque heavy dans l'âme. C'est un disque qui respire la victoire, la détermination et la force brute. Alors, c'est quoi le problème avec Warslut ? Eh bien, beaucoup de problèmes. En réalité, ce gars cumule tout un tas de bazar et de casseroles. Presque il les cumule toutes en fait. Sauf la justice, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Donc on a tout le paquet, accusations de racisme, de misogynie, d'homophobie, il y a un comportement agressif en concert, des annulations de concerts. C'est le gros bazar. Il ne sait pas se tenir. Apparemment, il aurait des problèmes d'alcool, à ce que j'ai compris. Ce qui fait qu'il dit n'importe quoi, et il fait n'importe quoi, même si ça n'excuse en rien ses comportements. Toutes les sources disent la même chose, que ce soit sur Metallum, sur Wikipédia, vous irez voir. Moi j'ai trouvé la biographie sur Métallurgie qui résume en 4 lignes, je vous lis ça. Depuis 2012, Warslut a pris la parole sur scène à plusieurs reprises pour parler d'invasion musulmane, en faisant un salut navet, pour dire que les femmes participant au MeToo méritaient un bon coup de bite. Il traite un membre du public asiatique de Shintok, il arbore des tatouages de symboles liés au SS. Ces différentes polémiques, souvent filmées, font que des tourneurs annulent des concerts ou tournées dans plusieurs pays dans le monde. En fait, il est complètement ingérable. Narmistium. Narmistium est un groupe américain formé en 2000. Le fondateur est Blakely Jude. Retenez bien ça parce qu'on va parler de lui juste après. Les albums cultes. Instinct Decay, sorti en 2006. C'est l'album qui a fait exploser Narmistium hors de l'underground. C'est un mélange inédit à l'époque entre black metal, psychédélisme et sludge. Son atmosphère est poisseuse, hallucinée, presque suffocante. C'est l'album qui a ouvert la voie au black metal. Assassin's Black Metal Part 1, sorti en 2008. C'est le disque le plus influent et le plus acclamé. C'est une fusion de black metal, de rock psyché, de prog, d'indus totalement unique. Il est même comparé à Pink Floyd. C'est l'album qui a fait de Narmistium un groupe à part dans le black metal. Alors pourquoi il est là lui ? Eh bien tout simplement parce qu'il a des problèmes de fraude. Il a été arrêté en 2013 pour vol. Il admet publiquement avoir un grave problème de drogue. Et en fait, il s'avère qu'il a escroqué des gens pour payer sa drogue. Plus exactement, il n'a jamais envoyé du merch par exemple qui a été commandé par les gens et ça a été reconnu publiquement par Jude. Et j'ai trouvé une longue interview sur Radio Metal où il s'explique vis-à-vis de ça, donc c'est assez intéressant parce que il nous montre une facette de lui assez fragile finalement. Quand on est quelqu'un qui est addict, c'est, je pense, très difficile de s'en sortir. Le journaliste dit: Tu étais donc tellement accro aux drogues que tu as volé ton public en n'envoyant jamais leurs commandes. Te souviens-tu de l'état dans lequel tu étais et de ce que tu ressentais précisément à ce moment-là ? Il répond: J'étais désespéré évidemment. Encore une fois, je n'ai jamais eu l'intention de voler de l'argent à qui que ce soit. Le fait que ce soit encore formulé ainsi après en avoir parlé tant de fois est très frustrant pour moi. Pardonne-moi. Laisse-moi le dire aussi clairement que possible pour que tous ceux qui lisent comprennent. Quand tu es accro à une drogue qui te rend physiquement, violemment malade après avoir passé, disons, 12 à 24 heures sans, comme l'héroïne, le fentanyl, l'alcool ou le benzodiazépine, ce sont les 4 pires pour les manques et elles conduisent à ce genre de comportement. Tu feras tout pour t'assurer de ne pas tomber malade lorsque ce moment approche, y compris promettre à toi-même et à tes fans que tu parviendras à leur envoyer un t-shirt dans 1 mois quand ton nouvel album sortira, parce que tu es un toxicomane, et dans mon cas, aussi un musicien avec beaucoup de succès au moment où c'était en train de se produire. J'étais convaincue que tout s'arrangerait parce que, dans le passé, jusque-là, tout s'était très bien passé, même dans les mauvaises passes. Et c'est vrai qu'il fait quelque part un peu de la peine. Alors oui, il a pas envoyé le merch, oui, il a volé des gens, il a sûrement escroqué certaines personnes, mais c'est un peu désespérant comme situation, faut quand même l'avouer. Et je vais vous lire un petit passage aussi qui, je trouve, est important et qui va nous faire réfléchir aussi sur la partie 6, et je vous laisserai bien sûr méditer là-dessus. Le journaliste dit: Avec le recul, ne trouves-tu pas étrange que la communauté métal pardonne plus facilement certains artistes qui commettent des délits ou qui ont tenu des propos légalement répréhensibles, par exemple, que toi à cause de ce que tu as fait subir aux fans par le biais de la toxicomanie? Est-ce que s'en prendre aux fans est le pire sacrilège pour cette scène? Il répond: Oui,
C'est une bonne remarque, et oui, c'est aussi en partie pour cette raison que je me suis remis à faire de la musique. Ceux qui excusent des groupes dont les musiciens ont été condamnés pour pédophilie ou pour avoir possédé de la pornographie juvénile et ou ont littéralement assassiné d'autres personnes ne peuvent pas me fuir parce que je me suis comporté comme un toxicomane malade pendant que j'étais accro à l'héroïne. Allez vous faire foutre, vous avez perdu votre grande moralité. Vous n'aimez pas les toxicomanes? Évitez les musiciens qui vous disent être des drogués. Je ne m'excuserai plus et ne me présenterai plus la queue entre les jambes à cause de mon passé quand vous passez l'éponge face à des gens qui seraient littéralement tués en prison encore aujourd'hui pour leurs délits. Pourtant, notre communauté leur offre un espace sûr. Quelle putain de blague. Alors j'ai mis pas le crachat, faut pas déconner. Et ça nous fait réfléchir sur quoi ce petit passage? Pourquoi Narmestium est vu comme plus méchant que les autres, ceux de la partie 6 de l'iceberg en gros, alors qu'aucune vie n'a été mise en jeu, à part la sienne finalement, parce qu'on touche à l'argent. Et mine de, des fois on a quand même l'impression que l'argent est le truc auquel il ne faut vraiment pas toucher. Et quelque part je trouve ça assez injuste pour lui. Et j'ajoute que cette réflexion peut paraître étrange pour quelqu'un qui ne connaît pas le black metal, mais sachez que dans cette communauté, nous achetons beaucoup de CD et de merch. On est des grands collectionneurs. Pour la plupart d'entre vous, je suis sûre que vous avez une bibliothèque avec des milliers de CD. Donc la question de l'argent est quand même assez centrale. C'est l'heure de la pause sympa, alors cette pause sympa est assez discutable pour le coup. Le Crépusculo Negro. Qu'est-ce que le Crépusculo Negro? C'est un label indépendant fondé en 2008 qui a publié exclusivement la musique du collectif Black Twilight Circle. C'est un ensemble de musiciens underground mexicains et guatémaltèques basés dans le sud de la Californie. Le nom signifie crépuscule noir en espagnol, c'est assez transparent. Le Black Twilight Circle, c'est un collectif assez mystérieux fondé et dirigé par Eduardo Ramirez de Volan. On retrouve dans le Crépusculo Negro des groupes qui ont des influences indigènes mésoaméricaines, des influences assez psychédéliques au niveau de la musique, du punk, du crust, du black metal. Le collectif met l'accent sur l'anonymat, la culture de la cassette, une esthétique chaotique et rituelle et bien sûr indigène. Et je les ai placés en partie 5 parce que évidemment c'est du nationalisme, ou du moins identitaire, sur les cultures mésoaméricaines. Donc ils sont un peu problématiques, mais j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de choses à leur sujet, parce qu'ils sont assez discrets au final. Donc le Black Light Circle, c'est le collectif de musiciens, d'accord ? Et le Crépusculo Negro, c'est le label du collectif. Faut bien faire un peu la différence entre les deux. J'ai quand même trouvé une petite interview de Volan sur Vice, qui explique certaines choses, notamment sur le fond de ces groupes-là. En gros, il y a quand même une importance de la culture indigène. Ramirez utilise par exemple l'espagnol pour communiquer avec sa communauté et transmettre une mémoire culturelle effacée par la colonisation. Donc, on a quand même ce fond-là. Et il y a la culture de la cassette, généralement en tirage limité, ce qui renforce aussi l'espèce d'aura underground du collectif. D'ailleurs, eux-mêmes se positionnent comme des genres de Légion Noire, mais aux États-Unis. Je vais vous donner quelques groupes associés au label qui sont les plus connus. Alors, il y en a qui sont encore dedans, il y en a qui ne le sont plus. Donc, Volan, Arizmenda, Dolor Votré, Odzmanuk, Tucaria, Glossolalia, et je vous mets quelques albums importants ou des compilations qui sont à écouter et qui viennent du Crépusculo Negro. Arizmenda, Within the Vacuum of Infinity, sorti en 2009. C'est l'un des albums les plus malsains et hallucinés du collectif. Il y a une production volontairement sale, les riffs sont dissonants, l'ambiance est un peu claustrophobique. Arizmenda est souvent considéré comme le visage le plus extrême du Black Twilight Circle. Dimensiones del Trans Cosmico, sorti en 2008 par Volan. C'est la première sortie du label. C'est un album qui définit le son du Black Twilight Circle. C'est un black metal chaotique, des guitares sont mises en spirale, les rythmes sont rituels et les mélodies sont mésoaméricaines. Il y a une atmosphère de trance cosmique, de mélange de violence entre spiritualité et indigénisme. Dolor Votré, sorti en 2011 par Dolor Votré. C'est un disque ultra violent, chaotique, presque noise par moment. Il y a un mélange de black metal, de rituels, de hurlements possédés et une atmosphère un peu de trance. C'est très recherché, les tirages sont minuscules. Et je vous mets aussi la compilation Worship Black Twilight, sortie en 2009. C'est une compilation fondatrice du mouvement. C'est la première apparition collective de Volan, Arizmenda, Odzmanuk, etc., etc.
C'est une sorte de manifeste sonore entre chaos, psychédélisme, indigénisme et black metal assez brut. Et je mets aussi autre chose parce que c'est assez lié au Crépusculo Negro, c'est le label Rhinoceros. Je vous lis le petit passage sur Metalum concernant la création du label. Rhinoceros a été fondé par 2 membres du Black Twilight Circle, A et Yagian, Qui sont en fait les gars de Tulkaria et l'autre c'est le gars de Odzmanuk. La plupart des sorties du label sont constituées de différents projets de ces 2 membres, y compris des collaborations, chacun attribué à des groupes différents, sans titre et identifiés uniquement par leur numéro de catalogue. Et le label a officiellement pris fin en décembre 2013. Et je vais vous mettre un petit extrait d'une compilation que je trouve vraiment excellente, avec un morceau de Glossolalia. On a vraiment une ambiance de trance, le lead est vraiment infernal, on a envie de juste de danser dans la pièce et de tourner sur soi-même jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à tomber par terre. J'espère avoir assez bien résumé le Crépusculo Negro, il y aurait eu beaucoup de choses à dire et même voir en faire une vidéo complète tellement c'est important. Mais bon, au moins il est là et vous avez les clés pour vous y intéresser si vous ne connaissez pas. Revenge. Revenge est un groupe canadien formé en 2000. Là, on est clairement sur du bestial. Le fondateur est G. Reed, qui est aussi dans Conqueror, autre groupe de bestial très connu et très bien au passage. Je vais mettre 3 albums. Triumph, Genocide, Antichrist, sorti en 2003. C'est le premier album de Revenge. C'est la définition brute de leur esthétique. Violence totale, batterie martiale, riff primitif et continu, atmosphère de guerre totale. Pas de respiration, juste une agression. C'est un disque fondateur, encore aujourd'hui considéré comme un pilier du genre. Scum Collapse Eradication, sorti en 2012. C'est l'album où Revenge atteint son paroxysme de brutalité. C'est une musique qui ressemble à un char d'assaut lancé à pleine vitesse. Beaucoup de fans le considèrent comme leur chef-d'œuvre le plus extrême. Violation, Strife, Abominate, sorti en 2025. C'est la continuité logique, toujours plus froid, toujours plus mécanique. C'est leur dernier album en date, il poursuit la ligne de l'agression totale, mais avec un son encore plus précis, une atmosphère plus nihiliste. Ce disque montre un Revenge maîtrisé, sûr de sa formule qui pousse son esthétique jusqu'à une forme de perfection. Et je n'ai rien trouvé de spécial et pourtant j'ai essayé de googler G. Reed, mais rien du tout. Toutes les polémiques sont plutôt liées à Conqueror en fait. Titan Blood. Titan Blood est un groupe espagnol de bestial encore, formé en 2003. Je vous mets 2 albums, Seven Calices, sorti en 2009. C'est une œuvre chaotique, hermétique et profondément occulte. Il mélange death metal bestial, black metal dissonant et une atmosphère rituelle suffocante. On sent une influence de Morbid Angel, de Blasphemy, de Beherit, mais poussée version extrême. C'est un album fondateur du black death moderne, considéré comme l'un des disques les plus malsains et dérangeants du genre. Death, sorti en 2014. C'est la folie totale, la violence et l'écrasement. Titan Blood passe d'un chaos ésotérique à une violence frontale plus compacte et encore plus écrasante. C'est un album massif où tout est pensé pour submerger l'auditeur. Alors ici c'est pareil, je n'ai absolument rien trouvé. Cependant, lorsque j'ai cliqué sur NSK, qui est le chanteur et aussi à la basse et à la guitare du groupe, c'est écrit qu'il a un fanzine qui s'appelle Final Solution, ce qui est un tout petit peu suspect quand même. Flammem. Flamed est un groupe italien formé en 2012. Alors il n'y a qu'un album pour ce groupe qui s'appelle Furor Lunae, qui est sorti en 2019. On est plutôt ici sur du black plutôt mélodique et assez épique, avec des riffs assez clairs et entraînants. L'ambiance est forestière et assez héroïque. En fait, je le rapprocherais presque du pagan dans l'idée. Et c'est très bien, on n'en parle jamais de Flamed, mais je trouve ça très cool. Je ne sais pas du tout ce que fait le groupe, il est encore actif, mais il ne sort absolument rien. Et voilà, c'est la fin de la pause sympa. Alors maintenant, ça va être assez compliqué, je vous préviens, on va commencer à glisser sur des sujets un peu difficiles à traiter. Silencer. Silencer est un groupe formé en 1995 en Suède. On est ici sur du DSBM, et tout se passe autour de Natram. L'album culte est Death Pierce Me, sorti en 2001, qui est en fait le seul album du groupe. L'atmosphère y est maladive, désespérée et presque inhumaine. Les cris stridents de Natram sont devenus une signature du DSBM. Les riffs sont lents, répétitifs, il y a une ambiance assez malsaine et claustrophobe, une production froide. Le disque est pensé comme une descente dans la folie et sans compromis. À sa sortie, l'album passe presque inaperçu, puis il devient culte. Il influence des groupes comme Shining ou encore Life Lover. Et tout ça est entouré d'un énorme mythe lié à la personnalité de Natram. Bon alors, c'est qui cette personne ?
Eh bien, on ne sait pas grand chose de lui. Selon Metallum, il s'appelle Michael Nilsson et il a environ 50 ans aujourd'hui. Après Silencer, il a créé le projet Diagnose, c'est une espèce de projet de dark ambiant indus en 2007. Il a publié un livre en 2011 qui s'appelle Grisjarta et il a enregistré différentes démos dans les années 90. Après la sortie de l'album Death Pierce Me, il aurait été interné dans l'hôpital psychiatrique de Sankt Sigfrid en Suède. Il se serait automutilé pendant l'enregistrement aussi, notamment les mains, et l'isolement total aurait été imposé par les autorités. Seulement, le problème avec ça, c'est que nous n'avons aucune preuve. Ce ne sont que des rumeurs. Ça provient de forums, de blogs, de Reddit, de ce que vous voulez, mais on ne sait rien sur cette personne en fait. Donc ce mutisme a créé un espèce de mythe. Et c'est vrai qu'il aurait pu être dans la partie 4, mais je le trouve un peu plus extrême comme personnage. Par exemple, Catharsis à côté, on sait à peu près qui c'est, on sait ce qu'ils font, et il n'y a pas tout ce bazar tout autour d'HP, de folie, de dépression, etc. Mais là, on va glisser sur des choses un peu plus compliquées. De toute façon, plus cette partie va avancer, plus ce sera compliqué. Life Lover. Life Lover est un groupe suédois formé en 2005 par Jonas Bergqvist et Kim Karlsson. On est sur du DSBM. J'aime beaucoup Life Lover, c'est assez différent des autres groupes de DSBM. Et justement, moi qui ne suis pas très fan du style à la base, je trouve que Life Lover a quelque chose d'original et d'unique. Notamment un côté un peu rock et beaucoup plus accessible, qui le rend vraiment touchant. On va parler des albums cultes. Pulver, sorti en 2006, c'est le premier album du groupe. Pulver pose les bases du style Life Lover, un mélange unique de black metal dépressif, de post-punk, de dark ambiant et d'un certain côté rock un peu urbain. Il y a une alternance entre passages agressifs au moment plus doux, presque mélancoliques. Les vocaux sont torturés, il y a du cri et du spoken word. Les thèmes tournent autour de la dépression, du quotidien, de l'aliénation et des drogues. Erotic, sorti en 2007, c'est le deuxième album. Il est plus sombre et plus mélancolique. Il est considéré comme l'un des sommets du groupe, et pas forcément aimé de tout le monde d'ailleurs. Il est moins black metal, il est plus rock, plus post-punk, avec une ambiance très introspective. Les vocaux sont passionnés, souvent parlés et parfois hurlés. C'est considéré comme un chef-d'œuvre, quoi qu'on en dise. Concurs, sorti en 2008, c'est le troisième album, souvent décrit comme le plus sombre, le plus froid et le plus dépressif. Moi, c'est celui que j'aime le moins. Il y a un mélange de DSBM, de post-punk et de post-rock. Les riffs sont lancinants, il y a une ambiance assez glaciale. Les thèmes tournent autour de l'addiction, du suicide, de la drogue, du vide existentiel et de la dépression. Pour beaucoup, c'est l'album qui est le plus abouti. Bon alors pourquoi Life Lover est aussi bas ? Parce que en fait, Jonas Bergqvist est mort le 9 septembre 2011. C'est assez flou parce que il est retrouvé mort dans son sommeil après avoir pris des médicaments qu'on lui avait prescrits. L'enquête conclut d'abord à une mort accidentelle, le suicide et tout acte criminel a été écarté, et finalement un rapport d'autopsie indique la cause du décès par intoxication et overdose. Donc on ne sait pas si c'est un suicide ou si juste il a trop pris de médicaments en fait. Ce n'est dit absolument nulle part, j'ai cherché des articles, il n'y a rien. Et sachez que le groupe s'est séparé en 2011 par respect, mais finalement ils se sont reformés en 2015. Et les fans du groupe n'étaient pas forcément à l'aise avec cette décision d'ailleurs. Mayhem. Mayhem est un groupe norvégien formé en 1984. Les membres fondateurs sont Euronymous et Necrobutcher pour les plus connus. On a aussi Mannheim, mais qui ne restera pas très longtemps à la batterie. Rejoint assez rapidement par Maniac. Maniac qui part en 1987 et donc Mayhem a besoin d'un nouveau chanteur et c'est là que notre histoire va commencer. Je ne vais pas évoquer le bazar avec Burzum, ce sera la partie 6. On va se concentrer uniquement sur Dead. Mais d'abord, les albums cultes. Death Crush sorti en 1987. Je sais, ce n'est pas un album, c'est un EP, mais il est très important. C'est le premier EP de Mayhem, il y a un son brutal, sale, chaotique, entre proto-black metal et presque grindcore. La production est volontairement primitive, les guitares sont saturées, les voix sont hystériques. Ça a une influence énorme sur le black metal scandinave. C'est un EP culte pour son côté brut et non filtré. Des Mysteries d'Homme Satanas, sorti en 1994. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands albums de black metal de tous les temps. Généralement, quand vous regardez un top
10, il est dedans quoi. Et aussi, lorsqu'on commence à écouter du black, eh bien on tombe forcément dessus. Ce qui dérange parfois c'est le chant de Attila. Je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité, il y en a qui n'aiment pas trop. Moi je trouve que c'est plutôt ok, c'est assez unique justement, on le reconnaît bien. Et ce qui est bizarre c'est que c'est écrit en grande partie par Dead et Euronymous qui ont connu tous les deux un destin tragique. Et l'album sort après leur mort. Donc en fait, il n'aura même pas eu le temps de l'écouter finalement. En tout cas, sachez que c'est une œuvre culte. Mais vous le savez sûrement déjà si vous êtes là. Grand Declaration of War, sorti en 2000. C'est un Mayhem assez expérimental ici. C'est un album conceptuel, presque futuriste. Il y a une rupture totale avec le black metal traditionnel. Il y a des voix parlées, des passages indus, des rythmes brisés. Mayhem veut un peu réinventer le black metal, et c'est pareil, ça fait pas forcément l'unanimité. Les thèmes sont autour de la guerre, de la destruction, de la déshumanisation, mais il a peut-être aujourd'hui sa place dans le black metal avant-gardiste peut-être. C'est un disque assez audacieux. Bon, et bien revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Dead. Père Yngve Olin est né le 16 janvier 1969 en Suède. Son enfance est marquée par un événement traumatique. À l'adolescence, il est violemment agressé par des élèves, ce qui lui provoque une rupture de la rate. Il est déclaré cliniquement mort pendant un court moment avant d'être réanimé. Cet épisode devient central dans sa personnalité. Il dira plus tard qu'il se sentait mort à l'intérieur depuis cet événement. Après son hospitalisation, Dead devient très introverti, étrange et mélancolique. Avant Mayhem, il chante dans le groupe suédois Morbid, où il se fait remarquer pour sa voix aiguë et torturée, son comportement bizarre et son obsession pour la mort et des thèmes assez funèbres. Il envoie ensuite une cassette à Mayhem, accompagnée d'une photo où il se met en scène comme un mort. Et ça impressionne Euronymous. Dead rejoint Mayhem en 1988. Il s'installe en Norvège dans la maison de Kratstad avec Euronymous et Elhammer. C'est une petite maison isolée dans les bois, utilisée comme lieu de répétition pour le groupe. Mais la cohabitation avec Euronymous est très difficile. Ils se supportent pas. Dead dort parfois dans les bois pour fuir l'ambiance. Euronymous s'amuse même à tirer en l'air avec un fusil pour lui faire peur. Enfin, il souffre de dépression sévère et se coupe du monde. Alors qu'il est seul dans la maison, d'ailleurs Mannheim a plus tard émis l'hypothèse qu'Euronymous avait volontairement laissé Dead seul dans la maison pour lui laisser l'occasion de mettre fin à ses jours. Ce qui est une accusation assez grave en soi. Le 8 avril 1991, il met fin à ses jours dans la maison de Krakstad. Il utilise un couteau de cuisine pour se trancher les poignets et la gorge, et il se tira une balle dans le front avec un fusil de chasse. Il laissa une courte note, je vais vous la lire. Excusez le sang, mais je me suis tranché les poignets et la gorge. Mon intention était de mourir dans les bois pour qu'on me retrouve quelques jours plus tard. Ma place est dans les bois, j'y ai toujours été. De toute façon, personne ne comprendra pourquoi. Pour tenter d'expliquer quelque chose, je ne suis pas humain, ce n'est qu'un rêve et je vais bientôt me réveiller. Il faisait trop froid, le sang coagulait, et puis ce nouveau couteau est trop émoussé. Si je ne parviens pas à mourir avec ce couteau, je me ferai sauter la cervelle. Mais je ne sais pas. J'ai laissé toutes les paroles de « Let the good time roll » et le reste de l'argent. Celui qui le trouve l'emporte. En guise d'adieu, voici Life Eternal. Faites-en ce que vous voulez. Je n'ai pas composé ça maintenant, mais il y a 17 ans. La porte d'entrée est fermée. Euronymous arrive et passe par la fenêtre. Euronymous découvre le corps, et c'est très triste. Au lieu d'appeler immédiatement la police ou les secours, il fait de l'autostop jusqu'à une boutique voisine pour acheter un appareil photo jetable. Il revient, il prend des photos. Et c'est l'une d'elles qui deviendra la pochette du bootleg The Dawn of the Black Heart. C'est un acte qui choque profondément Necrobutcher et contribue à la rupture du groupe. Il est enterré dans un cimetière à Enskede en Suède. Et on retrouve cette légende aussi où Euronymous a dit avoir mangé une partie du cerveau de Dead et ensuite aurait fait un collier avec pour les donner aux membres du groupe. Ce qui est a priori totalement faux. Et je vous fais une petite traduction de la chanson Life Eternal qui a été laissée par Dead et enregistrée sur The Mysteries Dom Satanas. Un rêve d'une autre existence, le désir d'en finir, un rêve d'un autre monde où la mort libère enfin l'âme. Pour trouver la paix intérieure, il faut mourir et devenir éternel. Je suis mortel, mais suis-je vraiment humain? La vie paraît presque belle maintenant que mon heure approche. Un destin humain, mais rien d'humain en moi. Que restera-t-il de moi une fois mort? Il n'y avait déjà rien lorsque je vivais. Ce que tu as trouvé, c'est la mort éternelle. Personne ne se souviendra de toi. Bref, on reparlera de Mayhem dans l'épisode 6. Celestial Bloodshed.
On continue sur les destins tragiques. Celestial Butched est un groupe norvégien formé en 2000. Celui qui va nous intéresser, c'est Meimolot ou encore Steingrim Thorson Brisak, qui est le chanteur du groupe de 2001 à 2009. Je vous mets un album, Cursed, Scared and Forever Possessed, sorti en 2008. C'est du black vraiment très classique, très à l'ancienne, dans la lignée norvégienne, avec des riffs accrocheurs qui tournent en boucle. C'est un album qui est visiblement devenu culte après la mort de Meimolot, perçu comme son testament artistique. Alors, que lui est-il arrivé? Déjà, Thorson est décrit par son entourage comme quelqu'un de loyal et de chaleureux, et il est considéré aussi comme un bon vocaliste. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2009, dans la ville de Trondheim, Thorson et son meilleur ami se retrouvent dans la maison appartenant à ce meilleur ami en question. On ne sait pas ce qui se passe dans la maison, mais toujours est-il que Thorson reçoit un tir de fusil dans l'estomac. Il tombe à la renverse et meurt. Le meilleur ami en question a dit que c'était un accident, que le coup était parti tout seul et qu'il ne se souvient de pas grand chose, comme par hasard. Si vous avez déjà fait du tir sportif ou autre, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Une arme ne peut pas se déclencher toute seule, ça n'existe que dans les films. L'affaire semble avoir été conclue par un homicide involontaire. Je cite l'article de Blabbermouth. Les témoignages et les contestations techniques sur les lieux suggèrent qu'il s'agit d'un meurtre, a déclaré l'inspecteur de police. Je n'ai trouvé aucune info supplémentaire à ce sujet. Apparemment, l'identité du meilleur ami en question n'a pas été dévoilée en fait. Thorson n'avait que 25 ans, ce qui est très très jeune. On continue sur les victimes. Surrender of Divinity. Surrender of Divinity est un groupe thaïlandais fondé en 1996 qui s'est visiblement arrêté en 2014, et il y a une raison, et qui a repris en 2018. Les thèmes tournent autour du satanisme, du blasphème et même de la luxure. En fait, retenez bien le satanisme, c'est important pour la suite de l'histoire. Alors, on est là pour parler de Aveji, le chanteur et aussi bassiste du groupe. Vous n'êtes pas prêts, à part si vous connaissez déjà l'histoire. Je vous mets un album, Oriental Hell Rhythmics, sorti en 2001. Alors, pour tout vous avouer, j'avais complètement oublié l'existence de ce groupe avant de tomber sur cette histoire, figurez-vous. Le traitement de la voix est très asiatique dans l'idée. Je ne sais pas si vous connaissez Misogi, le groupe japonais, mais ça m'y fait penser. Ici, on est plutôt sur du black assez générique, à la limite du black trash parfois. Je n'ai honnêtement pas grand-chose à dire après réécoute. En plus, l'album est vraiment très long. Aveji était aussi dans Zygote 6, un groupe de bestial formé en 2003, et cette fois-ci, il s'occupait de la guitare. Et là, ce n'est pas la même. Je vous mets un album. Satanic Cultus Unholy Desecration, sorti en 2011. Bon, on sent que ça a écouté Archgoat par ici, il y a des ralentissements bien typiques, sinon c'est plutôt sympa, c'est un disque où l'on peut se défouler un bon coup. C'est sans prétention et efficace. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Avaji, de son vrai nom Samong Tresata, a 36 ans. Il reçoit la visite d'un fan chez lui, qui est venu imprimer des t-shirts le 9 janvier 2014. Son nom est Prakarn Arnsfan Boussakorn. La conversation est devenue hostile après que Samong ait fait part à son interlocuteur qu'il ne croyait visiblement pas en Satan, ce qui a déclenché la colère de Prakarn, qui est apparemment un sataniste très dévoué et pratiquant. C'est alors que il se jette sur lui et lui donne 30 coups de couteau, et il ne s'arrête pas malgré le fait que Samong lui demande d'arrêter. Avant de s'enfuir, il prend une photo du corps. Lorsque la femme de Samong rentre chez elle pour aller coucher son enfant, elle retrouve le corps sans vie de son compagnon. 2 jours plus tard, le meurtrier poste une photo du cadavre sur Facebook, qui sera likée plus de 500 fois avant d'être supprimée. Et il a déclaré « Je tente de me donner la mort depuis mes 25 ans, et comme je disparaîtrai tôt ou tard, j'ai décidé d'emmener avec moi ceux qui nuisent à l'image du satanisme. Mais je me retiens de tuer les femmes et les enfants. » Prakarn n'est plus recherché parce qu'il s'est rendu à la police en février 2014. En fait, il a fait un mois où il n'a pas été retrouvé, quoi, en gros. Mais aucune source accessible ne précise s'il a été condamné ou s'il est en prison. Bon, après, vu la gravité des faits, je pense qu'il est en prison, mais bon. Et il clame son innocence en disant que c'est Samong qui a commencé et qu'il n'a fait que se défendre. Eh bien oui, c'est bien pratique tout ça. Et pour conclure cette partie de l'iceberg, on va partir en prison. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais on va voir par exemple les groupes qui ont composé des choses en prison. Ça peut être intéressant si on trouve des trucs cool ou pas. La prison.
Alors, j'ai trouvé quelques petites choses, mais avant ça, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Mostrask. Je suis tombée par hasard dessus en faisant des recherches sur Metaloom par mots-clés. C'est un groupe qui a été formé en 2003, qui est composé par des membres dont l'identité est inconnue. On suppose qu'ils ont carrément disparu et qu'ils ont été retrouvés morts par les autorités finlandaises. Mais ce sont que des suppositions. J'ai essayé de trouver après, peut-être que c'est un fake, on ne sait pas, mais j'ai trouvé l'anecdote assez sympa, donc je voulais vous la partager. Bon, alors, j'ai écouté pour vous les groupes qui composent en prison, ça fera un lien avec la partie 6 qui risque d'être vraiment très très longue. On commence avec Gleipner, qui est un groupe américain formé en 2021. Le membre principal est Agalaz Esrever, qui est en prison depuis 2009. Il a aussi d'autres groupes de black, à croire que la prison l'inspire. On imagine que c'est l'autre membre du groupe qui publie ça après sur Bandcamp. Alors, Wolves in Ironwood est un EP qui est sorti en 2022. Finalement, c'est assez fourre-tout, c'est du black metal assez mal enregistré. Bon, en même temps, la prison, ça doit pas vraiment être très pratique. Et il y a aussi des petits passages aériens heavy, des petits synthés. C'est un peu un mélange de tout, quoi. Mais cette personne a aussi un autre groupe qui s'appelle Zypressian, fondé en 2020, qu'il enregistre avec un téléphone. Après, allez savoir si tout ça est vrai ou non. Je me suis fiée aux infos données sur Metaloom, mais il n'y a pas d'article sur cette personne. Absolument rien. Après, si j'ai bien calculé, ça fait quand même 17 ans qu'il est en prison. C'est un petit peu long, mais à mon avis, il a quand même dû faire quelque chose de très grave. Autre personne très inspirée par la prison, c'est Alexander Tantserev, qui est aussi surnommé le danseur, qui, pour le coup, a fait 8 ans de prison pour meurtre, ce qui est assez peu, je trouve, mais bon, à la colonie de Kameshlov. Et là-bas, il commence son projet qui s'appelle Wolf Source, et un autre groupe aussi, Knut. Alors, je vais vous passer un petit extrait de l'album Remission of Spirit. Bon, bah, c'est pareil que le précédent, on est sur du black très saturé, on imagine à cause des conditions dans lesquelles ils ont été enregistrés. Par contre, on sent vraiment que c'est russe gras solide, très typique de l'Est. En réalité, ça se laisse presque écouter. J'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'il n'y a aucune info publique sur cette personne. Et enfin, j'ai trouvé le cas de Underlord, qui est un groupe canadien formé en 1998. Ici, c'est Azag Tot qui est en prison. Et il est noté sur Metaloom quelque chose de très étrange. C'est écrit qu'il n'a pas eu l'équipement nécessaire pour enregistrer l'album Rise of the Ancient Kings, que je vous passe en ce moment. Et l'album a été enregistré dans un studio, donc on ne comprend pas très bien. Il n'a pas eu le droit d'enregistrer, mais en même temps, il a été enregistré en studio. Ça veut dire qu'il a eu le droit de sortir pour enregistrer cet album. Bref, c'est pas vraiment clair cette histoire, mais en tout cas, j'ai écouté, et c'est pas terrible en réalité. La voix est faible, la batterie est totalement linéaire, c'est vraiment très plat. Pareil, est-ce que c'est un fake ou pas ? On ne sait pas. Je n'ai pas d'infos non plus sur cette personne, ni sur le groupe en lui-même, parce qu'il n'y a aucun article qui en parle. Donc voilà, donc j'ai une question pour vous. Qui de très connu a composé en prison ? Je vous laisse 4 secondes pour dire le nom chez vous. Là, maintenant, là. Et oui, c'est bien Varg Vikernes. On reviendra bien sûr sur son histoire, mais dans la partie 6. Lorsqu'il a été incarcéré, il a eu le droit de faire de la musique, uniquement avec un synthétiseur, ce qui a donné, attention les oreilles, Dodie Balders, sorti en 1997. Alors là, on a des nappes synthétiques qui imitent un peu maladroitement des instruments médiévaux. C'est une période de Burzum que je n'aime vraiment pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon après, il a fait avec les moyens du bord, j'imagine, parce qu'en prison, on n'a pas accès à grand chose au final, mais quand même, je trouve ça objectivement très nul. Ensuite, il y a Liosklaf, j'arriverai pas à le prononcer, sorti en 1999. Là, on est sur la même lignée que celui d'avant. C'est aussi un album enregistré en prison. J'ai d'ailleurs trouvé une petite chronique bien sympa sur Nightfall. Je vous lis la conclusion parce qu'elle résume parfaitement ce que je pense. En cet instant T, plus 1 heure. Je suis totalement perdue et n'ai aucune idée assurée de la valeur réelle des 2 disques finalement fort semblables. Le dernier né utilisant des sonorités parfois un peu plus vastes et résonantes. Je me contente donc, comme je ne maîtrise plus la situation, de rester sur ma dernière impression. Si Lidsklaf bataille autant pour prendre possession d'une âme toute disposée à se faire enlever sans jamais y parvenir réellement, c'est qu'il est aussi lamentable que Dodie Balders.
Son minimalisme grossier et piégeux, il veut vous faire croire qu'il recèle de la qualité. Tenez-vous à bonne distance de cette galette si vous ne voulez pas perdre votre santé mentale ou simplement votre temps, selon que vous soyez d'un naturel torturé ou plus terrien. Dieu que je m'enquiquine l'esprit pour rien du tout. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il a voulu dire par là que c'est assez difficile de critiquer Burzum, étant donné que c'est quand même un groupe culte du black metal, au même titre que Mayhem, quoi. Donc, on doit trouver du génie dans ces albums vraiment, désolé, mais pourris, en fait. Gorgoroth. Gorgoroth est un groupe norvégien formé en 1992. On a deux problèmes ici, Infernus et Gal. Infernus est le guitariste et membre fondateur du groupe. J'y reviendrai plus tard, on va d'abord faire les albums cultes. Pentagram, sorti en 1994, c'est un album sec. Pentagram frappe avec une production abrasive qui laisse chaque instrument à nu sans refuge. La batterie est martiale et rigide et donne au disque une tension permanente. Il impose une atmosphère primitive et inaltérable. Antichrist, sorti en 1996. Il est plus court et plus venimeux. Antichrist condense l'essence du groupe en une décharge de violence sèche. Les riffs deviennent plus sinueux, avec des changements brusques qui donnent au disque une allure de rituel instable. C'est un album qui frappe vite et sans détour. Under the Sign of Hell, de 1997. Les riffs sont plus fluides, mais portés par une agressivité glaciale. La batterie est plus sèche et plus nerveuse. Je vais vous faire une bonne partie de l'histoire de Infernus et de Gal dans l'ordre chronologique des faits, pour que vous ayez une idée un peu de ces deux personnes. En 2001, Gal est condamné à 1 an de prison ferme sans sursis. Le motif du tribunal annonce une violence extrêmement brute et sauvage. Mais il n'y a pas de motif clair. On ne sait rien de l'agression, des faits, de l'identité de la victime et des circonstances précises. C'est la première chose. En février 2002, un homme de 41 ans se rend à un after qui lui a été proposé par le frère de Gal. Ensuite, les deux hommes, Gal et l'homme de 41 ans, se sont disputés. La conversation était en train de s'envenimer. Selon Gal, l'homme l'aurait frappé, mais la victime dit qu'il ne l'a attaqué que verbalement. L'homme de 41 ans veut prendre la fuite, mais Gal bloque la porte. Il ne peut pas partir. Ensuite, Gal lui frappe un énorme coup derrière la tête. La victime affirme lors du procès « Dès que j'ai été frappée, j'ai pensé que c'était la fin. C'était comme si je voyais la scène de l'extérieur. Maintenant, je meurs. » Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue d'être frappé et on lui donne une coupe où il doit se vider de son sang dedans. Gal aurait dit « Je vais te sacrifier, je vais boire ton sang. » L'homme a tenté de s'échapper, mais la première fois, quelqu'un l'a tiré en arrière et il raconte « Il continuait de me frapper sans s'arrêter. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je suis tombée sur le canapé et que j'ai levé les bras pour me protéger. Après ça, j'ai dû perdre connaissance. » La deuxième fois, il court à toute vitesse et réussit à atteindre sa voiture. Pour la défense, la mère de Gal a témoigné que ce dernier était végétarien, donc il n'aurait pas pu faire une telle chose. Gal dit que l'homme de 41 ans n'était même pas invité et qu'il est venu tout seul. À la question de savoir s'il lui avait demandé de recueillir son sang dans la coupe, Gal a répondu « Je lui ai donné la coupe pour qu'il ne mette pas du sang partout dans la maison. » Mais c'est bizarre comme argument, faut quand même avouer. Cette histoire n'est pas très claire, mais Gal a été condamné à 1 an et 2 mois de prison par la cour d'appel de Gulating. La peine initiale de 18 mois, prononcée en mai, a été réduite de 4 mois. Le motif est agression aggravée. On passe à Infernus, le soir du 27 avril 2004. Infernus, de son vrai nom Roger Tieggs, et son ami se rendent dans un club de Bergen. Garage. Ils y rencontrent une femme de 29 ans. Elle les suit à une after-party dans l'appartement d'Infernus. Là-bas, elle affirme qu'elle aurait été retenue prisonnière, frappée et violée à plusieurs reprises par les deux hommes jusqu'à 6h30 du matin. Elle déclare « J'étais sûre qu'ils allaient me courir après moi quand je me suis enfuie. L'ami de Tieggs a commencé à me masser les jambes et ensuite, j'ai perdu connaissance jusqu'au moment où je me suis retrouvée debout, en pleurs, leur disant que je ne voulais plus faire partie de ça. Je voulais rentrer chez moi et je suis allée dans le couloir pour mettre mes chaussures. Mais l'ami de Tieggs m'a de nouveau retenue. J'ai essayé de résister et j'ai crié. » Et ensuite, elle dit qu'il l'a frappée. On reviendra à cette histoire, mais en attendant, il y a eu encore autre chose. Il y a eu une polémique à Cracovie en 2004. Lors d'un concert en Pologne, le groupe a crucifié des personnes nues, je vous mets la photo, et des têtes de cochons étaient disposées au sol. Ça a choqué les médias polonais à l'époque. Ils ont été accusés de maltraitance envers les animaux, ça n'a pas été retenu parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant que c'était illégal. L'organisateur, lui, par contre, a eu une amende parce qu'il était au courant et n'a pas prévenu le groupe que c'était
interdit. On revient à Infernus. Le 5 mai 2005, c'est le verdict du premier procès. Infernus et son ami sont condamnés à 3 ans de prison, mais les 2 hommes font appel. Le 4 janvier 2006, il y a un témoignage de la victime en appel. La femme témoigne devant la cour de Gulating. Elle dit avoir été frappée, retenue, violée par les 2 hommes. Elle affirme avoir perdu connaissance à un moment, elle dit avoir supplié Infernus de l'aider et qu'il aurait refusé. Elle décrit les 2 hommes comme ayant un visage malveillant et elle dit ne pas avoir su que le colocataire était présent. Mais la défense insiste sur les incohérences dans le récit, notamment un appel à une amie à 5h50 du matin, l'absence de témoins auditifs, et finalement, en 2006, il y a un verdict de l'appel. Infernus est acquitté du viol, mais il est retenu coupable de viol par négligence grave. Il aurait dû comprendre que la femme avait été violée par son ami avant d'avoir lui-même un rapport sexuel avec elle. Par contre, l'ami, lui, il est reconnu coupable de viol. En attendant, d'avril à décembre 2006, Gall continue de purger sa peine pour les faits de 2002. Le 4 janvier 2006, il y a une nouvelle affaire concernant Infernus, avec kidnapping, viol collectif et armes. Mais le verdict l'acquitte pour le kidnapping et le viol collectif, et il est reconnu coupable uniquement de violation mineure des lois norvégiennes sur les armes. En octobre 2007, Gall et King of Hell veulent évincer Infernus du groupe. Il y a alors une bataille juridique autour des droits du groupe, le nom et le logo. Le 10 mars 2009, le tribunal rend son verdict. En gros, Infernus garde Gorgoroth. Et voilà, c'était l'histoire rapide de Gorgoroth qui n'est pas très jolie. Léviathan. Léviathan est un groupe américain formé en 1998. Le problème ici, c'est Vrest ou Jeff Stewart Whitehead. Je vous mets 2 albums. The 10 Sub-Level of Suicide, sorti en 2003. L'album avance par vagues d'accords noyés, saturés jusqu'à l'étouffement. Les riffs ne cherchent pas la violence frontale, ils tournent simplement en spirale, comme des pensées qui s'enfoncent. Vrest hurle comme s'il se parlait à lui-même, avec un timbre qui se fissure plus qu'il ne projette. C'est un disque qui ne raconte pas la dépression, il la fait vivre sans filtre et sans lumière. Tentacle of Horror, sorti en 2004. C'est un Léviathan plus labyrinthique, la production est volontairement instable, et elle crée une sensation de vertige, comme si chaque piste menaçait de s'effondrer sous son propre poids. C'est une mutation, plus hostile et plus dérangée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Janvier 2011 à Chicago. On ne connaît pas les détails de l'affaire, mais il s'avère qu'il avait une petite amie à l'époque. C'est affreux, il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, il l'a ensuite violée en utilisant des outils de tatouage. Apparemment, c'était plutôt un godet d'encre, à ce que j'ai compris. Et il l'a laissé là, dans la rue, devant le salon de tatouage dans lequel il travaillait. La femme a porté plainte, et après un premier acte d'accusation comprenant un total de 34 chefs d'inculpation, il a été jugé pour 4 chefs d'agression sexuelle criminelle aggravée, un chef de séquestration illégale et un chef de violence domestique aggravée. Le 23 mai 2012, il est de nouveau arrêté et détenu jusqu'à ce que les charges soient abandonnées. Mais il a été reconnu coupable de violence et condamné à 2 ans de probation en juin 2012. Je vous lis un petit extrait. Selon un porte-parole du procureur du comté de Cook, Whitehead aurait pu purger une peine de 3 à 7 ans pour le seul chef d'accusation dont il a été reconnu coupable. C'est assurément une peine lourde, mais rien comparé à ce que les accusations initiales auraient pu entraîner. La peine minimale obligatoire est telle qu'un homme de l'âge de Jeff serait mort en prison, déclare l'avocat de la défense de Whitehead. Alors c'est assez bizarre parce que c'est vrai que Léviathan, il a un espèce de totem, on ne parle jamais de son affaire, il est plutôt bien vu, mais c'est pas quelqu'un de bien, même s'il clame haut et fort son innocence. Inquisition. Inquisition est un groupe colombien formé en 1990. Alors, c'est un groupe qui a vraiment un style de riffing assez spécial et très reconnaissable. Certains n'accrochent pas du tout à la voix, par contre, jugés trop faibles ou trop nasillardes. Celui qui va nous intéresser, c'est Dagon. D'ailleurs, je pense que le nom a été pris d'une nouvelle de Lovecraft, qui a formé le groupe et qui a fait des choses horribles. Mais d'abord, je vous mets 3 albums. Invoking the Majestic Throne of Satan, sorti en 2002. C'est là où Inquisition forge définitivement son langage. Des riffs en trémolo qui avancent comme des incantations répétées jusqu'à la transe. La batterie est sèche et métronomique, donne au disque une rigidité quasi militaire. C'est l'album où Inquisition cesse d'imiter les autres et devient Inquisition. Omnius Doctrine of Perpetual Mystical Macrocosm, sorti en 2010. Celui-là, c'est celui que je préfère. Le duo atteint une précision presque mathématique. Chaque riff est une formule. Chaque transition est une rotation d'orbite. Le son est plus clair et plus large, et laisse respirer les motifs mélodiques. C'est presque un album obsédant, je trouve. Et en plus, il reste vachement dans la tête. Obscure vs For the Multiverse, sorti en 2013. Il est plus agressif. Cet album resserre les compositions autour de riffs un peu plus anguleux. La production est plus sèche
et met en avant la frappe implacable d'Incubus, donnant au morceau une propulsion continue. On a deux problèmes ici par rapport à Dagon, de son vrai nom Jason Jordan Werbach. Alors, il faut savoir que Dagon a un projet d'électro-noise, donc en fait je pense que c'est du Power Electronics. Vous allez voir, c'est un rapport avec l'affaire qui suit en plus. Donc ça s'appelle 88mm, et ça a pour thématique le national-socialisme et le suprémacisme blanc, oui, juste ça. Sur la compilation Declaration of Anti-Semitic Terror de Satanic Skinhead Propaganda sortie en 2006, on voit Dagon posant avec un drapeau orné d'une croix gammée, tout simplement. En 2009, Jason Jordan Werbach se retrouve à un procès aux États-Unis. Il plaide coupable pour possession de contenu pédopornographique. La femme de ce dernier a d'ailleurs avoué qu'elle s'habillait elle-même comme une jeune fille lorsqu'ils avaient des rapports sexuels, pour éviter qu'il aille en regarder de son côté. Dagon a dit qu'il détenait ce contenu par simple curiosité, ce qui est franchement affreux de dire ça, comme si ce n'était pas grave. Season of Mist a évincé Inquisition en 2018 en ayant eu vent de cette affaire. Visiblement, il n'était pas au courant avant. Dioclétian. On va rester ici sur le même sujet, malheureusement. Dioclétian est un groupe néo-zélandais formé en 2004, et on est plutôt musicalement sur du bestial ici. Je vous mets 2 albums. War of All Against All, sorti en 2010. Chaque riff est brutal et sans respiration. La basse, saturée jusqu'à l'opacité, transforme le mix en mur mouvant, où tout semble écrasé sous son propre poids. La batterie frappe en rafales irrégulières comme un bombardement qui change de cadence pour désorienter. Les voix sont noyées dans la distorsion. C'est un disque qui ne cherche pas la nuance, il impose un chaos méthodique dans sa sauvagerie. Gesundrian, sorti en 2014. Il est plus froid et un peu plus discipliné. Il transforme la violence en une architecture oppressive. Les riffs sont moins frénétiques mais plus lourds. La batterie adopte un rythme de marche funéraire implacable qui donne au disque une gravité presque industrielle. En fait, il est moins explosif mais plus écrasant. Donc, nous avons un problème encore avec V. Cusabs, ou Philippe Matthew Cusabs, qui était à la guitare, à la basse et au chant de 2006 à 2010 pour Dioclétian, et il a aussi fait la basse de 2003 à 2005 pour Ulcerate. En février 2022, Cusabs passe devant le tribunal pour possession et distribution de pornographie juvénile. Il est condamné en mai 2022 seulement à 12 mois d'assignation à résidence. Et je n'ai pas plus d'infos que ça. Le NSBM. Alors ici, on va traiter le NSBM d'une manière un peu particulière. Je vais utiliser 2 thèses universitaires pour étayer mon propos. Vous pouvez les retrouver gratuitement sur thèse.fr. L'une est Émergence et essor du black metal en Norvège entre 1991 et 1999, histoire imaginaire, idéologie et musique, de Baptiste Pilot. Et l'autre est Le black metal, un genre musical entre transgression et transcendance, de Camille Béra. Donc ici, on arrive au dur du sujet. Jusque-là, nous n'avons fait que effleurer le problème. En guise d'introduction, je vais vous lire un passage de la thèse de Camille Béra. Si le NSBM perdure, bien que frange anecdotique au sein du genre black metal, c'est qu'il représente en quelque sorte l'apothéose ou le summum de la transgression. Dans leur volonté de rester underground, les maisons de disques acceptent les dérives idéologiques des groupes, voyant l'opportunité de créer le dégoût, voire l'effroi et la colère chez l'auditeur lambda et de renforcer le sentiment élitiste chez le laudateur. De la même manière, les nombreuses polémiques autour de la programmation de groupes anti-religieux au Hellfest dénoncés par diverses associations religieuses, le battage publicitaire ne fait que renforcer la popularité de l'événement. Ainsi, nous pouvons avancer que plus un groupe de black metal est ciblé comme faisant l'apologie d'idées condamnables, plus il sera le centre d'une polémique lui apportant de l'attention. À titre d'exemple, Burzum est sans doute le groupe de black metal le plus médiatisé, tout en étant condamnable sur bien des points. Donc c'est quoi le NSBM finalement? Une transgression, un exutoire, un manifeste politique? On ne peut que clamer que c'est un manifeste politique en faveur d'idées racistes, xénophobes, antisémites, sous couvert de paganisme, d'ésotérisme et autres enrobages de ce genre-là. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions dans les commentaires à ce sujet, surtout musicalement. Est-ce qu'on reconnaît le NSBM si on enlève les paroles? Alors, je vais faire une réponse assez nuancée. Je pense qu'il y a des groupes de NSBM qui n'ont que les paroles pour les classer là-dedans. Il y a aussi des groupes où dès le premier morceau, on peut suggérer que c'en est. Il y a parfois une utilisation d'instruments folkloriques,
un chant qui rappelle un peu le rock ou la oi aussi, une production assez sourde, un côté assez épique et grandiloquent, voire même nostalgique. Mais ça ne veut pas dire que les groupes épiques et tout ce que j'ai cité sont forcément du NSBM. En fait, je ne saurais vraiment pas comment l'expliquer autrement, mais généralement, à l'aveugle, personnellement, j'arrive rapidement à deviner que cette musique est du NSBM. Peut-être à cause justement de l'habitude. Et je rappelle également qu'une promotion de ces idées est punie par la loi. Pour ceux qui me demandent en quoi c'est grave, et également si je fais le jeu de la gauche, etc., etc. C'est pourquoi c'est dans cette dernière partie et pas avant. Seulement, je ne vais pas m'étendre plus dessus, je pense qu'aujourd'hui, ces idées ont malheureusement beaucoup trop de visibilité. Je ne vous présenterai pas les groupes, soit vous les connaissez déjà, soit vous irez les chercher par vous-même. Ici, je ne vais parler que de Molot, parce qu'il colle au sujet de cette vidéo, et ça vous montrera en quoi ces idées sont dangereuses aussi, et qu'elles ne sont pas à prendre à la légère. Molot, c'est un groupe russe formé en 2003, lié à Temnosor aussi, un autre groupe de NSBM. Oh, et on retrouve qui ici? Eh bien, Famine, bien sûr. Je vous laisse un petit extrait en fond, il est sur la même vidéo parce qu'en fait il a fait un live en 2018 qui s'appelle Coup de grâce, avec. Bon, revenons aux membres de Molot, et plus particulièrement au cas d'Alexei Levkin. Alors lui, il cumule tout. Je vous explique. En 2006, il est arrêté pour un triple meurtre et une profanation de cadavres. Faute de preuves, il n'est pas condamné et il a un suivi psychiatrique jusqu'en 2011. Il fonde peu après le Votenjugend, qui est une organisation politique d'extrême droite. Il salue les terroristes Timothy McVeigh et Anders Breivik comme des héros. Et il fait des conférences sur la théorie raciale. En 2014, il part en Ukraine, comme Famine, tiens, pour fuir la justice russe face au triple meurtre. En 2023, il est commandant d'une unité de mortiers au sein du corps des volontaires russes. Alors les dates changent selon les sites qu'on cherche, mais vous avez à peu près l'idée. Je n'ai pas trouvé d'article énonçant les détails précis de ces affaires, elles sont sans doute privées. Le Concilium. Alors là, on a plusieurs groupes qui sont concernés, donc ce sont des groupes français basés à Toulon. On a Kristallnacht, qui est formé en 96, dont le leader est LF, et qui a fait de la session pour Blestinsin, formé en 1993, et on a aussi Seigneur Volant, groupe formé en 1996. Alors ici, on est clairement sur du NSBM. Bon alors, celui qui va nous intéresser, c'est le fondateur de Seigneur Volant, Xafan, ou Anthony Mignoni. La nuit du 8 juin 1996, Xafan et Christophe, qui est en fait Black Christ, le guitariste de Blestinsin, et Émilie Dervillers, dont je n'ai pas trouvé de rapport avec le groupe, et une personne mineure, se rendent dans le cimetière de Toulon et déterrent un cadavre. Je vous lis un petit extrait de l'article du Monde qui date de 1997. La présidente évoque l'effraction de l'enveloppe de zinc sur laquelle Émilie Dervillers a sauté à pieds joints pour la faire éclater, avant de se retrouver en face d'un cadavre embaumé qui la fascine, et dont elle dégrafe le corsage pour en découvrir et caresser la poitrine. Sous le regard de Christophe Magnoni, le couple, auquel la jeune S prête main forte, s'acharne ensuite sur le cadavre, le frappant à plusieurs reprises sur le crâne à l'aide d'un marteau, avant d'enfoncer dans ce corps momifié un crucifix renversé à hauteur du cœur. Ce soir-là, on voulait se faire un cadavre pour se faire plaisir. Les morts dans les cimetières ne sont que du bétail. Le 20 octobre 1997, le tribunal de Toulon fait tomber la sentence. Christophe Magnoni, 21 ans, a été condamné à 2 ans de prison, Émilie Dervillers, 19 ans, à 3 ans, et Anthony Mignoni, 21 ans, à 4 ans. Et on retrouve Anthony Mignoni dans une autre affaire pour laquelle il est interrogé. C'est au sujet du meurtre du curé de Kingersheim. On lui pose des questions relatives au fait qu'il aurait été le gourou de David Oberdorf, le tueur. Il déclare devant la cour « David voyait en moi une sorte de héros. Aujourd'hui, pour se défendre, il vous dit que je suis son frère de sang. Il veut se servir de l'image négative que la justice a de moi parce que j'ai profané le cimetière de Toulon. » Les groupes dits irakiens. Alors là, c'est un sujet un peu bizarre. Il y a des groupes qu'on suppose être irakiens ou saoudiens qui sont très cryptiques autour de leurs origines. Je vous en cite quelques-uns si vous voulez faire des recherches de votre côté. On a Tadnis, qui a sorti une démo en 2011. On a Seeds of Iblis, qui est formé en 2011 aussi. On a Janaza, qui est formé en 2010, pour ne citer que les plus connus. Donc en fait, c'est toujours à la même période. On a plusieurs problèmes ici. On a la provenance des groupes, leurs membres et aussi les thématiques abordées. Alors, il y a déjà des soucis dans les photos utilisées pour la promotion des groupes. Les photos semblent avoir été volées à un certain Raúl González, un photographe mexicain. Et pour Seeds of Iblis, c'est des photos promotionnelles du groupe norvégien Vulture Lord. Pour Tadnis, on a le même souci. Eux disent venir d'Arabie Saoudite d'ailleurs. Les photos promotionnelles sont plagiées du groupe allemand de NSBM Mork. Il y a aussi la chanteuse de Seeds of Iblis qui a donné des interviews. Elle s'appelle Anaïta, mais il s'avère qu'elles contiennent beaucoup d'incohérences
cohérence quand on déroulait des événements et des activités du groupe. J'ai trouvé quelques interviews, j'attire votre attention sur celle de Janaza. Je vous fais des paroles rapportées parce qu'on va pas lire de manière linéaire. En gros, elle dit qu'elle vit en Irak, où ses activités musicales sont extrêmement dangereuses. Elle affirme que si les autorités découvraient son identité, elle serait exécutée. Elle dit avoir perdu ses parents dans la guerre et considère son cercle d'amis musiciens comme sa seule famille. Elle dit qu'il existe une micro-scène métal clandestine en Irak, d'environ 10 personnes selon elle. Les concerts sont secrets, l'entrée est limitée et le corpse paint sert à masquer les identités. Elle compare la répression irakienne à celle de l'Iran, elle décrit l'Irak comme un pays foutu, et elle pense que les Irakiens se méfient des Occidentaux, même si elle dit aimer les Occidentaux pour leur liberté de penser. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça marrant une interview de Al Namroud, qui est un groupe saoudien, dont on n'a même pas parlé d'ailleurs, où le journaliste lui demande si il a eu vent de Seeds of Iblis, et il dit que pas du tout, il sait rien à leur sujet. En même temps, c'est un peu bizarre comme question, parce que c'est pas parce qu'ils sont saoudiens qu'ils sont censés connaître tout le monde, quoi. Et en plus de ça, ils viennent même pas du même pays, selon. Bon, et les thématiques alors, parce qu'on n'a pas encore évoqué ça, et selon d'où le groupe provient, ça change totalement la lecture. Donc, on est centré ici sur quelque chose de totalement anti-islam. Donc, je vais vous donner des arguments en faveur de groupes, en gros, qui seraient vraiment irakiens ou saoudiens. Donc, moi, j'en ai qu'un, en fait. Vouloir être anonyme le plus possible. Donc utiliser des photos qui ne sont pas les leurs, ça peut fonctionner en soi, pour ne pas risquer sa vie. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'arguments en défaveur de la véracité des groupes. Ça sent l'énorme coup de pub. En mode, elle a du courage de faire ça là-bas, en plus c'est une femme. Ça double presque l'argument. Toujours est-il que personnellement, je pense que c'est un fake total, une bonne excuse pour un coup de pub et aussi pour diffuser de la haine envers les musulmans. Et vous en pensez quoi? Tétragrammacide. On commence cette pause sympa avec Tétragrammacide. C'est un groupe provenant d'Inde et formé en 2012. On est ici sur du bestial. Ils font partie du Kolkata Inner Order Propaganda, qui est une sorte de collectif qui rassemble des groupes de la même ville. Je vous mets un album, Titotrantric Aphorism. On est directement plongé en Inde avec l'introduction de l'album. Ensuite, on se prend une déferlante de black metal et de death dans la tronche. En soi, c'est assez classique, je trouve, même s'il y a des petites touches noise qui ajoutent une certaine originalité au projet. Ici, rien de spécial, je n'ai rien trouvé d'intéressant à vous dire, à part le fait d'écouter. Abruptum. Abruptum est formé en 1989 en Suède. À la base, le groupe est formé de Hit et Hall. Hit était dans le Satanic Black Circle ou True Satanist Horde. Ça dépend des sources, je vous explique après. Alors, à la base, c'est du death. Après, on a un peu de black et surtout du power electronics avec les derniers albums. On aura sûrement l'occasion d'en reparler quand je ferai l'iceberg du death metal. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Vis Sonus Veris Nigrae Malitiaes, sorti en 2006. C'est le seul album que j'ai trouvé un peu black. Du moins, on y retrouve l'ambiance assez torturée et le son de la guitare qui rappelle vraiment le genre. Mais il y a plein de touches noise et ambiant. Je n'aime pas du tout. C'est très très lent et même trop lent. Mais bon, il faut quand même avouer que ce n'est pas accessible. Donc si vous aimez les projets un peu bizarres qui s'écoutent au casque et les très longs morceaux, c'est sûrement fait pour vous. Et j'ai trouvé une interview qui n'a aucun rapport avec le groupe, puisque c'est Dan Swano qui parle, qui est de Edge of Sanity, au sujet de cette histoire de True Satanist Horde. Et il dit: J'ai entendu parler des menaces de mort qui circulaient. Je connaissais aussi des gens à qui l'on attribuait toutes sortes d'actes criminels commis au nom du black metal. Grâce au réseautage assidu de Tony, Finspound était devenu une sorte de centre névralgique. Je me souviens du comte Varvikernes de Burzum, passant avec un coffre de voiture rempli d'armes, soi-disant en route pour aller tuer quelqu'un à Stockholm. Donc oui, j'avais clairement un aperçu de ce qui se passait. Tu sais, toute cette histoire de True Satanist Horde s'est déroulée à quelques rues de chez moi. True Satanist Horde était un ordre satanique fondé par Tony, Hit, Sarka d'Abruptum et Doftalamia. Il avait conceptualisé l'organisation dès 1989, mais elle a pris forme physiquement qu'en 91. TSH a recruté plusieurs musiciens suédois importants comme John Nordveit et Ole Oman de Dissection, ainsi que Morgan de Marduk. Une membre féminine de TSH, connue sous le nom de Mara, a incendié la maison des parents de Christopher Johnson, chanteur de Therion, en juillet 1992. Et pour en revenir aux autres membres du groupe, en fait ils ont eu des problèmes d'alcool et ils ont quitté le groupe. Ils ont trouvé Morgan de Marduk, donc on pense que c'est dans cette organisation qu'ils l'ont trouvé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils se sont sûrement dit: tiens, voilà mon groupe, mec, je m'en vais et toi tu restes. Du coup, il est tout seul maintenant. Bref, Hit a fait quelques sessions pour Dissection et Marduk aussi, et il est mort en 2017. Mais on ne sait pas de quoi. Gnosertongs. Gnosertongs est un groupe hollandais formé en 2005, l'uniquement Ben Moriès. Je vous mets un album, All the Dread Magnificence of Perversity.
sorti en 2009. Les thématiques sont la torture, l'occultisme, le désespoir. D'ailleurs, les pochettes sont assez spéciales et celle-ci en est un bon exemple. Je la trouve assez cool personnellement. On est ici sur du black mélangé avec de la noise. J'avoue que l'ambiance est assez creepy, même si je n'aime pas spécialement. J'ai choisi cet album parce que je trouve qu'il représente bien le projet. Après, je me trompe peut-être. La discographie est assez énorme en réalité. On y retrouve du black mélangé à du dark ambiant et de la noise. Il est torturé et malsain. Je sais que c'est un groupe assez apprécié par certaines personnes. Alors vous auriez choisi quel album? Ici, rien de spécial, j'ai été lire les interviews de Maurice de Jong. Il dit de lui-même qu'il est assez pessimiste, qu'il aime mélanger les genres sans aucune limite, et il ne comprend pas la célébrité de certains groupes au détriment d'autres groupes qu'il trouve meilleurs. The Parents of Woodpeckela. The Parents of Woodpeckela est un groupe hollandais aussi formé en 1999. Alors celui-là c'est plus pour l'anecdote, je l'ai trouvé en cherchant par mots-clés en fait. Je vous mets As Satan Spawns From the Grave of a Thousand Infants sorti en 2015. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de morceaux disponibles sur internet, mais j'ai trouvé ça assez cool. La voix est un peu bizarre, voire surprenante. On est quasiment sur du bestial en fait. Ça s'est bien écouté, mais la batterie est parfois un peu too much par contre. En fait, le groupe est créé autour d'un concept, celui d'un mythe d'une secte satanique basée à Woodpeckela aux Pays-Bas, qui abuserait d'enfants au nom de Satan. Alors j'ai rien trouvé sur cette histoire, j'imagine que c'est vraiment une légende urbaine. Et Paranoia, qui est un ex-membre du groupe, a un projet qui s'appelle Lands, formé en 1994. Je vous mets Transcendence Through Death, sorti en 2019. L'album est très long, il fait 1h13, mais j'avoue que j'ai été surprise. Si vous aimez les riffs dissonants, les expérimentations électro dans le genre fête un peu triste, vous devriez peut-être essayer de l'écouter. On n'est pas sur le Black Indus classique par contre, c'est presque plus moderne dans l'idée. Et voilà, c'est fini la pause sympa. J'espère que vous avez apprécié, même si cette fois elle était assez courte. On revient à nos problèmes, et des gros problèmes. Naked Reaper. Naked Reaper est un groupe allemand formé en 1993. Ici, on est plus sur du black grind. Je vous mets un album récent qui est sorti en 2025, Chapel Defilement. C'est un album qui sonne comme une profanation lente. La batterie frappe par un coup. Le chant rappelle d'ailleurs vraiment le grind pour le coup. Chapel Defilement n'évoque pas le sacrilège, il le fait sentir dans une atmosphère de poussière et de menaces sourdes. Donc, que s'est-il passé ? Dominus AS, donc le fondateur principal du groupe, ou Alex Schulz, a été envoyé en prison pour homicide involontaire et il est sorti en 2011. Alors malheureusement, je n'ai trouvé aucun article, aucune source sur les circonstances de l'affaire, seulement des, ouvrez les guillemets, des témoignages venant de Reddit, et plus particulièrement sur le subreddit War Metal. Je vous montre la page Reddit. Il y a un profil supprimé qui nous apporte un semblant de réponse, si on peut appeler ça une réponse, et une personne qui interroge. L'utilisateur Silence Eater demande « C'est une question intéressante et je n'ai trouvé aucune information. J'ai trouvé une interview qui indiquait qu'il a passé 12 ans en prison pour homicide involontaire. » L'utilisateur dont le profil est supprimé répond « Cela ressemble à un meurtre pour lequel il n'avait pas assez de preuves pour le condamner pleinement. Il a tué une femme et l'a enterrée dans son jardin, un fait découvert par sa mère, qu'il a ensuite signalé à la police. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. » Bon, ce qui est faux puisqu'il est sorti. De plus, pendant sa détention, il a refusé toutes les interventions thérapeutiques et a choisi de purger sa peine. Ce n'est pas de la fiction, je ne peux pas vous donner plus de détails à ce stade. Pourquoi il ne veut pas donner plus de détails ? Parce qu'il en sait probablement rien en fait. Donc ici on a un problème évident, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à Reddit, mais je voulais quand même vous le notifier, au cas où vous ayez des réponses, mais moi je n'en ai pas. Absurde. On reste en Allemagne ici. Absurde est un groupe de NSBM formé en 1992 à Sandershausen. Alors oui, je sais, c'était pas du NSBM à la base, mais bon, on en reparlera après. Les membres initiaux sont Hendrik Mobius, Sebastian Schauzel et Andreas Kirchner. Ce sont des adolescents d'environ 15 à 17 ans, ce qui équivaut finalement à la troisième ou à la seconde, quoi. Donc voilà, à la base, ils ne sont pas politisés, ils sont surtout fascinés par des films d'horreur, la violence, ce que vous voulez, l'imagerie sataniste, en soi, un peu le b.a.-ba de quand on est adolescent et qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Vous êtes passé par là, je suis passé par là. Et en plus, c'est assez intriguant parce que c'est probablement un des rares groupes, ou peut-être même le seul groupe de la ville, de black metal en fait. Et au début de 1993, Sandro Beyer, un camarade de classe, un adolescent solitaire, les admire. Il doit se demander, mais c'est qui ces gens ? Ils ont l'air trop cool, j'ai envie d'être copain avec, quoi. Mais les membres du groupe le rejette, le méprise et le considère comme un intrus. Dans un journal scolaire, Mobius a écrit une phrase inquiétante,
Je vous la lis. Sandro n'est pas des nôtres. Prenez mes paroles au sérieux, et vous vivrez peut-être longtemps. Peut-être. Le 29 avril 1993, les 3 adolescents décident d'attirer Sandro dans la forêt. Ils lui envoient une invitation par l'intermédiaire d'une camarade de classe. Le rendez-vous se trouve à un monument aux morts au milieu des bois. Sandro s'y rend absolument confiant. Les 3 garçons l'emmènent ensuite dans une cabane abandonnée appartenant aux parents de Mobus. Ils l'attachent à un fauteuil à bascule. Vers 20h, ils l'étranglent avec un câble électrique. Puis, ils enterrent son corps dans une excavation près de la cabane. Ce qui est dit, c'est qu'ils le jettent dans un trou. Début mai 1993, la famille signale la disparition. Pendant une semaine, la ville entière recherche Sandro. Finalement, grâce à un croquis d'Andreas, la police retrouve le corps et le 12 mai 1993, Sandro Beyer est enterré. Cette affaire a choqué complètement l'Allemagne. De 1993 à 1994, lors de son premier interrogatoire, Chauzel avoue tout. Il décrit le meurtre avec un calme glaçant. Il dit qu'il n'avait pas de motif rationnel, il dit qu'il voulait savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Mais au procès, les 3 garçons changent de version, ils parlent d'un accident, d'une mauvaise blague, le tribunal n'y croit pas, et même le juge déclare « Sans ce contexte de fascination pour le satanisme et la violence, cet acte n'aurait pas été possible. » Alors ça, c'est pareil, hein. Je suis pas forcément d'accord avec le juge, là, pour le coup, on va pas se mentir. C'est pas parce que tu t'intéresses à ce genre de choses que tu finis par tuer des gens. Enfin bref. Le mobile officiel retenu par la justice, c'est le rejet du garçon, la fascination pour la violence, l'envie de voir ce que ça fait selon les aveux de Chauzel, et une désinhibition due au film violent et tout ça. Et le motif alternatif, non confirmé mais attesté dans les lettres de Mobus, c'est qu'en fait, Mobus affirme que Chauzel, alors 17 ans, avait une relation avec une catéchiste mariée, elle aurait été enceinte, et Sandro Beyer aurait menacé de révéler l'affaire. Ce qui aurait poussé les 3 adolescents à vouloir le faire taire. Mais ça n'a pas été retenu par la justice, ce sont des faits rapportés uniquement par les garçons. Le 9 janvier 1994, c'est le verdict. Il y a 8 ans de prison pour Chauzel, 8 ans pour Mobus et 6 ans pour Andreas. Ce sont des peines pour mineurs. Les 3 sont envoyés à la prison d'Erfurt. De 1994 à 1998, les 3 garçons passent leur Abitur, c'est un équivalent du bac à ce que j'ai compris, et ils enregistrent la cassette Thuringian Pagan Madness, dont la pochette montre la tombe de Sandro Beyer avec la mention « Tué par la horde absurde le 29 avril 1993 ». Et je vous lis ce qui est écrit sur Metallum en note additionnelle, parce que c'est intéressant. L'image montrée sur la pochette est la véritable pierre tombale de l'adolescent assassiné par les membres d'Absurd Sandro Beyer. La sortie de l'EP était apparemment prévue par Nocturnal Art Production, le label de Samot, mais elle a été compromise lorsqu'il a été arrêté pour incendie d'église. Samot, on en reparlera plus tard. Comme quoi, quand même, tout est un peu lié dans cette histoire. En 1998, ils sortent en liberté conditionnelle. Mobus est le dernier, le 25 août 1998, et il prétend regretter le meurtre. Un mois plus tard, il fait un salut navet lors d'un concert. Il est condamné à 8 mois de prison. Et c'est à ce moment-là que dans un entretien pour Lords of Chaos, il traite la victime, donc Sandro, de parasite du peuple. Sa probation est annulée. En 1999, pour éviter la prison, Mobus s'enfuit en Virginie, chez le néo-navet William Pierce. Il tente de se présenter comme un prisonnier politique. Le 26 août 2000, les US Marshals l'arrêtent, il demande l'asile politique, et une campagne Free Hendrik Mobus apparaît en ligne. En 2001, il retourne en Allemagne, sa demande d'asile est rejetée, il est extradé et renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine. Et j'ai trouvé une interview sur le site morningsunshine.com où une personne l'interroge sur sa vie. L'interview est réalisée le 2 avril 2001 depuis le centre de détention fédéral de Buffalo. Elle est clairement orientée parce que l'introduction dit « Cette interview montre certainement une autre facette d'Hendrik que les médias et les autorités préféraient que vous ne voyiez pas, une facette humaine. » Ben voilà, vous avez un peu le ton quoi. Mais j'ai trouvé une question intéressante qu'il a posée et forcément, lui, il répond complètement à côté. L'intervieweur dit « Si vous pouviez revenir en arrière et changer certains événements de votre passé, que changeriez-vous le cas échéant ?» Hendrik répond « Je retournerai corriger toutes les erreurs de jugement et les fautes tactiques dont je suis évidemment coupable, en particulier ma relation avec certaines personnes qui s'est révélée très mauvaise pour moi, devrait être inversée. J'ai commis mes plus grandes erreurs en comptant sur des gens qui ne valent clairement rien, mais on ne peut pas vraiment tout faire seul. J'espère simplement avoir réellement tiré des leçons de mes expériences passées. On ne peut pas réviser son passé, mais on peut très certainement éviter de répéter les échecs du passé. » Voilà, il ne dit clairement pas qu'il regrette d'avoir pris la vie de quelqu'un. Il a l'air de s'en fiche complètement.
Dissection. Et on part en Suède. Dissection est un groupe formé en 1989. Le problème ici c'est John Nordveit, mais vous connaissez sûrement déjà l'histoire comme celle d'Absurde également. On va revenir sur les albums cultes. The Somber Line, sorti en 1993. C'est le premier album, il est fondateur, il mélange du black et du death mellow, il est sombre, froid et déjà très technique. C'est considéré comme un classique, même si d'autres préfèrent Storm of the Light's Bane, sorti en 1995, qui est le second album de Dissection. Les riffs sont très mélodiques mais toujours sombres et agressifs. L'atmosphère est plutôt hivernale, la batterie est rapide mais précise et les guitares sont harmonieuses. C'est toujours en fait technique et puissant. Je vais mettre l'EP Where Dead Angel Lies. C'est une mention spéciale parce qu'il y a le titre Elizabeth Bathory, même si je sais que c'est une reprise de Tormentor, et c'est parce que c'est le premier morceau que j'ai appris à la basse quand j'étais ado, donc il est important pour moi. Et c'est avec ça que j'ai connu Dissection d'ailleurs. Rain Chaos, sorti en 2006, c'est l'album de la reformation, il est assez différent. Il est plus occulte et basé sur des textes du MLO. On reviendra d'ailleurs sur le MLO après, forcément. Il est moins black, il est plus heavy, il a des structures un peu plus simples et l'atmosphère est un peu plus ésotérique. C'est un album que je n'aime pas vraiment, mais bon, il faut quand même le noter parce que ça fait partie de la discographie de Dissection et c'est important parce que après, il s'est passé ce qui s'est passé. On va en parler juste après pour ceux qui ne savent pas, je ne dis rien. Sachez que j'ai vu Dissection en concert au Fury Fest 2005. J'étais déjà au courant de ce qu'il avait fait, j'étais très jeune et franchement, ça m'a fait bizarre de voir cette personne sur scène. Enfin bref, passons à notre histoire. Le 22 juillet 1997, Joseph Ben Medour, 36 ans, algérien vivant en Suède depuis à peu près 10 ans et homosexuel, est aperçu en ville. Dans la soirée du 22 juillet, il rencontre John Nordveit, qui à l'époque a 22 ans, et Vlad, qui est un Iranien installé en Suède. Les deux hommes appartiennent au culte sataniste, misanthropique, luciférian, Order, donc MLO, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo à cause de Arcanum. Et d'ailleurs, cette personne, Vlad, est en fait Victor Draconi, c'est son vrai nom, et j'ai découvert via Metalum qu'en fait il était dans Arcanum. Pas pour tout, mais il a fait quelques trucs en tout cas. Quand je vous ai dit que je ne savais pas si Arcanum avait un lien avec le MLO, en plus une personne me l'a notifié dans les commentaires, et ça pourrait faire office de preuve, en tout cas pas pour le membre principal, mais pour quelqu'un qui est adjacent quoi. Enfin bref, les deux hommes avaient déjà évoqué l'idée de commettre des sacrifices humains avant ce soir-là. Les circonstances exactes de la rencontre ne sont pas totalement établies, mais ils attirent Joseph Ben Medour et l'emmènent vers Kylers Park à Göteborg. Cette même nuit, l'homme est abattu avec un pistolet. Il y a 2 tirs qui sont effectués, un dans le dos qui traverse jusqu'au cœur et un dans la tête alors qu'il est déjà au sol. Et le meurtre est commis au pied de l'ancien château d'eau du parc. Dès le lendemain, le 23 juillet 1997, vers 16h30, un jeune homme de 16 ans découvre un corps par terre. Mais la police arrive et en fait, ils y voient pas grand chose d'intéressant pour eux parce qu'il n'y a pas de papier d'identité, il y a un sac et une casquette, mais rien de spécial quoi. Mais une policière reconnaît l'homme comme un habitué de la place Zwingeln. Et un commerçant confirme qu'il s'agit de Joseph, souvent vu avec un homme d'apparence finlandaise, donc en fait son petit ami de l'époque. La police suspecte d'abord le petit ami, généralement la première personne vers laquelle on va, parce que la casquette qui est par terre est en fait à lui, il n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre, et en plus le couple est connu pour se disputer très fréquemment. Il est détenu 12 jours et relâché finalement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Et ils ont aussi une autre piste concernant un groupe islamique armé, parce que Joseph avait reçu la visite la veille de ces personnes-là et s'était apparemment disputé avec ces personnes. Mais il n'y a aucune preuve qui a été trouvée. Le 15 décembre 1997, la petite amie de Vlad se rend à la police pour porter plainte pour violence. Elle révèle qu'il lui a avoué le meurtre commis avec John Nordveit. Donc du coup, il est arrêté le jour même et il porte justement ce fameux pistolet sur lui. John Nordveit, quant à lui, est arrêté 3 jours plus tard. En 98, c'est l'heure du procès, les deux hommes avouent le meurtre, le tribunal établit que Vlad est l'auteur du meurtre, donc le tireur principal, c'est lui qui a tué la personne en réalité, et John Nordveit était simplement le complice. Les deux sont condamnés en appel à 10 ans de prison, chacun. Le mobile, on n'en sait pas grand chose au final, hein. Les médias parlent d'un crime homophobe, et il y a des liens avec le satanisme qui sont avérés, mais le caractère rituel n'est pas démontré, parce qu'il n'y a pas de rituel en fait. Il est libéré de prison en 2004 et il relance le groupe. Le 13 août 2006, il est retrouvé mort par balle dans son appartement, dans un cercle de bougies. En fait, il s'est suicidé avec une arme à feu.
La police a conclu à un suicide volontaire sans intervention extérieure. Finalement, peu après la sortie de Reign Chaos, qui date du 30 avril 2006. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de raison à son geste. Est-ce lié au MLO? Est-ce lié à des remords? Peut-être. On ne sait pas. Apparemment, les gens disent qu'il était super content d'être sorti de prison, donc trop bizarre. Emperor. Emperor est un groupe norvégien formé en 1991 à Notodden. On est ici sur du Black Sympho. À la base, les membres sont Samot à la batterie et à la guitare, Ihsahn à la guitare et au chant, et Mortis à la basse. Je vous mets 2 albums cultes qui sont en fait les premiers. In the Nightside Eclipse sorti en 1994. Si Emperor a redéfini le black metal en 1994, c'est en grande partie grâce à leur usage quasi orchestral du tremolo picking. Là où d'autres groupes l'utilisaient comme une simple technique de vitesse, Emperor en fait un pinceau symphonique, un outil pour peindre des paysages nocturnes gigantesques. Il est fluide, continu, presque liquide. C'est une fusion entre claviers impériaux, tremolo picking et tapis harmonique qui donne à Nightside son atmosphère cosmique, lointaine, presque mythologique. Ihsahn a déclaré « Nous n'avions aucune ambition commerciale. Il n'y en avait tout simplement pas à en avoir. Ça paraît romantique, mais toute cette musique a été créée uniquement par motivation artistique. Cette attitude totalement introvertie, norvégienne, du genre « gardons ça pour nous », est ce qui nous a permis de créer quelque chose que personne d'autre n'avait fait. » Et j'ai lu quelque part quelque chose d'étrange, comme quoi l'album aurait été dédié à la mort d'Euronymous. Seulement je retrouve plus la source, donc dites-moi si c'est vrai ou pas. Anthems to the Walking at Dusk, sorti en 1997. C'est un disque né dans la tourmente. Samot est en prison pour l'incendie d'église. Lui et Ihsahn composent en s'échangeant des cassettes depuis leur cellule et leur maison. Malgré ce contexte chaotique, le groupe se réorganise. Trim remplace Faust à la batterie, Alver prend la basse et Emperor se prépare à livrer son album le plus technique, martial et grandiose. C'est un album qui a élevé le black metal à un niveau artistique inédit, prouvant que le genre pouvait être à la fois extrême, sophistiqué et visionnaire. Alors, autour d'Emperor, nous avons plusieurs membres problématiques. Nous avons Samot. En 1994, Samot et Varg Vikernes, décidément il est toujours dans les parages, se rendent à l'église de Skjold. L'incendie fut commis pendant une pause de l'enregistrement de l'EP Aske de Burzum, où Samot jouait en tant que bassiste de session. Et comme je traîne un petit peu sur le site de burzum.org pour avoir un maximum d'informations à vous faire parvenir, Varg Vikernes a vraiment tout mis en ligne et c'est vraiment très pratique. En fait, il y a des interviews de vieux magazines et il y a quelque chose qui m'a interpellée et que je vais vous dire. Dans le magazine Witchcraft, qui est le numéro 3 sorti en 1994, le journaliste dit « Samot d'Emperor est crédité pour avoir joué de la basse sur Aske. Aviez-vous l'intention de compléter le line-up de Burzum à l'époque ?» Il dit « Non, Burzum est un one-man band. Samot ne sera plus jamais autorisé à s'approcher de quoi que ce soit que je fais. Plus jamais. » Bonne ambiance. Mais encore, je vous lis des paroles rapportées que j'ai trouvées sur La Grosse Radio et qui sont plutôt intéressantes. Les liens du Black Circle n'avaient rien d'une idée en l'air. Ihsahn, dans une interview, dira « J'ai entendu parler des incendies d'église aux informations. Et puis, je suis allé voir Vikernes, qui m'a dit « Tu as vu, j'ai brûlé une église. » Il m'a montré des photos. Je ne sais pas s'il les a montrées à tout le monde, mais je ne crois pas qu'il soit resté très discret là-dessus. C'était impressionnant. C'était très mal d'avoir brûlé une église, si on réfléchit. Je pense que j'étais assez enthousiaste parce que j'étais attiré par des idées anti-chrétiennes dont on avait parlé. J'ai toujours des points de vue anti-chrétiens, mais pour d'autres raisons. Je pense que c'est une évolution normale. Et en parlant de la scène black metal, tout le monde était très inspiré et pensait « Moi aussi, je vais faire un truc comme ça ». Et lorsqu'on interroge Samot, je crois que l'idée d'aller brûler des églises m'est venue grâce à une allusion qu'a faite Vikernes dans une lettre. C'était en 1992. Un peu plus tard, on m'a montré des photos de ruines d'églises brûlées au magasin Helvète. Et plus loin, un peu comme Varg, il dit en parlant du christianisme. On ne peut contrôler la nature. Nous ne sommes que la poussière cosmique de l'univers. Le christianisme et les autres religions monothéistes sont des systèmes de croyances corrompus et destructeurs. Il ne regrette absolument pas d'avoir brûlé des églises, puisque j'ai trouvé une autre interview sur carsmaker.nl où le journaliste lui demande « Est-ce que tu ressens des remords par rapport au fait d'avoir brûlé des églises ?» Il répond tout simplement « Non ». Bref, de mars 1995 à juillet 1996, il va en prison.
Il a 20 ans du coup à l'époque. Short, autre membre problématique, qui est à la base de 1993 à 1994, mais qui est surtout dans Carpathian Forest pendant un moment, a été emprisonné pour 2 ans à cause d'agression. Certains pensent que c'est une agression au couteau, et il y aurait aussi eu un cambriolage et une profanation de tombe. Mais on n'en sait pas plus sur les détails. Bon et bien, passons au cas de Faust, Bard Guldvik Aitun, qui était le batteur d'Emperor, apparemment jusqu'en 2025, et aussi d'Abori et de Thorns. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pas mal de choses au final. Le 21 août 1992, Faust est alors âgé de 18 ans. Il est en visite chez sa famille à Lillehammer. En rentrant d'un pub, il traverse le parc olympique de la ville, connu comme lieu de rencontre homosexuelle. Magneux Andreasen, qui est un homme homosexuel et ivre, se promène dans le parc et trouve Faust. Il l'aborde et lui propose une relation sexuelle. Faust accepte de le suivre dans les bois voisins. Une fois isolé, il poignarde Andreasen 37 fois et lui donne ensuite plusieurs coups de pied à la tête quand il est au sol. Le lendemain, le 22 août 1992, il retourne à Oslo. Il rentre chez lui, il se lave et se comporte comme si de rien n'était. Le lendemain, d'ailleurs, il va même raconter les meurtres à Euronymous, Varg et d'autres proches. Il a l'air de s'en fiche complètement de ce qui s'est passé. De 1992 à 1993, la police n'a absolument aucun suspect et l'affaire stagne. Il reste libre, tranquillement. En août 1993, alors là il y a un problème. Malheureusement pour lui, en fait, Varg Vikernes est arrêté pour le meurtre dont on va parler tout à l'heure. Je ne donne pas les détails. Finalement, la police enquête sur le cercle d'amis de Varg Vikernes pour avoir de plus amples détails. Faust est arrêté et il avoue immédiatement avoir tué Andreasen. En 1994, c'est le procès et la condamnation. Faust est condamné à 14 ans de prison pour meurtre. Et par la même occasion d'ailleurs, il dit avoir été impliqué dans l'incendie de la chapelle de Holmenkollen avec Varg Vikernes et Euronymous. En 2003, il est libéré pour bonne conduite après avoir purgé 9 ans et 4 mois de prison. J'ai trouvé une interview sur blackdeathmetalhistory.wordpress.com où il parle de manière très libérée de ce meurtre sans aucun problème. Je sais pas s'il a des remords, il a pas l'air d'en avoir dans ce qu'il raconte. C'est très détaillé, disons. Le journaliste lui demande: Je ne connais pas la véritable version de votre crime, mais je sais que vous avez poignardé quelqu'un de très nombreuses fois. Je ne sais pas non plus combien de détails du crime vous avez admis au tribunal. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner votre récit non édité du meurtre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la rage incroyable que vous avez dû ressentir à ce moment-là. Vous vous souvenez de vos émotions? Déjà c'est un peu bizarre comme question, mais bon. Il répond: Eh bien, j'ai été condamné à 14 ans de prison pour un meurtre au premier degré et pour l'incendie d'une église en 1992. J'ai admis l'intégralité des charges au tribunal, puisque les preuves contre moi étaient accablantes. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai tué un homme homosexuel à Lillehammer en le poignardant 37 fois avec un couteau assez petit, ce qui a entraîné sa mort par perte de sang. Par conséquent, aucune des blessures n'était mortelle en elle-même. Je me souviens de certaines parties, ou plutôt, je me souviens de tout. Mais certains éléments sont un peu flous et confus. Mon adrénaline fonctionnait à plein régime, et la rage était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, ni depuis. J'ai déjà dit dans d'autres interviews que l'acte en lui-même ressemblait à une expérience où je me voyais de l'extérieur, observant un homme en poignarder un autre. Je pense que c'est normal, car le cerveau réagit tellement négativement à ce genre d'acte que, pour s'en distancier, il crée l'illusion que quelqu'un d'autre est en train de le faire. Alors, je ne sais pas s'il en parle de manière aussi détachée parce que le temps est passé et qu'il a eu le temps d'y réfléchir et quelque part ça fait partie de lui, ou alors il n'a vraiment aucun remords, il ne fait même pas mention une seule fois de la victime et ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là et comment elle s'est comportée. Il n'y a aucun détail sur ceci. Je trouve ça extrêmement bizarre. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Burzum. Burzum est un one-man band norvégien formé en 1991 par Varg Vikernes. Ce ne sera pas une biographie complète de cette personne, sinon on va y passer 1 heure tellement il y a de choses à dire. Pour parler de son histoire, j'ai utilisé les médias classiques, c'est-à-dire les journaux, les articles, etc. Mais aussi son site à lui, burzum.org, qui est vraiment très bien fourni. Il y a beaucoup d'articles de presse et d'interviews des années 90. Il a tout mis
tellement ils s'aiment, je pense. Je vais essayer de résumer tout ce bazar, parce que oui, c'est le bazar. On écarte ici la politique, vous savez de toute façon tous que c'est un navet, il n'y a pas besoin de s'étendre plus que ça là-dessus, je ne parlerai que des condamnations dont il est le sujet. On va parler tout d'abord des albums cultes, parce que bon, Burzum c'est quand même un des fondateurs du black metal, faut pas l'oublier. Dead Some Evangvar, sorti en 1993, on est sur le deuxième album de Burzum, enregistré avant son emprisonnement. C'est un disque où le black metal devient plus atmosphérique et plus hypnotique, mais très encore ancré dans la violence, un peu comme sur le premier album de Burzum, album où il n'y a pas trop cette ambiance avec des morceaux qui sont de l'ambiance. Il y a certes des petits passages, mais c'est tout. Surtout la fin. Les guitares sont répétitives, assez froides, la production est volontairement crue, l'ambiance est assez sombre et mélancolique, et là on a une alternance entre morceaux agressifs et passages ambiants. On sent qu'il essaye de s'éloigner du black metal pur pour aller vers quelque chose de plus introspectif. C'est un album un peu de transition. Vis Lizet Taros, sorti en 1994, considéré souvent comme l'un des piliers du black metal atmosphérique. Moi c'est pas du tout mon préféré, mais bon, soit. Je l'ai quand même mis parce qu'il est important. Il y a encore du black metal et de l'ambiance. Les rythmes sont lents, répétitifs, l'atmosphère est glaciale et minimaliste. Le temps semble suspendu. On a l'impression d'écouter un paysage gelé qui respire lentement. Philosophem, sorti en 1996. Eh bien celui-là c'est mon préféré parce que je pense que c'est le premier album que j'ai écouté. Parce qu'en fait la première chose que j'ai écouté de Burzum c'est Aske, et qui n'est pas un album, qui est un EP. Donc j'y suis attachée, c'est vraiment pour moi ce qui m'a fait aimer le black metal. La production est volontairement sale et saturée, les riffs sont ultra répétitifs, et puis il y a Dunkelite quoi. D'ailleurs je sais pas pourquoi il l'a renommé Burzum sur Metaloom, alors que c'est Dunkelite, on est tous d'accord. Ça me rappelle l'époque où on avait peu accès à internet et j'étais dans ma chambre, allongée sur mon lit à écouter sur mon poste en regardant à travers la vitre le paysage hivernal. C'est vraiment ça, j'ai encore ces souvenirs en tête. Même l'instrumental de 25 minutes finalement, je la zappais toujours à l'époque. Mais avec le temps, j'ai fini par l'apprécier. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, n'étant pas du tout fan d'ambiance. Philosophem est finalement une expérience assez sensorielle. En mai-juin 1991, Øystein Aarseth, donc Euronymous, fonde The Inner Black Circle of Norway, qui est localisé au magasin de musique qu'il tient qui s'appelle Helvet, à Oslo en Norvège. C'est un groupe informel, pas une organisation officielle. Ça n'a jamais été structuré. C'est un terme utilisé par les médias et certains musiciens pour désigner le noyau dur de la scène black metal norvégienne autour de 91 et 93. Et on y retrouve des groupes comme Burzum donc, Mayhem, Emperor, Darkthrone, Immortal, Thorns et Enslaved. Et c'est aussi rapporté sur le site de burzum.org. Donc lui, il est d'accord avec ça. Généralement centré sur une idéologie assez commune, comme le rejet du christianisme, une fascination pour le satanisme, mais attention, pas forcément Varg de base, lui c'est plutôt le paganisme, et des idées parfois extrémistes, donc racistes et nationalistes. Euronymous, je vous ai dit qu'il était communiste dans une vidéo précédente, alors oui, quand il était adolescent, mais ensuite il a rejeté cette partie de lui. En 92, Varg Vikernes sera impliqué dans plusieurs incendies criminels d'églises en Norvège. Il y a l'église de Fantoft, à Bergen, le 6 juin 1992. C'est une église en bois et un monument historique du XIIe siècle. Elle est totalement détruite. L'église de Holmenkollen, à Oslo, pareil, détruite complètement. L'église de Skold, elle est incendiée, donc elle n'est pas forcément détruite. Et il y a eu aussi une tentative d'incendie de l'église d'Eisan à Bergen. Les dégâts sont assez limités. Il sera reconnu coupable bien plus tard des incendies. Dans la nuit du 10 août 1993, Vikernes se rend à Oslo, au domicile d'Øystein Aarseth, guitariste de Mayhem. Il parcourt plus de 500 km depuis Bergen, autant dire qu'il est vraiment très motivé. Il est accompagné de Snorre, on en reparlera après. Du propre aveu de Varg, il dit avoir 4 couteaux sur lui, une hache, une baïonnette, une batte de baseball dans sa voiture. Et il dit que Snorre, lui, n'avait rien du tout. Bref, Varg dit qu'il va voir Euronymous pour récupérer quelques disques et surtout lui remettre un contrat. Snorre reste dehors pour fumer une cigarette, et Varg monte dans l'appartement. Euronymous lui ouvre la porte en sous-vêtements, et il est fatigué. En gros, pour sa propre défense, Varg raconte qu'une dispute est survenue entre eux, qu'Euronymous l'a frappé à la poitrine et il l'a donc repoussé
par défense. La victime est partie dans la cuisine en courant. Varg, pensant qu'il allait prendre un couteau, a sorti le sien. Alors le gars il garde un couteau sur lui pour récupérer des disques et faire signer un contrat, c'est un peu bizarre quand même. Et là, il le poignarde. Euronymous hurle au secours en déambulant dans le salon totalement paniqué. Et Varg s'acharne sur lui parce qu'il dit qu'Euronymous aurait dû se battre comme un homme et l'affronter au lieu de pleurnicher. Ça c'est la version légèrement modifiée de Varg parce que le procès n'a pas du tout retenu ça, évidemment vous vous en doutez. Il y a aussi la version de Snor, et là je vais carrément vous la lire. J'ai trouvé l'attitude d'Arcet envers Vikernes agressive, critique et négative. Quand j'ai raconté ma conversation avec Arcet à Vikernes, il s'est mis en colère et a dit « Arcet doit être éliminé. Il se met en travers de mes futurs revenus. » J'ai compris qu'il voulait se débarrasser d'Arcet. Il n'arrêtait pas de parler de le tuer. L'une consistait à frapper Arcet à la tête avec une hache lorsqu'il ouvrirait la porte. J'ai dit que ce serait ridicule de se promener avec une hache dans un quartier plein d'immeubles. Une autre option était de faire en sorte qu'Arcet nous montre quelque chose sur son ordinateur dans son appartement. Ensuite, il pourrait être poignardé dans la nuque lorsqu'il serait assis, le dos tourné. Vikernes avait rapporté un contrat pour avoir une excuse afin de faire venir Arcet à la porte. J'attendais à l'entrée pendant que Vikernes montait chez Arcet. Mais après quelques minutes, je suis montée à mon tour. En arrivant devant l'appartement, j'ai entendu des bruits à l'intérieur. Soudain, la porte s'est ouverte et Arcet est sorti en courant vers moi, en hurlant. J'ai vu du sang dans le salon et j'ai vu Vikernes en train de le poignarder. Puis ils ont tous les deux disparu dans l'escalier. Après quelques secondes à réaliser ce qui se passait, je les ai suivis. Je les ai dépassés et j'ai couru dans la rue. En quittant Oslo, nous nous sommes arrêtés près d'un lac dans l'Upland, où Vikernes a pris un bain nu et a coulé ses vêtements ensanglantés, attachés à une pierre. Sur le chemin du retour, Vikernes a dit qu'il l'avait poignardé Arcet à la tête, au cou et dans le dos, mais qu'il avait manqué l'artère principale. Vikernes a dit que c'était honteux pour un leader de la communauté black metal de mourir seulement en sous-vêtements. Bon voilà, en fait c'est pas du tout la même version qu'il raconte, une version beaucoup plus froide où en fait le mobile serait lié finalement à l'argent. Et c'est vrai que c'est un mobile qui revient souvent, où Varg Vikernes était intéressé par l'argent et voulait beaucoup d'argent et était jaloux probablement de la célébrité d'Euronymous. Et comme il ne partageait pas les mêmes opinions politiques, du moins au départ, ça a pu aussi être un motif supplémentaire. Enfin, il y en a plein, mais en fait on n'a jamais trouvé de mobile à ce crime en fait. Il n'a jamais été clair à ce sujet. Et j'ai trouvé une autre info, honnêtement je la connaissais même pas. Il y aurait eu une troisième personne qui serait restée à l'appartement à Bergen, donc chez Varg, comme alibi, pour faire comme si, en fait, ils étaient toujours restés dans l'appartement. La personne aurait loué un film et avait l'intention d'utiliser la carte de crédit de Vikernes, pour faire genre que c'était lui qui l'utilisait vraiment, quoi. Du coup, la justice établit les faits suivants. Vikernes parcourt plus de 500 km depuis Bergen, c'est louche. Il est accompagné de Snor, qui conduit la voiture, ce qui en fait de lui un complice. Une altercation éclate dans l'appartement d'Euronymous. Vikernes le poignarde 23 fois, donc il n'y a pas de doute, quoi, c'est pas un accident, ni rien du tout, il s'est vraiment acharné sur lui. Euronymous meurt dans l'escalier en tentant de fuir. La justice conclut à un meurtre prémédité et non à la légitime défense, ce qui est complètement logique. Snor, quant à lui, sera condamné pour complicité parce qu'il a accompagné Vikernes et l'a aidé à se rendre sur place. Alors lui, je sais pas à quoi il pensait, mais bon, on y reviendra juste après, parce qu'il fallait le contexte pour parler aussi de Thorns. 1994, c'est le procès le plus médiatisé de l'histoire norvégienne moderne. Il est condamné à 21 ans de prison. C'est la peine maximale en Norvège pour meurtre, incendie d'église, tentative d'incendie, possession illégale d'explosifs. Oui, parce qu'il possédait aussi des explosifs, j'ai oublié de vous le dire. Il devient alors l'un des criminels les plus connus du pays. En 2003, Varg Vikernes dispose d'un congé, apparemment, à ce que j'ai compris. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'évader. Bon, il est récupéré très rapidement par la police en réalité. Il aurait bénéficié d'une aide extérieure. En 2009, il est libéré. Et d'ailleurs, c'est là, je crois, qu'il ouvre une chaîne YouTube également. Après avoir purgé 16 ans, Vikernes est libéré mais sous condition. Il s'installe en France, en Corrèze. Alors bon courage à ceux qui sont les voisins, bien sûr. Je vais vous montrer la petite ville où il habite, qui est Salon-la-Tour. En fait, il s'est installé avec une femme, avec laquelle il a des enfants, et ils se disent complètement survivalistes, ce qui justifie, selon eux, d'avoir des armes chez eux, ce qui est un peu étrange. Enfin bref,
J'espère que vous n'habitez pas à côté. En juillet 2013, il est arrêté par les autorités françaises, soupçonné de préparer un acte terroriste. L'enquête n'aboutit pas et les charges sont abandonnées. Et en 2014, en France, Vikernes est condamné pour apologie de crimes de guerre, incitation à la haine raciale et diffusion de propos antisémites. Je suis passée un peu rapidement sur l'histoire récente de Var Vikernes et de sa vie en France, mais ce n'est que de petits ajouts supplémentaires à son CV déjà bien rempli. Alors, je vous repose la question. Est-ce que Burzum est connu parce qu'il est l'un des fondateurs du black metal et que sa musique est bien, ou alors parce qu'il a tué quelqu'un, et pas n'importe qui en plus, dans son propre milieu, et finalement ça a exercé une espèce de fascination morbide de la part des médias et de la population? Sorn. Sorns est un groupe norvégien formé en 1990. Il devait figurer aux côtés des personnes de l'épisode 4 sur la partie sur le Black Indus, mais je me suis ravisée maintenant, et vous savez pourquoi. Snorrush est aussi de Trondheim, comme Celestial Bloodshed. Il a été dans Mayhem un court moment, et en guest chez Satyricon notamment. Lui, comme on l'a vu précédemment, il a accompagné Var Vikernes la nuit du meurtre d'Euronymous, donc il a fait 8 ans de prison. Je vous fais un petit mot sur le split avec Emperor, sorti en 1999. On a ici une juxtaposition entre Sorn, du côté plus industriel, et d'Emperor avec sa majesté symphonique. Le split fonctionne comme un dialogue. Il marque le retour de Snore de prison et prépare l'album Sorns, sorti en 2001. C'est le premier album officiel du groupe. On a ici un hybride entre du black metal et de l'indus. C'est une œuvre fondatrice du black indus moderne. Snore est certes un architecte discret, mais il a contribué à la modernisation du black metal. Pour en revenir aux problèmes liés à Varg, selon le verdict du procès, il avait des antécédents psychologiques dépressifs, mais cela n'excuse en rien sa présence avec le meurtrier, d'où le fait qu'il ait pris 8 ans de prison. Et j'ai un fait à vous raconter. En novembre 2025, Snore et Dagur Gilason de Mistirming sont partis marcher en direction de Tusbotna, près du plan d'eau de Texdaldamen. Ils comptaient y passer la nuit pour remonter le lendemain vers Dorsenget. Le but était de faire des photos, sauf que leurs proches n'ont aucune nouvelle d'eux. Les autorités norvégiennes déploient des ressources énormes pour les retrouver. Mais en fait, c'était un gros canular, ils n'ont jamais disparu. C'était un genre de blague. On imagine que c'était pour faire la promo de l'album Hulder's Ritual de Slagmore. Et voilà, cet iceberg est terminé. J'aurais pu parler d'autre chose et le faire autrement, mais bon, je pense qu'on a ici une bonne vision d'ensemble de ce qu'est le black metal. Et finalement, je tiens à préciser qu'on arrive aux choses les plus horribles seulement dans la partie 6. Je voulais aussi démontrer avec cet iceberg que le black metal ne se limite pas aux meurtres, aux incendies, au satanisme et que sais-je encore. C'est un iceberg pour les passionnés comme vous et moi, mais qui a aussi pour but de guider les petits nouveaux qui s'intéressent au genre. Alors, point important, je vous accorde que le black metal est une musique underground, et on m'a déjà dit « Mais oui, attends, ça se fait pas, le black metal ne doit pas être connu, etc. etc. » Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on fait une série de vidéos sur YouTube que demain, tout le monde va balancer chez lui un petit Revenge ou même un petit Mayhem. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien. C'est vraiment très cool d'avoir des retours sur mon travail. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine pour une rétrospective qui n'a aucun rapport avec le black metal.